Mes chers collègues, je vous remercie de bien vouloir prendre place. La séance va commencer. Oui, mais ils sont debout. Oui. Alors, je vous ai dit que... alors moi, bon, oui, mais ne m'attendez pas là. L'accueil républicain, a priori, il faut que je le sois. C'est à 11h. Bon, alors, je verrai où on en est du truc. Hein, je verrai où on en est. Et ensuite, je reviendrai ou je ne reviendrai pas en fonction de là. Et je ferai un SMS pour dire, bon, parce qu'après la visite plus courte, assez protocolaire, disons, il annonce 400 millions d'euros pour les hôpitaux. Voilà. Et donc, après, il réunit les militants de lui et Horizon. Et Horizon et Renaissance se retrouvent dans un petit truc à l'Aviron. Oui. Bien, la séance commence. Je vous remercie de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Le quorum est atteint et je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Je procède à la désignation du secrétaire de séance, qui est donc Yosheba Eremundegui, et donc qui assurera le secrétariat de cette séance. Je voudrais vous préciser aussi, avant de commencer cette séance, qu'à la suite de la démission de M. Mathieu Berger de son mandat de conseiller communautaire, c'est donc M. Jean-Marc Abadi, qui est aussi conseiller municipal de Bayonne, qui est appelé à exercer les fonctions de titulaire au sein de cette assemblée pour représenter la commune de Bayonne. Il peut se lever pour... Lève-toi, Jean-Marc. Voilà. Je voudrais aussi, chers collègues, rendre hommage avec vous à la mémoire de M. Jean-Marc Trentoma. Il était maire de la commune d'Amende-Chonex, vous le savez, il est décédé. Et donc je souhaitais qu'on respecte en se levant quelques secondes, une minute de silence. Je vous remercie. Avant de procéder à la lecture du premier rapport, je voudrais aussi, chers collègues, faire une déclaration. C'est pas une motion, une simple déclaration que vous pourrez, si vous en êtes d'accord, ponctuer par quelques applaudissements, mais vous comprendrez de quoi je veux parler, car je veux faire suite aux violences dirigées contre certains de nos collègues élus à la suite des dégradations commises sur les mairies de Hasparren et de Macaille. Mes chers collègues, au cours de la nuit du 27 au 28 janvier, les mairies de Hasparren et de Macaille ont été la cible d'importantes dégradations. Ces actes s'ajoutent malheureusement à la liste des violences qui émaillent nos quotidiens d'élus locaux. L'auteur de ces méfaits a été rapidement interpellé, vous le savez. Il s'avère qu'un simple différend d'urbanisme, et nous en connaissons dans nos communes, il s'avère qu'un simple différend d'urbanisme est à l'origine de ce déchaînement nocturne. Porte détruite à la hache, excusez du peu, inscriptions injurieuses, sculptures renversées,
Les dommages sont certes matériels, mais derrière ces dégâts réparables, ce sont nos deux collègues maires, ce sont une femme et un homme, Isabelle Pargade et Alain Dubois, présents d'ailleurs avec nous ce matin, qui étaient explicitement visés et qui ont été touchés. L'engagement du maire, d'élu local, et nous en sommes ici, c'est vivre au sein d'une communauté dont la majorité des membres vous a accordé sa confiance pour mener un projet collectif et préserver des équilibres communs. Être maire, c'est donc aussi vivre pleinement cette proximité. Et selon la formule consacrée, le maire, c'est l'élu à portée d'engueulade, pour reprendre une formule bien connue. Nous le savons tous et nous exerçons nos mandats en pleine conscience. Cependant, dans un climat général dégradé, dans une société sous tension, à l'heure où la relation sociale cède facilement le pas aux réseaux sociaux, le maire devient l'élu à portée de coups. Banaliser les dégradations, les atteintes matérielles aux symboles républicains, les menaces ouvertes contre les personnes, c'est d'ores et déjà considéré comme inéluctable. La prochaine étape, celle de l'atteinte physique et directe aux élus. Comme vous, je l'imagine, je m'y refuse. Nous devons refuser que le fait divers devienne le fait majoritaire. Restons, chers collègues, mobilisés, restons combatifs pour entretenir et consolider le plus solide à la violence, le rempart le plus solide à la violence. Le débat démocratique est là pour permettre à chacun de s'exprimer. Et nous sommes une assemblée où ce débat démocratique s'exerce. Au sein de notre assemblée, au sein de nos conseils municipaux, de la même manière, et au cœur de nos territoires, bien sûr. Je souhaite, chers collègues, que nous condamnions, je viens de le dire, ce n'est pas la forme d'une motion, aujourd'hui, avec la plus grande fermeté, les violences inacceptables commises à l'encontre de nos deux collègues, à travers le symbole de leur mairie, nos maisons communes. Collectivement, je vous propose de manifester notre soutien par de simples mais nourris applaudissements. Alors, bon, Arnaud Fontaine, c'est pas l'habitude d'intervenir après le président. Mais bon, rapidement, chers collègues. Oui, merci, Président, surtout de me laisser un petit temps de parole par rapport à ça. Bien sûr que je me joins à 110%, 150% par rapport effectivement à cette condamnation qui a été unanime et je vous en remercie tous. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut que nous soyons vigilants, nous les élus, c'est que cette violence que l'on subit, il ne faut pas qu'on l'entretienne des fois par nos débats, par nos prises de parole. Ça peut nous arriver, nous, entre nous. Ça arrive, et on en voit l'exemple très régulièrement au niveau des assemblées, des grandes assemblées comme l'Assemblée nationale, qui n'est pas forcément un exemple à suivre et qui donne un très mauvais exemple et un très mauvais signal à la population. Ce que je voulais vous dire, et je vais aller très vite là-dessus, c'est qu'on ne peut pas s'indigner à deux niveaux sur des événements identiques. Ce que je veux dire par là, c'est que, quelles que soient les causes que l'on défende, la dégradation d'un bien public, des menaces envers les élus est tout aussi condamnable. Je peux vous donner quelques exemples. Pichorer une préfecture, une sous-préfecture ou une communauté d'agglomération, ce n'est pas quelque chose qui est tolérable. Mais également, j'ai un exemple, un 14 juillet à Saint-Jean-de-Luz, un 11 novembre à Urugne ou à Hendaye. J'ai d'autres exemples comme ça où on s'attaque à des symboles républicains, à des élus ou à des biens. Et je crois que nous avons le devoir de nous indigner tous, à chaque fois qu'un symbole comme ça est attaqué. C'est ce que je voulais dire. Merci, chers collègues.
Alors, je vous propose de commencer sans plus tarder le rapport numéro 1, qui est donc l'approbation du procès-verbal du dernier conseil communautaire. Il y a de l'écho. Vous allez arranger ça à la régie. Donc, c'est l'approbation du dernier conseil communautaire, c'est le procès-verbal du 9 décembre que vous avez donc reçu, comme toujours, à votre domicile. S'il n'y a pas de questions, dites-moi ce que je dois faire pour rendre les choses plus agréables à l'oreille. En plus, on n'entend pas bien. Bon. Là. Et là. Non, il ne faut pas que ce soit une souffrance, ce conseil communautaire, pour nos oreilles. Est-ce que c'est mieux, là? Bon. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je vous propose de considérer que, parlez doucement, propose de considérer que ce procès-verbal est adopté. On en vient au rapport numéro 2, qui est aussi le compte-rendu des décisions prises par moi-même dans l'intercession. C'est une liste de décisions pour lesquelles vous avez la possibilité, évidemment, de poser des questions, si possible avant la séance, mais en séance, c'est possible aussi. S'il n'y en a pas, je considère que j'ai satisfait à l'obligation de rendre compte. De la même manière, le rapport suivant, qui concerne les décisions prises par le Conseil permanent, dont vous avez eu la liste. Vous n'avez pas de questions et donc je considère qu'il n'y a pas de problème. Le rapport numéro 4, c'est cette fois l'ajustement d'une représentation de la communauté d'agglomération au sein du syndicat mixte du SCOT Pays Basque et Seignan-X. Tout simplement, il s'agit de désigner M. Dany Eustache en qualité de titulaire en remplacement de Mme Marie-Josée Mialoc. C'est un vote à main levée. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. La délibération est adoptée et nous en arrivons maintenant à Mme Bizotta qui a le rapport numéro 6. Merci, Monsieur le Président. Par délibération du 30 septembre 2023, le Conseil communautaire a validé l'adhésion de la communauté à la SIC Équindar au titre du Collège des collectivités et organismes publics, ainsi que la souscription au capital de la société à hauteur de 500 parts de 20 € chacune, soit 10 000 €. Je rappelle que cette société a pour objet de garantir une fourniture d'électricité renouvelable et locale à un prix compétitif et stable dans le temps pour les bâtiments communautaires implantés au sein de la boucle locale. C'est sur le pays d'Asparin, je vous rappelle. Pour mener à bien son projet, l'association Ispindar a dû faire évoluer la rédaction de ses statuts en privilégiant la forme juridique de la société par action simplifiée. L'objet et les activités d'Équindar sont maintenus en l'état initial et la souscription au capital telle qu'elle avait été validée par délibération du 30 septembre reste inchangée. Le Conseil communautaire est invité à approuver la modification des statuts de la SIC Équindar. Remercie. Bon, délibération de pure forme, mais nécessaire pour ce Conseil communautaire. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Madame Solange Demarque. Nous en sommes au rapport 7, et donc c'est le rapport de développement durable qu'on vous remercie de bien vouloir présenter. Toujours pas. Ah, ça y est, ça vient. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour ce rapport du développement durable, nous vous rappelons que
la rédaction d'un tel rapport, qui est le reflet de la situation en matière de développement durable de notre agglomération, fait l'objet d'un débat en amont du débat d'orientation budgétaire. Pour rappel, c'est un rapport obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. Nous le réalisons chaque année depuis la création de la CAPB. Cette année aussi, nous l'avons souhaité facile d'accès, organisé sur la même architecture que le débat d'orientation budgétaire par politique publique. Cette année, la nouveauté, c'est qu'il comporte en préambule un rappel de l'organisation interne mise en place en mars 2023 d'un secrétariat à la transition énergétique et à la planification écologique pour accélérer les transitions, ainsi qu'une troisième partie sur le fonctionnement interne de la CAPB. 2 actions emblématiques pour chacune des 21 politiques publiques sont soulignées tout au long de ce rapport. Une partie contexte et objectif, en début de chaque fiche politique publique, va resituer les actions de l'année dans une stratégie portée par la CAPB. Concrètement, à titre d'exemple, cette année sont notamment à retenir des décisions majeures prises en 2023 en matière d'adaptation au changement climatique, comme le plan sécheresse, la stratégie locale de gestion des risques littoraux, la stratégie de prévention des inondations, etc. Les échanges et orientations posées sur les nouvelles logiques de sobriété et de réduction de la consommation de ressources, comme l'organisation du colloque sur le zéro artificialisation nette, la réduction des consommations foncières dans les PLUI en construction, des mesures de sobriété énergétique également. Pour poursuivre avec les exemples, on a également l'amplification du soutien aux acteurs locaux, aux circuits courts, avec la coordination d'actions groupées avec les communes, qui sont particulièrement favorables à la cohésion sociale et territoriale. On peut penser à Berpistou, on peut penser au contrat de ville, au soutien à l'éco-innovation, à l'éco-conception, le programme Place Andere, la proposition d'achat groupé d'énergie renouvelable. Et sur le plan interne, l'année 2023 a été particulièrement marquée par l'adoption du SPASER, ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, et l'intégration croissante des enjeux de l'économie circulaire. Là aussi, quelques exemples. Un chantier de déconstruction du centre contrôle poids lourds au CEF et au port de Brise-Lames, achat de mobilier de réemploi, intégration de clauses dans les marchés BTP, etc., etc. Pour conclure, on voit que notre agglomération, en fait, progresse en matière de développement durable. On peut s'en réjouir, même si ce rapport n'est certainement pas exhaustif. Notre rapport 2022 a d'ailleurs été repéré cette année par le ministère du Développement durable, qui a demandé de témoigner de sa constitution et de sa mise en place. Et toujours de nouvelles perspectives, puisque ce rapport contient également les projets proposés pour 2024 que nous pourrons évoquer dans le débat d'orientation budgétaire à venir. Voilà, donc je vous demande, puisqu'il n'y a pas de vote, mais je vais vous demander simplement de prendre acte de ce rapport de développement durable Pays Basque, bilan 2023, orientation 2024. Merci. Donc les choses sont claires, comme dans le conseil municipal, le vote qui va suivre, ce n'est pas l'approbation du rapport, c'est tout simplement donner acte que le rapport a bien été débattu. Ni plus, ni moins. Y a-t-il demande d'intervention sur ce rapport? Oui. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Elle n'est pas directement liée à cette délibération, mais en fait, on voulait faire une intervention sur le monde agricole. Est-ce que vous voulez procéder au vote avant? Je ne sais pas. Il n'y a pas de vote, d'accord. Mes chers collègues, mes chers vice-présidents, Monsieur le Président, je me permets d'intervenir pour relayer au nom du groupe Elgarrekin Herria-Ensat la détresse du monde agricole. Le Pays Basque a connu, comme d'autres régions de France, des blocages pour mettre en avant des difficultés rencontrées depuis bien longtemps par ces agriculteurs. Petite précision, je ne voudrais pas heurter les autres filières, maraîchage, pêche et autres, mais mon témoignage parlera essentiellement de la filière élevage, car c'est mon quotidien. Nous pouvons collectivement nous réjouir du modèle agricole pratiqué sur notre territoire avec ses filières d'excellence. Les 4 AOP, les Osso Irati, Piment d'Espelette, le vin d'Iroulegui et le Quintao. Il nous a préservé d'un modèle industriel basé sur la recherche du volume. Si on veut présenter notre agriculture, elle est souvent familiale, à taille humaine, soucieuse de l'entretien de l'espace et des paysages.
Elle ne revendique pas la course au profit, mais la volonté de vivre dignement. Notre Pays basque s'est construit avec son agriculture. Elle fait partie de notre patrimoine, de notre identité sociale, de notre économie, avec ses emplois directs et indirects, mais aussi de notre culture. La transmission d'une ferme est une fierté pour toute une famille. Et pourtant, nous n'avons pas su lier modèle vertueux et rémunération ou bien-être au travail. Les journées de travail sont interminables, souvent 7 jours sur 7, avec peu de vacances, et les revenus n'atteignent même plus le SMIC. Souvent, le salaire de la conjointe ou du conjoint fait vivre le ménage. Que s'est-il passé ? Je vais vous prendre l'exemple du déclin de la filière lait de vache depuis les années 2010, qui est en train de s'opérer actuellement sous nos yeux, dans le secteur vache allaitante et peut-être même lait de brebis. Je disais, en 2010, une crise frappe le secteur du lait de vache. Alors que le modèle basque familial de l'époque fait vivre un couple avec une production de 150 à 250 millilitres, on a perdu en 15 ans la moitié de ses agriculteurs. Bilan, les plus petites fermes doivent leur survie au circuit court et le reste des exploitations doivent produire au minimum 400 millilitres avec souvent une personne comme exploitant. Tout le ventre mou des 150 à 400 000 litres a disparu. Je vous rassure quand même, 400 millilitres à l'échelle française, ce n'est pas beaucoup, encore moins à l'échelle européenne. L'Europe, j'y viens. Par la PAC, elle assure notre rémunération, car il faut le dire, sans PAC, zéro revenu. Je vous l'avoue, il est compliqué de vivre cette dépendance, mais la réalité est cruelle. On est des assistés. Basée souvent sur le nombre d'hectares et le nombre de têtes d'animaux, elle ne prend pas en compte les spécificités des territoires comme le nôtre, et c'est là que le bas blesse. Notre modèle agricole ne correspond plus aux critères d'investissement politique et financier de l'État et de l'Europe. Alors comment on fait ? Notre territoire est fort de son caractère, de ses convictions, de ses combats. Je vous l'avoue, je n'ai pas de solution miracle, mais j'aspire à travailler collectivement sur différents points. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente en charge de l'agriculture, vous devez être notre relais au sein des instances gouvernementales et locales pour défendre notre spécificité et appuyer une meilleure répartition des aides européennes. J'appelle de mes vœux que les 1,8 million d'euros dédiés par la CAPB au secteur agricole soient majorés. Le contexte est compliqué et les arbitrages saignants. Mais il faut que, localement, on puisse avoir plus de poids sur les orientations et l'accompagnement de notre modèle agricole. La situation est grave et le temps nous est compté. Les défis sont devant nous. Nous devons être dans un esprit de construction, de partage. Je crois à la mobilisation des forces vives, institutionnelles, mais aussi du monde agricole. Pourquoi ne pas développer et créer des nouvelles passerelles avec le département et la région pour gagner en lisibilité et efficacité ? Le développement de synergies et de politiques communes avec ces autres acteurs institutionnels est une partie de la solution. Nous proposons de déployer une ingénierie financière commune, plus adaptée pour optimiser les services et les ressources que nous pourrions offrir aux agriculteurs. Malgré tout, la profession doit être acteur de ces changements. Des dispositifs existent. Je pense par exemple au manque criant de temps libre et de vacances pour nos éleveurs. On ne peut pas se payer un salarié seul, mais encourageons la mutualisation. Ça marche. Un salarié pour 6-7 exploitations avec la garantie d'être remplacé en cas de coup dur. Mais aussi, au sein de la CAPB, soyons des porteurs d'affaires en démocratisant la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de nos bâtiments. Le potentiel est là, mais il reste encore trop souvent des contraintes de raccordement. Continuons à soutenir avec nos appels à projets les circuits courts pour que la marge de nos activités reste à l'agriculteur. Soutenons l'utilisation du matériel en commun. On ne peut plus avoir chacun sur sa ferme tout le parc matériel nécessaire à la bonne conduite de notre exploitation. Les CUMA et les entrepreneurs sont là. Programmons une étude sur l'autonomie fourragère du territoire. Malgré plus de 1400 mm de pluie par an, ce qui est un atout, nous sommes contraints de nous fournir soit en Espagne, soit à l'autre bout de la France avec une empreinte carbone déraisonnable. Pourquoi ne serions pas autosuffisants ? Préservons nos derniers abattoirs indispensables à cette économie de proximité. Utilisons aussi la force de la commande publique au travers de nos services de restauration collective pour mettre en avant nos productions locales et sensibiliser davantage nos enfants au manger bio et local. Je m'adresse là à toutes les collectivités, communes, CAPB, départements, avec les collèges et régions avec les lycées.
Les sujets sont nombreux, mais je crois à la force de notre mobilisation commune. Pour terminer, et comme nous devons apporter une réponse immédiate et collective à cette situation de crise, je propose la rédaction d'une motion commune de défense du modèle agricole basque et de soutien aux agriculteurs. Cette motion viendra de nous tous. Nous pourrions la présenter dès le prochain Conseil communautaire de mars, et elle sera surtout un moyen de dire aux agriculteurs que nous avons entendu le signal d'alarme qu'ils nous ont adressé. Je vous remercie. Mileshker. Merci, chers collègues, de votre intervention. Alors, je voudrais que Madame Bissotta a demandé la parole. Et il y a aussi... Oui, très bien, vous avez la parole. On vous apporte le micro. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Oui, du fait que le sujet est venu à l'ordre du jour, j'aurais aussi une petite intervention à faire du groupe Bilgaiten. Mileshker Lenda Kalidauna. Mesdames, Messieurs, les dernières mobilisations des agriculteurs et agricultrices poussent vers la mise en place d'un meilleur système agricole, vers une stratégie alimentaire durable. Sur notre territoire, les paysannes et paysans participent à tisser une économie locale et durable sur leurs fermes. On ne peut parler de revenus paysans sans soutenir une politique agricole protectrice des paysannes et des paysans qui à la fois nourrit, emploie et préserve l'environnement. C'est l'occasion pour nous, au nom du groupe Bilgaiten, de réaffirmer notre soutien aux paysannes et paysans qui font vivre notre territoire pour une autosuffisance alimentaire en Iparraldé. En effet, la mobilisation de ce dernier mois a une fois de plus mis en évidence les difficultés des paysans à vivre de leur production. Le système agro-industriel, la concurrence du libre marché et l'absence de revenus minimal pour les paysans ne peut aujourd'hui permettre aux agriculteurs de survivre. Socialement et économiquement, ce système est intenable. Ce n'est pas celui qui nourrira ni fera vivre notre territoire. En France, on produit aujourd'hui 12% de plus que nécessaire. Aujourd'hui, le système de la PAC préférant la quantité à la qualité ne permet pas à tous les paysans de vivre de leur ferme. C'est pourquoi la voie que suit notre institution, notamment avec l'aide aux petites fermes, doit être soutenue, développée et renforcée par une stratégie alimentaire ambitieuse et respectueuse des paysannes et paysans. En effet, en faisant le pari d'une agriculture paysanne, notre territoire va dans le sens de la survie de l'agriculture en Iparraldé. Des documents comme le PCAET ouvrent la voie vers de nouveaux outils. Il reste du chemin à parcourir, mais grâce à la volonté des élus et des acteurs locaux, associations, syndicats, paysans, consommateurs, nous y arriverons. Le choix de créer des circuits pour valoriser au mieux les produits de qualité issus de nos terres en favorisant une agriculture respectueuse de son environnement doit être accompagné au mieux pour que nos fermes vivent de leur production. Enfin, il est de notre devoir d'élus de soutenir en élaborant une stratégie alimentaire à notre échelle pour valoriser nos paysannes et paysans face à un système destructeur de notre alimentation, de notre environnement et des travailleurs de la terre. Mileshker. Merci. Madame Bissotta avait demandé la parole. Oui, juste une petite remarque. Bon, je pense qu'une intervention sur un sujet d'importance pour le Pays Basque. Mais bon, je vais quand même... je remercie le dernier intervenant qui a fait allusion à des documents de stratégie que nous avons votés, parce qu'il y a eu quand même un travail de fond fait autour de ce rapport de développement durable qui vient d'être présenté. Je regrette qu'il n'y ait pas d'intervention sur le fond, parce que d'une certaine façon, nous vous rejoignons sur la protection des terres nourricières, nous vous rejoignons sur la qualité de l'environnement nécessaire, l'enjeu alimentaire, au moins pour ce qui est de la dernière intervention. Mais c'est vrai qu'un rapport d'une telle importance, qui tous les ans mériterait aussi qu'il soit débattu, c'est un petit regret de ma part, c'est tout. Merci. Madame Pargade, par rapport à la proposition qui nous est faite par l'intervention première et seconde,
je voudrais que vous puissiez nous dire la proposition qui peut être faite, parce que l'intérêt, et on vous en remercie, c'est de nous avoir informé que vous aviez l'intention de faire cette intervention, et je veux dire, j'apprécie, c'est comme ça qu'on fonctionne la démocratie aussi, et vous aviez le droit d'intervenir sans le dire à l'avance, mais c'est mieux que de l'annoncer. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, peut-être, Madame Pargade, à avoir peut-être un positionnement sur cette proposition. Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour. Oui, on s'associe évidemment pleinement aux inquiétudes qui ont été évoquées par nos collègues et qui sont parfaitement légitimes, on les connaît. Il n'y a qu'à voir à l'échelle du Pays Basque le nombre de disparitions de fermes chaque année. On est quand même très content d'avoir une agriculture dynamique, néanmoins, il faut aussi que tout le monde prenne conscience qu'elle est en danger, même au Pays Basque. Donc il faut effectivement qu'on soit à la hauteur des enjeux pour tendre vers une souveraineté alimentaire et en respectant la santé de tous les consommateurs du territoire et pour une agriculture qui nourrit dans des conditions de qualité. Donc vous avez évoqué, Hervé d'Amestois a évoqué tous les dispositifs nationaux ou européens sur lesquels on aimerait pouvoir peser. Malheureusement, c'est pas toujours le cas et il faut être réaliste. C'est pas à notre échelle que se règlent les normes ou les décisions de la PAC, les réglementations d'intervention de la PAC qui ne prennent pas en compte les spécificités des territoires, comme ça a été évoqué. Alors à nous, localement, j'allais dire, même si on peut toujours essayer de porter ce message au niveau hexagonal, mais à nous, localement, d'inventer, de mettre en place des dispositifs qui n'existent pas ailleurs pour montrer qu'on est capable de réussir et de faire différemment. Lorsqu'on a voté en décembre la définition du dispositif petite ferme, on met en place aujourd'hui un dispositif qui n'existe dans aucun autre endroit du pays. Donc pourquoi ce dispositif petite ferme? C'est pour pouvoir accompagner, puisque la majorité des fermes au Pays Basque sont des petites fermes. Et lorsqu'on regarde le nombre de reprises d'installation, ce sont les chiffres de la Chambre d'agriculture, il y a beaucoup plus de reprises et de transmissions sur des petites fermes que sur des grandes fermes. Sur des grandes fermes, c'est pas évident pour plusieurs raisons. Notamment, déjà, il y a le capital au départ. Si vous avez une grande ferme avec beaucoup de mécanisation, des gros bâtiments, et que vous devez transmettre à un enfant dans le contexte actuel, et qu'il faut évidemment indemniser les frères et sœurs, vous vous rendez compte que ça pose des problématiques financières importantes. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu sur les petites fermes. Et donc c'est pour cette raison qu'on a commencé par voter la définition à la définition au mois de décembre. On est en train de mettre en place un dispositif. Déjà, chaque petite ferme, chaque installation dans une petite ferme verra un montant de 3 000 € octroyé pour l'aide à l'installation. On a également décidé de mettre en place un soutien spécifique pour les groupements d'employeurs. Ça a été évoqué par Hervé d'Amestois aussi. Et aujourd'hui, il faut quand même répondre aux évolutions sociétales. Qui c'est qui travaille toute la journée, qui a envie de travailler tous les jours et sans aucune vacance pour un salaire misérable, bon, il n'y a pas grand monde. Donc il faut aussi que pour que les jeunes aient envie de reprendre des fermes et de s'installer, proposer aux agriculteurs des conditions d'installation dans lesquelles ils peuvent parfois partir en week-end. Et donc, raison pour laquelle, dans le dispositif qu'on proposera après le vote du budget, une aide au CUMA pour les groupements d'employeurs. Il y a des exemples où certains agriculteurs se mettent à 5 ou 6. Ils recrutent une personne qui vient sur la ferme une fois par jour, qui va sur chaque ferme dans la semaine, ce qui permet aux agriculteurs d'avoir une personne de confiance qui connaît la ferme. Et s'ils veulent partir en week-end, au moins ils ont une personne ressource sur place qui connaît la ferme et qui peuvent assurer les travaux. Donc on travaille là-dessus. Donc sur le volet installation, sur le volet conditions de travail, et puis également sur le côté maintien des petites fermes, on est vraiment en train de faire un gros travail pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ces petites fermes, parce qu'on parle d'installation et de transmission, mais aujourd'hui il y en a qui sont en danger. Qu'est-ce qu'on doit faire pour
pour maintenir ces petites fermes? On se pose la question tous les jours. Donc nous, à notre échelle, au moins au Pays Basque, on fera quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Sur le volet de l'eau, on l'a également voté. On a eu ces débats ici qui ont été très intéressants et qui ont permis aussi d'adapter pour qu'on joue le rôle d'amortisseur social et qu'on ne concourt pas, la CAPB, à augmenter les charges des agriculteurs qui sont exponentielles depuis la guerre en Ukraine, avec notamment des charges pour l'aliment, enfin toutes les charges qui ont explosé, on connaît ça aussi. Et donc nous avons pris le devant pour tout ce qui est les compteurs d'eau. Les abonnements des compteurs agricoles sont divisés par 2, le prix de l'abonnement. Il y a également une tarification de l'eau qui est extrêmement complexe à mettre en place, mais qu'on est en train de travailler avec les services de l'eau, avec mes collègues Manuel Zuri et Maïder Arostegui, pour justement jouer ce rôle d'amortisseur social pour les agriculteurs. Donc sur ce qui est aussi des appels à projets qui ont été évoqués, là aussi il faut s'adapter et commencer à financer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, mais permettre aussi aux agriculteurs de la mutualisation et puis l'achat de matériel d'occasion. Et donc, vraiment, il y a une volonté locale d'impulser, pour les agriculteurs, pour l'agriculture locale, d'impulser des dispositifs qui permettent de consolider cette agriculture qui en a bien besoin. Donc, je suis évidemment favorable à la proposition d'un vote, d'une motion. On aura l'occasion de la travailler en commission agricole, sachant que la prochaine est le jeudi 7 mars à Luci-Borda. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par le sujet à vous associer à ce travail. Je vous remercie. Merci. Donc, proposition de travail en commission sur ce sujet. Monsieur Michel Esteban a demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, on peut aller que dans le sens de toutes les interventions qui ont été effectuées. Concernant le monde agricole, on le comprend bien, l'élément central, c'est le revenu mensuel du paysan qui se pose notamment en zone de montagne, mais également en zone de plaine. Comment l'accompagner ? C'est la question très justement posée par Isabelle Pargade. Et moi, je ne doute pas que les efforts soient faits au niveau de l'agglomération pour accompagner le monde agricole. Il s'inscrit évidemment dans un développement durable de notre Pays basque. J'avais une autre question qui concerne donc le rapport qui nous est présenté. Elle touche au tourisme durable également. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que 2 pages sur ce thème-là, comme sur le reste, c'est un rapport général, bien sûr. Mais je voudrais savoir quels sont les moyens mis en œuvre pour limiter le surtourisme qui se développe sur la côte, qui a un impact évident sur la question des mobilités, sachant que les commissions qui ont travaillé sur le tourisme en début de mandat ont tiré le constat que plus de 80% des touristes qui viennent sur la côte basque, en particulier, viennent en voiture. Voilà. Le reste, une partie en avion. Et puis, évidemment, en train. Mais 80%, c'est quand même assez énorme en termes de circulation, de mobilité, de désagréments, de véritablement surtourisme. Et sur cette question-là, je regrette quand même qu'il n'y ait pas un petit écho qui soit fait dans le rapport sur le développement durable. Voilà. Milashker, Ansute Agatik. Merci. Monsieur Daniel Olsomendi, en charge du tourisme. Milesker lehendakari jauna. Donc effectivement, cette question, elle mérite une réponse bien plus étoffée et avec un temps consacré beaucoup plus important qui va être tout simplement débattu ici, notamment lorsqu'on va porter normalement en juin la stratégie. Effectivement. Et donc oui, je confirme que les nombreux ateliers que nous avons pu réaliser, aujourd'hui on est dans la phase rédactionnelle, avec notamment le conseil de développement, le travail qu'on a fait, les ateliers avec vous, les élus, vous êtes très nombreux à y avoir participé. Et cette dimension-là,
mais bien évidemment qu'elle est sur la table et qu'aujourd'hui, on vous présentera le travail fait avec les autres politiques publiques. Parce que ce n'est pas une politique publique comme ça, isolée, celle du tourisme. Et ça a été dit, et c'est extrêmement important, il y a un travail très étroit qui est fait avec le syndicat des mobilités, voilà, avec nos portes d'entrée au niveau du Pays Basque, nos différentes gares. Voilà. Et je vous présenterai également aujourd'hui le peu de promotion qui est réalisé, non pas pour la période estivale d'ailleurs, hein, bien évidemment sur les ailes de saison, la manière dont c'est réalisé. Mais d'ores et déjà, vous parlez quand même d'une offre aujourd'hui bas carbone qu'on est en train de travailler avec la région, avec le département. Donc, on est complètement en phase sur cette stratégie-là, mais on sera plus exhaustif lorsqu'on parlera de la stratégie. Mais bien évidemment que ces notions-là sont fondamentales. Vous verrez également le lien avec la politique agricole. Bref, vous verrez que notre stratégie, elle est basée sur la force de notre communauté d'agglomération Pays Basque, c'est-à-dire de mettre en lien les différentes politiques publiques pour donner un sens, non pas à un développement touristique, mais à une filière touristique, tout simplement en adéquation avec notre projet de territoire. Merci. Je vais demander à... Oui, Eneko Aldana demande la parole, et puis ensuite Solange de Marc interviendra pour conclure. J'avais pas l'intention de prendre la parole, mais après les interventions sur le monde agricole, sur les difficultés qu'est en train de traverser cette filière, donc je partage totalement ces interventions et un soutien total à cette filière. Mais je vais profiter quand même de ces interventions pour faire part aussi de la difficulté d'une autre filière qui est beaucoup moins médiatisée, qui est la filière pêche. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais le Conseil d'État a décidé pour 3 ans la fermeture de la pêche dans le golfe de Biscaye ou le golfe de Gascogne, tout dépend d'où est-ce qu'on la regarde. Et c'est un coup dur pour la filière parce que c'est une fermeture d'1 mois sur 3 ans, mois de février, qui est un mois très important pour la filière. C'est-à-dire, si on prend le dernier bolincher du port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, c'est 30% de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire la sardine se pêche en février, se pêche pas au mois d'août. C'est comme les palombes, hein. On ne va pas chasser la palombe au mois de juin. Non, voilà. Donc c'est un coup très dur. C'est cette problématique qui est très peu médiatisée, malheureusement. Malheureusement, la filière pêche a moins de poids que le monde agricole, mais le souci est le même. Et sur le golfe de Biscaye, c'est 500 bateaux qui sont à quai. C'est un arrêté pour tous les bateaux de moins de 8 mètres. Pour ceux qui sont du quartier maritime de Bayonne, c'est quasiment tous les bateaux. Le port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, c'est quasiment tous les bateaux qui sont à l'arrêt. Certes, il y a des compensations pour les pêcheurs, mais pas pour l'ensemble de la filière. Un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre. Donc voilà, donc c'est une filière qui est très impactée. Donc voilà, je me devais aussi en tant que maire de Cibourg de rappeler cette problématique dans ce conseil. Mieshker. Merci. Il y a l'agriculture, mais il y a la pêche aussi. Merci de cette intervention. Est-ce que vous voulez bien conclure, Madame de Marc? Oui, rapidement. Bon, moi, je suis ravie de voir qu'effectivement, ce rapport de développement durable peut entraîner des expressions, des interventions sur des sujets aussi prégnants que ceux qui ont été évoqués, agriculture, pêche. Et pour répondre aussi à Monsieur Esteban, effectivement, on peut déplorer que tout ne soit pas dans ce rapport, mais ce n'est pas l'objet de ce rapport. Ce rapport est vraiment là et je pense qu'il le montre pour mettre en lumière tous les aspects développement durable qui irriguent toutes nos politiques publiques. Et si on devait effectivement y mettre toutes les actions, tous les bilans et toutes les perspectives, je pense que vous n'y accéderez pas. Et ce serait vraiment en contradiction avec notre souci de pouvoir faire entrer tous les élus que nous sommes dans ce paysage de développement durable de notre agglo. Et je pense, pour conclure, qu'effectivement,
ce rapport n'est pas qu'un rapport et qu'il doit continuer à inspirer des actions transversales, comme ça a été évoqué. Les enjeux sont croisés, ils sont multiples, et si on les regarde du point de vue de ce développement durable, on peut peut-être amener des réponses, y compris pour la pêche, comme l'a suggéré M. Aldana. Merci. Merci. Donc, je vous propose, à l'issue de ces prises de parole, de considérer que ce rapport a été présenté et aussi a été débattu, et donc il n'y a pas de vote, c'est une simple prise d'acte, et je vous remercie. Tout à l'heure, j'ai oublié de faire voter le rapport numéro 5. C'était un ajustement de la représentation de la communauté d'agglomération auprès de divers organismes. L'écran qui est derrière nous enfin fonctionne, merci. Et donc c'est la liste des personnes que vous voyez ici qui remplace d'autres personnes. Donc c'est de simples ajustements. Mais il faut voter. Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contre. Le rapport 5 est voté. Et nous en sommes maintenant au rapport numéro 8 qui va être présenté par Martine Bizotta et René Carric. Alors, dans l'ordre, plutôt René Carric et Martine Bizotta. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit du rapport qui concerne le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, du bilan 2023 et les orientations 2024. Donc, la communauté d'agglomération inscrit la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes au cœur de sa politique de gestion des ressources humaines. Le rapport qui vous a été présenté, il dresse un bilan complet à la date du 31 décembre 2023. Quelques points sont portés à votre attention. Sur 1147 emplois permanents occupés, 46% sont occupés par des femmes. Globalement, depuis 2021, la part des femmes a évolué plus favorablement, plus 1,38%, que celle des hommes, moins 1,15%. Les femmes sont particulièrement représentées dans l'encadrement. La part des femmes en catégorie A continue de progresser, plus 9,94% entre 2022 et 2023. La communauté rejoint la situation des autres collectivités sur la question de la faible mixité dans les filières techniques et administratives. Les femmes sont tout de même représentées sur toutes les filières et de façon plus marquée. Les emplois de la filière technique restent à très large dominante masculine, alors que les emplois de la filière administrative, des filières d'animation et culturelle sont à dominante féminine. Depuis le 1er avril 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque a mis en œuvre son règlement du télétravail. La part des femmes ayant recours à cette organisation du travail reste majoritaire, 68%, traduisant la prégnance de l'occupation des fonctions administratives par les femmes, ces missions rentrant plus naturellement dans le champ des actions du télétravail. L'écart de revenus entre les femmes et les hommes par catégorie d'emploi est à mettre en regard des âges moyens et de certains éléments variables de paye associés à la filière technique. Ce niveau de rémunération moyen est notamment impacté par l'attribution aux femmes de temps partiel ou d'emplois à temps non complet, dans les crèches par exemple. En 2023, la part des femmes sur le nombre total d'agents formés a diminué, après avoir connu une forte augmentation en 2022, année qui a permis le rattrapage de formation dans le domaine de la sécurité. Au niveau des recrutements, 14 femmes et 18 hommes ont bénéficié d'une évolution sur leur statut et sont passés de contractuels en CDD à stagiaires de la fonction publique territoriale dans le cadre des mesures de déprécarisation mises en place par la communauté d'agglomération. Les éléments relatés dans le rapport ne montrent pas de distorsion structurelle entre les femmes et les hommes dans les conditions de travail et de progression au sein de la communauté. La Bizotta. C'est Martine qui poursuit. Oui, Mileshka René, je vais continuer sur les politiques menées par la communauté d'agglomération sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne vais pas reprendre tout le rapport que vous avez eu, mais peut-être quelques focus, et notamment les questionnaires qui ont été envoyés aux communes membres, parce qu'il est important pour la commission extra-communautaire égalité femmes-hommes
qui travaillent sur ces sujets, d'avoir des retours du terrain, du territoire, et afin d'avoir une vision un peu claire et surtout un peu réelle de notre réalité. Donc je vais remercier les communes qui ont répondu, elles sont quand même 52, ce qui n'est pas rien, ça représente un tiers des communes membres, alors merci à elles parce que les éléments qui sont remontés sont précieux, ça concerne quand même 752 élus, 438 hommes et 314 femmes, dont 180 adjoints et adjointes, 102 hommes et 83 femmes, ainsi que 1546 agents, 664 hommes et 882 femmes. Je n'aime pas trop je ne vais pas servir que des chiffres, mais là, je pense que dans ce domaine, je pense qu'on est à peu près la seule agglomération qui mène ce travail. Ça donne une image du Pays Basque sur sa réalité qui est importante. Voilà, donc n'hésitez pas, quand vous êtes sollicité, je le redis, à nous envoyer des éléments parce qu'ils nous permettent aussi de mieux répondre à travers nos politiques publiques à ce qui est vraiment la réalité du territoire. Très important aussi le travail qu'on a mené avec ces mêmes communes, sur un sujet, j'en avais déjà évoqué, qui est remonté, c'est-à-dire des difficultés dans toutes les fêtes patronales, toutes les fêtes du Pays Basque, même là où on s'y attend le moins. Et donc ce questionnaire aussi a concerné la réalité de ces fêtes, les difficultés rencontrées, mais aussi l'adhésion de nombreuses communes au guide modeste, mais que nous avons essayé d'élaborer dans la commission pour permettre aux communes, aux comités des fêtes, de pouvoir avoir des interventions appropriées. Et ça va être suivi par une formation que les membres de vos comités des fêtes pourront suivre, pour les aider à mettre des choses peut-être pas très compliquées en place, mais qui sont de nature à sécuriser, à rassurer les personnes, notamment les femmes, mais pas forcément que, dans ces sphères qui sont des fêtes de rassemblement, des fêtes de rassemblement, de solidarité, que le Pays Basque connaît et porte beaucoup, mais où il faut que tout le monde puisse se sentir tranquille et profiter du moment sans autre perspective ou inquiétude rajoutée. Juste aussi souligner quand même que dans le cadre de la montagne basque, il y a eu cette année par rapport aux communes de la montagne, dans nos politiques publiques, il y a eu un appel à projet qui a été lancé, Place à Anderré, doté d'une enveloppe financière de 100 000 euros, qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu énormément de projets déposés et 14 d'entre eux ont été reconnus. Encore une petite remarque, mais un petit focus sur le 8 mars. L'année dernière, la campagne du 8 mars qui était sur l'invisibilité des femmes a eu un succès important. On a eu beaucoup de retours, des retours plutôt positifs et des demandes d'ailleurs d'affiches, etc. Donc cette année, on recommence à l'occasion du 8 mars. Alors le thème n'est pas encore annoncé, mais bon, je peux vous dire que c'est en lien avec les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris. Et donc c'est sur cette idée que la Commission a travaillé. Voilà, le suivi du plan d'action, il est très important. Et je rappelle qu'il est celui de la commission extra-communautaire, dont je rappelle souvent qu'elle comprend non seulement des élus, mais la direction des ressources humaines, de l'agglomération, les syndicats de l'agglomération, des associations, et que c'est un travail où les élus sont et communautaires et communaux, et représentent à peu près représentent tous les pôles. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est un croisement, il y a de la société civile, de nos agents et des élus. Et c'est un lieu d'échange qui nous permet aussi d'avoir une interconnaissance sur les priorités et les problèmes des uns et des autres. Et j'espère qu'au fur et à mesure, ça nous permettra d'enrichir les actions que nous pouvons mener à ce sujet au niveau de la communauté d'agglomération. Ça n'est pas neutre. Quand on sait et qu'on s'attarde quelques secondes
sur le 6e rapport du Haut Conseil à l'égalité dans les femmes et les hommes, qui est sorti il y a début 2024, le rapport reconnaît que si la société devient plus consciente des problèmes, le sexisme ne recule pas. Les clichés sont de plus en plus présents, notamment dans les jeunes générations. On a loupé quelque chose quelque part. Les jeunes, dans des proportions substantielles, sont persuadés que les carrières scientifiques n'appartiennent qu'aux hommes, que les femmes ne peuvent pas s'y révéler, que les femmes ne peuvent pas être chefs d'entreprise pour 34% d'entre eux, ce qui n'est quand même pas rien. Les jeunes femmes mettent en avant qu'elles renoncent très souvent, qu'elles sont contraintes dans la façon dont elles vont s'habiller. C'est quelque chose qui avait complètement disparu et qui réapparaît. Les stéréotypes de famille, et c'est là peut-être que nous sommes intéressés en tant que personnes, une majorité de jeunes femmes et de jeunes hommes reconnaissent que l'éducation qu'ils ont reçue était genrée, c'est-à-dire qu'on n'éduquait pas dans la famille les filles comme les garçons. Ça demande quand même réflexion. On croyait ça aussi, que ça s'était au fil du temps amélioré. Et il y a quand même un tiers des jeunes hommes qui pensent que, 25% qui pensent que pour se faire respecter dans le couple, il faut parfois être violent. Donc je soumets ça à votre réflexion, parce que je suppose que tout le monde ne lit pas tous les rapports. Mais c'est quand même des évolutions qui sont inquiétantes, quelles qu'en soient les causes, qui ne peuvent avoir que des répercussions sur nos vies personnelles, à tous les niveaux. Alors je pense que le travail que nous faisons ici, même s'il est modeste, il est quand même révélateur d'une volonté politique de faire avancer ce sujet et de gommer au mieux les disparités qui peuvent exister entre nous, peut-être pour une meilleure entente et un meilleur vivre ensemble. Merci. Mme Bizotta, je vois que Colette Capdevielle demande la parole. Monsieur Aran aussi. D'abord, Colette Capdevielle. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. On partage évidemment ce que vous venez de dire. Moi, je voulais faire deux simples remarques. La première, effectivement, par rapport aux stéréotypes, ce qui vient d'être dit. Je lis ce matin dans le journal, le quotidien régional, que il y a des difficultés pour les vacances d'hiver qui sont inégalitaires et que ça pose un problème pour les grands-mères. Voilà, donc dans l'esprit de la journaliste qui a écrit cet article, il n'y a que les grands-mères qui gardent les enfants, bien évidemment, pas les grands-pères. Donc ça, c'est tous ces messages qui sont sans cesse véhiculés, qui contribuent effectivement à véhiculer les stéréotypes. Ça, c'était ma première observation, parce que je l'ai lu ce matin, et comme ça a été repris à plusieurs reprises à l'égard des grands-mères, et que je crois qu'il y a beaucoup de grands-pères ici qui aiment bien garder aussi leurs enfants ou des futurs grands-pères qui seront heureux de garder leurs petits-enfants pendant les vacances. Enfin, c'est incroyable. Ça, c'était ma première observation. La deuxième, est-ce que vous avez lancé une réflexion sur la question du congé menstruel qui a été débattue au Sénat cette semaine et qui a été complètement rejetée par les sénateurs de droite? Il y a eu un débat. La région Aquitaine a avancé là-dessus et donc a prévu ce type de congé. Je sais que cette question fait débat. On est nombreuses quand même à aujourd'hui prendre en compte le fait que la santé des femmes, eh bien, elle est différente, elle est différenciée et elle est aussi à prendre en compte. Donc c'est un sujet nouveau. Il y a des collectivités territoriales qui vraiment l'ont considéré. Et voilà, comme la question de l'endométriose, par exemple, qui considère qu'effectivement, les femmes peuvent avoir des questions de santé différentes et qui sont à prendre en compte dans le cas de ces congés. Donc, je voulais savoir si une réflexion a été impulsée et si ça peut, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un grief ni un problème, mais si ça peut être le cas pour l'avenir. Merci, Mme Capdevielle. Monsieur Aran a demandé la parole. Ici, plein milieu. Bai, mila esker lehendakari jauna, Andreak jaunak egunon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour.
Je me permets d'intervenir sur ce rapport dont nous pouvons nous féliciter de la richesse de son contenu et remercier la commission extra-communautaire égalité hommes-femmes pour ce travail. Bon, je ne serai pas long, mais comme il est mentionné dans le texte de ce document ou dans ce rapport, la présentation du rapport annuel au Conseil communautaire constitue un rendez-vous de sensibilisation et d'échange sur les enjeux liés à l'égalité hommes-femmes au Pays basque. Faisons donc de cette affirmation une réalité. En premier lieu, ce rapport nous montre que nous avons encore du chemin à parcourir dans la diversification des filières professionnelles en fonction du sexe et du genre. Il souligne une surreprésentation des femmes dans les filières sociales, 100%, dans le médico-social et technique, 86%, dans l'animation, 83%, et dans la filière administrative et culturelle, 63%. De plus, il pointe du doigt un autre phénomène, la surreprésentation des femmes dans le télétravail. 74% des jours de télétravail sont pris par des femmes, ce qui est loin d'être rassurant et progressiste, quand on sait que le télétravail peut conduire les femmes à effectuer en même temps des activités de garde d'enfants ou de personnes âgées. L'attribution aux femmes d'une double activité sur leur temps de travail professionnel conforte l'hypothèse des inégalités entre hommes et femmes en cas de télétravail, comme le confirmait une étude publiée en 2022 par des chercheurs en management et sciences sociales. Le télétravail contribuerait à surcharger les emplois du temps des femmes. Après la crise du Covid, il serait intéressant de vérifier si cette hypothèse est toujours d'actualité. Aussi, il manque un chiffre qui n'apparaît pas dans ce rapport. Au sein de la CAPB, si les femmes sont mieux représentées que les hommes dans les postes de catégorie A et B, elles sont pourtant moins représentées dans les rémunérations les plus importantes. Dans les 10 plus hautes rémunérations annuelles de la CAPB, seules 2 sont des femmes. 2 sur 10. Ces 10 plus hautes rémunérations coûtent d'ailleurs 1 million d'euros par an à la CAPB. Il convient donc de rester prudent dans l'étude de cette égalité de statut qui est bien souvent en décalage avec la réalité des salaires, notamment avec la multiplication des contractuels dans la fonction publique territoriale. Rappelons que selon l'Observatoire des inégalités, en France, les femmes touchent 24,4% de moins que les hommes, 15,5% de moins à temps de travail égal et 4,3% de moins à temps de travail et métiers équivalents. Au regard de ces chiffres, certains paramètres pourraient être rajoutés dans le rapport 2024. Enfin, pour pallier à certaines inégalités hors institution, nous pouvons nous réjouir du projet de création d'une maison des femmes qui est en cours sur le rétro-littoral. Ce dispositif, indispensable et nécessaire, répond au besoin d'avoir un lieu de ressources, d'accompagnement, d'échange, de sensibilisation et surtout de lutte contre toutes les violences. À chacune et chacun d'entre nous d'être volontariste pour que ce projet aboutisse et pour faire en sorte que d'autres maisons des femmes soient créées dans les autres territoires. Gageons d'en reparler lors du rapport de l'année prochaine. Mileshker, merci. Merci. Je vais demander... ah oui, monsieur Steban. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit et pas plus sur la qualité du travail mené. Je note juste qu'il y a une augmentation importante des violences sexuelles entre 2021 et 2022 qui touche majoritairement des femmes. On sait que c'est un problème général. Ce sont des chiffres pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Je constate aussi dans le rapport que les classements sans suite à des signalements, des dépôts de plaintes sont particulièrement importants. Alors ils ne sont pas spécialement du fait de la justice ou de la police, mais parfois du fait de rétractation également. Et alors je ne sais pas, moi, quelles sont les solutions sur la question de la réduction de la violence.
mais je souhaiterais savoir, voilà, si au niveau de la commission, forcément il y a une réflexion, quels sont les outils qu'on peut développer pour limiter cette augmentation de violence. Alors on pourrait parler des femmes, on pourrait parler des enfants aussi, évidemment, bien sûr. Voilà, moi je suis assez désemparé et assez affolé quand je vois ces chiffres, quels qu'ils soient, toujours en augmentation à notre époque actuelle. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Esteban. Alors, deux réponses, Martine Bizotta et ensuite René Caric. Oui, alors la première question, enfin je ne sais pas, René, c'est la question de Colette sur le congé menstruel. Lors de notre dernière réunion, où on était avec René, les syndicats nous ont fait part du débat, de la réflexion qui commençait à se mettre en place au sein de la communauté d'agglomération sur ce sujet. D'où l'intérêt aussi de ce travail commun et de réflexion commune. Ensuite, sur l'intervention de M. Aran, bon, je peux dire que je partage l'intégralité des choses qui ont été dites, les chiffres d'où qu'on les prenne, qu'ils soient nationaux, les retentissements au niveau local, ils sont tous aussi inquiétants. Alors c'est vrai que le télétravail, qui est quelque chose qui est sur la base du volontariat, est très largement plébiscité par les femmes. Et pour une bonne partie de ce plébiscite, leur permet peut-être de gérer encore d'une façon différente, mais toujours aussi lourde, le fait qu'il y a trois journées dans une. Il y a le travail des enfants, le travail du ménage et des courses, et la charge mentale que tout ça démontre, parce que il n'y a pas que le travail qu'on fait, il y a devoir se soucier des vaccinations, d'acheter un pantalon, voilà. Bon, c'est vrai que les compagnons aident et disent mais si tu me dis de passer l'aspirateur, je le fais. Seulement, mais il faut se rendre compte qu'il faut passer l'aspirateur, etc. Et c'est vrai que ce poids-là est un poids difficile de penser à tout, de gérer à tout, voire de se faire engueuler quand on a oublié le sel et le poivre. Donc le télétravail, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être parfaitement péjoratif, c'est-à-dire on peut s'engager là-dedans parce qu'en fait on va y chercher un moyen de répondre mieux au poids que l'on doit, à la lourdeur des choses qu'on doit faire, et ça peut être un piège, et il faut en avoir conscience. Mais bon, c'est sur la base du volontariat, et les études encore sont minces, il y a peu d'études encore là-dessus. Mais peut-être qu'un jour, on conclura que ce qui devait être un avantage, moins de déplacements, autre façon de travailler, etc., peut se révéler. Il y a toujours un revers à toutes les médailles. Voilà. Après, sur les réponses au niveau départemental, Michel, nous, on ne les a pas vraiment. On avait essayé de travailler dans un ancien temps avec un observatoire. On nous a renvoyé à nos études, puisque c'est l'État qui doit s'occuper et pas le terrain. Je ne peux que le regretter. L'Observatoire avait commencé ce travail. Pour la Commission, c'est un travail qui est un peu lourd et qui n'a pas les moyens de faire ce genre d'extrapolation. Voilà. Mais je partage l'histoire aussi des classements sans suite de nombreuses plaintes. Malheureusement, à l'heure actuelle, ça continue. Quand on rencontre des femmes qui sont victimes de violences, je crois que dans cette salle, il y a quand même beaucoup de femmes, qu'elles soient avocates, travaillent dans le milieu social, qui ont l'occasion de travailler. On sait que déjà le fait d'aller déposer une main courante ou déposer une plainte est un acte qui demande... c'est extrêmement difficile, extrêmement violent, parce qu'il faut aller parler de son intimité, de ce qui est arrivé. On est victime, donc traumatisé. Il n'y a pas très longtemps, dans un commissariat d'une ville, on ne peut pas faire moins éloigné possiblement, il y a une femme qui s'est fait remballer.
Voilà, en disant que ce qu'elle disait, bon, n'exigez pas actuellement le dépôt d'une plainte. Et elle a dû, si mes informations sont bonnes, elle est allée déposer une plainte à la gendarmerie du côté des Landes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, alors non seulement c'est difficile d'amener les femmes à cet acte, mais ensuite, elles ne sont pas forcément entendues. Et quand elles le sont, le nombre de plaintes qui aboutissent, et je n'ai plus les chiffres en tête, mais il est infinitésimal. Et on peut faire la même chose pour les plaintes pour viol. Voilà. Merci, Madame Bizotta. Madame Carrick. Juste peut-être compléter par rapport au travail qui a été fait depuis qu'on est en agglomération, c'est que maintenant on a enfin des rapports qui sont extrêmement complets avec des indicateurs que nous travaillons régulièrement. Et ce rapport est présenté aussi dans la commission égalité femmes-hommes et partagé avec beaucoup de femmes. Et à chaque fois, nous avons des éléments nouveaux, des sujets nouveaux que nous essayons de porter grâce à la pugnacité de Martine qui combat depuis de nombreuses années et qui nous amène dans son combat avec elle. Par rapport au congé menstruel, effectivement, c'est un sujet qui a été abordé, comme l'a dit Martine, en commission égalité femmes-hommes. C'est un sujet, nous attendions un peu les résultats du Sénat, ce qui allait être décidé, mais c'est vrai que c'est un sujet que nous allons peut-être porter comme l'ont porté d'autres collectivités, en tous les cas étudier et partager avec les organisations syndicales qui nous l'ont réclamé et demandé. Donc par rapport au télétravail, juste dire qu'il y a un pourcentage important de femmes qui ont recours au télétravail, mais c'est dû aussi à nos filières qui sont les agents de l'eau et de la collecte ne peuvent pas faire du télétravail. Donc c'est par rapport à nos métiers et à nos compétences qui ne sont pas les mêmes pour ces filières qui sont essentiellement masculines et qui ne peuvent pas être télétravaillées, quoi. Donc juste pour terminer, dire que ce rapport vient en comparaison à celui de l'année dernière et que enfin on a aussi des éléments pour pouvoir continuer à travailler sur ce sujet et finalement à force d'en parler peut-être que les choses vont finir par changer un petit peu. Merci. Alors ce rapport ne donne pas lieu à vote, c'est une prise d'acte, donc je considère que le débat a eu lieu et je vous en remercie. On en arrive à un autre rapport qui ne donne pas lieu à vote, enfin tout au moins un vote, mais enlevé uniquement sur le principe de sa présentation, c'est celui sur les orientations budgétaires qui est bien sûr un moment majeur de notre vie communautaire, puisqu'il bien sûr préfigure ce que seront le contenu de notre prochain budget pour l'année 2024. Je laisse la parole tout de suite à M. Cottier et Sénaro, qui va aussi partager son temps de parole avec Martine Bizotta. Et puis, sachant que M. Gonzalez ne pouvait pas se présenter avec nous sur ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, vous parlez du contexte économique et budgétaire donc de 2024. Les incertitudes perdurent, les anticipations oscillent entre ralentissement et signes de reprise. La reprise mondiale et européenne demeure lente et inégale, avec des disparités qui semblent se creuser entre les régions. L'Europe cherche toujours à rétablir la stabilité des prix tout en assurant une certaine croissance. Le resserrement des politiques monétaires entamé en 2022 aurait atteint un palier à la fin 2023 en lien avec le reflux de l'inflation globale, l'inflation sous-jacente se révélant persistante. La hausse des prix des services continue de persister davantage que celle des prix des biens, les salaires étant généralement le principal coût de production des services. Au niveau national, pour l'INSEE, la croissance devrait rester poussive en 2024, avec une hausse modeste du produit intérieur brut de 0,2% au premier trimestre 2024, tout comme au suivant.
De son côté, malgré un contexte international peu favorable, la Banque de France table sur une prévision en glissement annuel de plus 0,9% pour atteindre 1,3% en 2025, portée par la demande intérieure et la reprise des investissements des entreprises. Les prévisions, au moment de la rédaction de ce rapport, tablent sur une progression du pouvoir d'achat des ménages, de quoi permettre à la consommation des ménages, premier pilier de la croissance française, de reprendre un peu de vigueur. De son côté, le taux de marge des entreprises devrait augmenter, un peu au-dessus de son niveau d'avant la crise sanitaire. Et malgré les taux d'intérêt élevés, l'investissement resterait stable sur la première partie de l'année. La loi de finances pour 2024 contient un certain nombre de mesures en lien direct avec les finances locales des intercommunalités. Parmi ces mesures, plusieurs relatives aux exonérations de taxes foncières bâties sont nouvelles ou reconduites, comme la nouvelle exonération bénéficiant aux logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation énergétique. Un report d'1 an a été adopté pour l'intégration dans les bases d'imposition de l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels. Cette intégration dans les bases d'imposition interviendrait en 2026. Les modalités de versement des fractions de TVA aux collectivités en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la CVAE sont modifiées à compter de janvier 2026 afin de limiter les variations infra-annuelles et la reprise l'année suivante. La refonte donc de la géographie prioritaire des territoires communaux aboutit avec la mise en œuvre de France Ruralité Revitalisation à compter de juillet 2024 en lieu et place des zones de revitalisation rurale, les fameuses ZRR. Les critères d'éligibilité sont revus et le nouveau dispositif est composé d'un niveau socle et d'un niveau renforcé qui cible les communes les plus vulnérables. Parmi les ajustements touchant aux dotations communales figure en matière de dotation de solidarité rurale la prise en compte sous forme de moyenne triennale du revenu par habitant de manière à atténuer les variations de cet indicateur. Concernant l'action communautaire en 2024, elle se caractérisera par l'accélération de la mise en œuvre du projet de territoire et une attention marquée, j'ai mon rhume qui me rattrape et mon bronchite aussi, pardon. Donc une attention marquée aux demandes de soutien supplémentaires des partenaires de la communauté. La communauté d'agglomération Pays Basque s'appuie désormais sur son projet de territoire et en déclinaison sur une programmation pluriannuelle d'investissement ambitieuse d'ici 2026. Vous avez trouvé dans le rapport sur les orientations budgétaires 2024 l'ensemble des éléments relatifs à ces axes stratégiques et aux nombreuses actions communautaires. Aussi, je ne reviendrai pas dans mon propos sur les informations détaillées dont vous avez pu largement prendre connaissance dans ce rapport. Le budget 2024 confirmera notre ambition pour le territoire et pour la qualité de vie des habitants, avec la prise en compte croissante des transitions énergétiques, environnementales et sociétales pour construire ensemble un avenir plus durable et plus désirable. En maintenant son cap, malgré des conjonctures défavorables, notre communauté a su relever les défis successifs et consacrer un volume important de dépenses en soutien au développement territorial du Pays Basque, notamment des territoires les plus fragiles. En témoignent en particulier l'éventail, le niveau et la qualité des services publics déployés pour les habitants et les entreprises du territoire, et on voit les résultats remarquables en matière de déchets, de gestion de l'eau ou dans nos crèches. Le nombre également d'équipements communautaires structurants construits pour le Pays Basque, notamment en termes de services à la population, et je pense ici aux France Services, aux maisons de santé ou aux salles de sport. Également, citer l'importance et la variété de l'ingénierie communautaire mise à notre disposition, nous élus communaux. Nous le voyons avec les financements européens ou l'accompagnement des communes dans leurs nombreux projets. Enfin, la diversité et le montant des fonds de concours communautaires pour financer nos projets communaux
et plusieurs projets importants seront proposés au vote dans le rapport numéro 12, plus tard donc dans la matinée. Notre communauté a ainsi démontré, depuis sa création, qu'elle était un puissant outil d'action publique important pour la réussite du territoire et particulièrement pour nos communes. Je passe la parole à René Caric. Donc, pour les questions des ressources humaines, garantes à la bonne déclinaison du projet du territoire et des politiques publiques communautaires. Vous le savez, nous le savons, notre communauté s'appuie sur des femmes et des hommes, nos agents communautaires, garants de la bonne déclinaison de notre projet de territoire et au quotidien des services publics de proximité. En particulier la collecte, l'eau potable et l'assainissement, ainsi que la petite enfance et l'enfance. Ces femmes et ces hommes assurent également une importante ingénierie tournée vers nos communes. Comme toute entreprise, notre communauté se doit d'être attentive aux attentes de ses agents. Nous devons, je dois, dans le cadre de la délégation qui m'a été confiée, leur permettre d'avoir des perspectives de parcours professionnel et de bénéficier d'une politique salariale attentive aux questions de pouvoir d'achat. À ce titre, nous avons mené en 2023, avec les organisations syndicales représentatives du personnel et à leur demande, des négociations annuelles à l'instar des entreprises. Un accord a été signé pour certaines revalorisations salariales et pour une action sociale renforcée, comme l'augmentation de la valeur des titres restaurants et l'évolution de la subvention allouée au COS, qui est le Comité des œuvres sociales du Pays Basque, auquel nos communes également commencent à adhérer. En 2024, avec Jean-Marc Barantol, qui est plus particulièrement en charge des sujets à mes côtés, nous poursuivons notre politique de développement des ressources humaines avec la démarche sur la qualité de vie au travail et la prise en compte de la pénibilité. La communauté d'agglomération assumera à nouveau en 2024 une certaine évolution de la masse salariale, avec principalement les mesures externes, mesures légitimes et justifiées pour les agents, mais qui, une nouvelle fois, n'ont pas été compensées par l'État. Nous devons par ailleurs, tout particulièrement, finaliser les recrutements validés et engagés en 2023, qui se traduiront évidemment budgétairement en 2024 et répondre aux demandes de nouveaux recrutements en 2024, notamment pour mener des projets qui sont cofinancés. En effet, compte tenu de notre périmètre et des nombreuses politiques publiques menées, notre communauté, nos communes, doivent assumer de devoir disposer de moyens humains communautaires dimensionnés correctement par rapport aux besoins du Pays basque. Je voudrais que nous nous attardions sur les recrutements concrétisés en 2023 et ceux qui se concrétiseront en 2024. Au 31 décembre 2023, notre communauté regroupe 1147 emplois permanents, soit 95 emplois en plus par rapport à 2022. 95 emplois en plus, donc 55 de catégorie C. En toute logique, avec notre effectif permanent majoritairement composé d'agents de terrain. Sur ces 95 emplois, 44 au bénéfice du service d'eau potable et d'assainissement et 15 pour le service de collecte. Il s'agit des agents d'exploitation eau et assainissement, des chargés de mission et d'études risques côtiers milieux naturels, techniciens rivières, agents d'accueil et déchetterie, agents de collecte, mais également agents France Service. Éducation de jeunes enfants, chargés de mission filière agricole, les techniciens de bâtiments, etc., etc. Ces agents sont en poste. Ils travaillent pour les habitants, les entreprises et les usagers du Pays basque. Je souhaite, comme chaque année, vous rappeler que toutes les dépenses brutes de personnel sont portées par le budget principal, dépenses en face desquelles il y a des recettes très importantes. Celles des budgets annexes,
financées par des moyens spécifiques comme en matière de collecte ou d'eau, et celles ponctuelles de certains financeurs, Agence de l'eau, l'État, l'ADEME, etc. Les charges brutes de personnel représentent 31,7% en 2023 des dépenses réelles de fonctionnement. Au niveau national, le dernier chiffre connu est de la DGCL est de 38,2% en moyenne en 2022 pour les groupements à fiscalité propre de plus de 300 000 habitants. Déduction faite des recettes. Les charges nettes de personnel, 34,9 millions d'euros, ne représentent que 19,49% en 2023 des dépenses réelles de fonctionnement du budget général. L'Observatoire des finances et de la gestion publique locale répertorie l'ensemble des données financières des collectivités. On vous a fait un comparatif. Donc, les charges brutes de personnel représentent en 2022 tout budget consolidé de la CAPB, 23,7% des dépenses réelles de fonctionnement. Dans les intercommunalités comparables, nombre d'habitants et au nombre de communes, nous pouvons citer par exemple 39,87% pour la communauté d'agglomération du Cotentin, 49,77% pour la communauté d'agglomération Paris-Sud-Seine, 37,58% pour la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine, 41,61% pour la communauté d'agglomération de Béthune. Le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été transmis précise, en complément du rapport égalité femmes-hommes que nous venons de vous présenter, les données détaillées et complètes en termes de ressources humaines, comme celles liées à l'organisation du temps de travail, au télétravail, à la rémunération des agents, à la nouvelle bonification indiciaire, aux heures complémentaires et supplémentaires, ou encore à l'action sociale ou à la formation. Je voudrais terminer par un point qui fait écho avec ce que la communauté porte pour le territoire en tant qu'employeur. Le quasi-doublement en un an du nombre d'agents communautaires bénéficiant du forfait mobilité durable et ou du remboursement mensuel des frais de transport public. Merci, chers collègues. Donc, je continue avec les orientations budgétaires 2024. Donc, dans le cadre de ces orientations budgétaires, il s'agit pour nous, aujourd'hui, d'assumer finalement l'ensemble des engagements communautaires en ajustant les variables de la trajectoire financière pluriannuelle. Alors, que dit l'exercice 2023 ? Les recettes réelles de fonctionnement 2023, hors produit des cessions, devraient s'élever à 235 510 000 euros, provenant à 66% de la fiscalité. Elles connaissent une croissance de 7,74 millions d'euros. À ces recettes fiscales se sont ajoutés 37 800 000 euros de dotations, subventions et compensations. Les autres recettes du budget principal sont liées aux politiques publiques communautaires et aux différents services. Elles représentent donc 41 930 000 euros, dont, comme vous l'a évoqué précédemment Mme René Carric à l'instant, donc 31 250 000 euros se rapportent au remboursement des charges de personnel. Les dépenses réelles de fonctionnement 2023 s'élèveraient à 197 730 000 euros, soit une progression de 7 millions d'euros par rapport à 2022. 33% des dépenses de fonctionnement correspondent à des reversements de fiscalité, essentiellement aux communes, à travers les attributions de compensation qui représentent 51 970 000 euros. Les crédits affectés à la mise en œuvre des politiques publiques de notre communauté représentent 127 880 000 euros contre 120 950 000 euros en 2022 et 112 730 000 euros en 2021. Déduction faite du remboursement du capital de la dette, 12 700 000 euros. Les opérations pour compte de tiers et opérations sur emprunt revolving, 13 470 000 euros.
les dépenses d'investissement se sont élevées à 52 410 000 euros. Elles sont en progression par rapport à 2022, qui s'élevait à 50 790 000 euros, et par rapport à 2021, le montant s'est élevé à 45 780 000 euros. Le taux de réalisation des dépenses d'investissement hors dette, hors opération pour compte de tiers et écriture exceptionnelle s'établit à 70,2% et à 78,5% pour les investissements gérés en autorisation de programme. Le volume d'investissement annuel réalisé en 2023 est plus important que sur chacun des 3 précédents exercices budgétaires. Pour autant, le ratio de désendettement en 2023 reste stable et représente donc 4,2 années, grâce à la hausse des niveaux d'épargne couplée à l'augmentation limitée de l'encours de la dette. Au-delà, tout budget confondu et après retraitement des flux entre budgets, la communauté d'agglomération a investi plus de 108 millions en 2023, soit un chiffre en forte hausse par rapport à 2022. Nous étions à 98 millions. Et en 2021, nous avions investi 87 620 000. 2020, on peut le reprendre aussi, 76 300 000. Donc aujourd'hui, je répète, 108 millions d'euros d'investissement sur les communautés d'agglo. Comme détaillé dans le rapport, la majeure partie des dépenses d'investissement est portée par le budget principal, 52 400 000 euros, et les budgets annexes eau potable et assainissement qui représentent à eux seuls 40,8 millions d'euros. Concernant les orientations donc pour le budget 2024, la trajectoire financière de notre communauté d'agglomération est confrontée à une baisse de la dynamique de croissance de ses recettes de fonctionnement, avec un pouvoir fiscal toujours plus étroit et des interrogations régulières sur le niveau des recettes de fraction de TVA qui nous sont allouées donc par l'État. Ensuite, nous sommes confrontés au maintien par contre d'une forte dynamique des dépenses de fonctionnement, avec en 2024 une inflation persistante, des charges générales, la poursuite de l'effort salarial, notamment imposé par l'État, les demandes en hausse, en nombre et en volume de soutien financier des structures partenaires, institutionnelles ou associatives. Je souhaite particulièrement insister sur le fait que nous ne pouvons porter des ambitions à la fois par des actions en fonctionnement et en investissement que si, mais seulement si, l'épargne que nous générons sur la durée est suffisante pour recourir donc à la dette de manière équilibrée. Notre gestion budgétaire est rigoureuse et notre situation financière est saine et robuste, marquée à fin 2023 par un niveau satisfaisant d'épargne, un stock de dette stable et un ratio de désendettement proche de 4 années. Au-delà du pilotage de la gouvernance par les élus communautaires, nous avons un dialogue de gestion avec nos partenaires institutionnels, les syndicats mixtes, les régies, les SIAS, et suivant leurs activités et leur situation financière. Mais face au désengagement persistant de l'État, au détriment de nos finances et à des besoins croissants, le budget 2024 et la trajectoire financière à 2026 nous amènent à devoir rechercher de nouveaux points d'équilibre. Un travail d'actualisation de la prospective financière a été mené en nous appuyant sur des scénarios et des réflexions en termes de capacité réelle à réduire et optimiser les dépenses de fonctionnement pour beaucoup contraintes ou encore en termes de taux de réalisation finale des dépenses communautaires, notamment d'investissement. Ces éléments sont expliqués en détail dans le rapport qui vous a été transmis en les mettant en perspective avec nos grands objectifs de pilotage budgétaire. Ces objectifs seraient atteints pour 2024, mais ne seraient pas respectés sur 2025-2026, avec des épargnes dégradées et une capacité de désendettement qui dépasserait les 10 ans. C'est ainsi qu'il est envisagé de mobiliser le levier fiscal, en faisant évoluer simultanément en 2024 les taux du foncier bâti de 0,14 points, du foncier non bâti de 0,19 points, de la cotisation foncière des entreprises de 1,42 points
et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 0,45 points. Ces évolutions dont les simulations figurent dans le rapport transmis, permettraient d'assumer la hausse structurelle des dépenses de fonctionnement qui sont détaillées par grands postes dans le rapport, tout en maintenant une épargne suffisante pour continuer à investir fortement. 77,5 millions d'euros sur le budget principal sont prévus en 2024 et sont détaillés dans le rapport qui vous est joint. Vous l'aurez compris, dans le contexte général qui reste difficile et incertain, notre communauté veut assumer l'ensemble de ses engagements. Un petit mot quand même aussi sur les budgets annexes, si vous le permettez. La communauté Pays Basque compte désormais 12 budgets au 1er janvier 2024, donc le budget principal et 11 budgets annexes. Les principales orientations des budgets annexes en lien avec l'exercice des compétences communautaires sont présentées dans le rapport avec des éléments de bilan 2023 et d'orientation 2024, notamment pour les budgets eau assainissement et pour le budget déchets ménagers et assimilés. Pour les budgets eau assainissement 2024, donc ce sera une année encore importante car le travail sur l'harmonisation tarifaire va continuer. Une réflexion s'engagera sur les futurs modes de gestion de l'eau et de l'assainissement collectif à l'horizon 2027. C'est la fin de tous les contrats de DSP ou des marchés de prestation de services. Pour ce qui est des principales opérations d'investissement, la programmation a été intégralement retravaillée et adaptée pour 2024. Un accent particulier a encore été mis sur la planification et la finalisation de schémas directeurs en eau potable comme en assainissement collectif et en eau pluviale. Les montants des dépenses d'équipement seraient à ce jour dans le prolongement de ceux de l'exercice 2023. Enfin, sur le budget de la collecte, le rapport précise comment l'évolution de la politique de gestion des déchets avec une réglementation environnementale toujours foisonnante et avec des objectifs ambitieux entraîne des conséquences financières significatives. En conséquence, pour l'année 2024, les charges de fonctionnement sont en augmentation, également du fait de la poursuite du contexte inflationniste et des charges de personnel. Le plan pluriannuel d'investissement mis à jour régulièrement se traduit par des investissements à hauteur de 15 570 000 euros en 2024, donc sur ce budget de collecte. Les efforts consentis tant en collecte qu'en traitement sur la maîtrise des postes budgétaires compressibles d'une part et la revalorisation des recettes d'autre part permettent de maintenir le même taux de la TOM en 2024. En dernier point, je dois vous évoquer donc effectivement le problème, la question de l'endettement et des conclusions de mise en perspective. Donc sur l'endettement et les frais financiers contenus, dont le suivi actif accompagne la politique d'investissement communautaire. Au 1er janvier, donc le rapport transmis présente dans le détail tous les éléments relatifs à la dette. Au 1er janvier 2024, l'encours de la dette de la communauté d'agglomération Pays Basque hors dette PFL s'élève à 300 400 000 euros, dont 159 500 000 euros pour le seul budget principal. 97,1% de la dette de la communauté d'agglomération Pays Basque est classée 1A, c'est-à-dire risque le plus faible. Actuellement, 65,4% de la dette de la communauté d'agglomération Pays Basque est adossée à du taux fixe, dont le taux moyen est de 2,14%. Le taux moyen sur l'ensemble de la dette passe à 2,97% au 1er janvier 2024, après s'être levé à 2,35% au 1er janvier 2023, ce qui reste une évolution modérée au regard du contexte de marché et de la très forte remontée des taux durant l'année 2023. Que ce soit pour son budget principal ou pour l'ensemble de ses budgets, la communauté d'agglomération Pays Basque aura remboursé la moitié de son encours de dette fin 2030. Si les conditions d'emprunt ont continué à se tendre en 2023, de nouveaux financements ont toutefois pu être souscrits en 2023 à des conditions qui, bien que non comparables à celles des années antérieures, restaient très compétitives, que ce soit sur les taux fixes obtenus, tous inférieurs à 3,8%, pour des durées allant jusqu'à 25 ans, ou sur la marge à taux variable.
Après plus d'une année de forte hausse des taux, ceci semble amorcer une lente redescente début 2024, ce qui devrait permettre de contenir la croissance des charges financières. Les frais financiers représentent 2% des dépenses réelles de fonctionnement en 2023. Le poids de ces charges reste aujourd'hui maîtrisé et donc à relativiser. Le remboursement en capital de la dette devrait quant à lui diminuer de l'ordre de 800 000 € par rapport au réalisé 2023, tout budget confondu, en raison de l'extinction de plusieurs emprunts durant l'année écoulée. En 2023, face à la remontée des taux, les remboursements temporaires ont été effectués dans le courant de l'année sur 4 emprunts ayant la capacité revolving, permettant ainsi de réaliser 123 000 € d'économie d'intérêt. Si le niveau de trésorerie le permet, ces opérations de gestion active de la dette seront renouvelées donc courant 2024. En 2023, il n'y a pas eu d'opportunité de renégociation ou de réaménagement des emprunts existants, au-delà de tout ce qui a été déjà fait depuis 2017. Les opportunités continueront à être étudiées en 2024 et la recherche active de financement sécurisé à des conditions optimales se poursuivra donc en 2024. En termes de conclusion et de mise en perspective, disons que la procédure de préparation budgétaire n'est pas terminée, évidemment. Nous allons reprendre nos cycles de rencontres et de travaux, que ce soit dans nos commissions, que ce soit dans le conseil exécutif ou voire le conseil permanent. Comme les années précédentes, les prévisions présentées pourront faire l'objet d'ajustements d'ici le vote du budget en mars prochain. La stratégie financière bâtie en 2022 autour de la programmation pluriannuelle des investissements, en articulation avec le projet de territoire, est réinterrogée en 2024 à cause donc, de la baisse de la dynamique de croissance de nos recettes de fonctionnement, du maintien d'une forte dynamique des dépenses de fonctionnement que nous devons assurer, du maintien aussi d'un haut niveau d'investissement pour le Pays basque et pour toutes nos communes. Nous portons des ambitions qui appellent à la fois des actions en fonctionnement et en investissement, ambitions qui supposent de générer un bon niveau d'épargne dans la durée. Face au désengagement de l'État et à des besoins croissants de nos partenaires dès le budget 2024, nous devons envisager de mobiliser la fiscalité entre 0,14 et 1,42 points. Nous le faisons d'une manière raisonnée, acceptable et qui n'affaiblit pas les acteurs du territoire. Aucun d'entre nous ne veut réduire l'une ou l'autre de nos politiques publiques communautaires. Au contraire, nous voulons poursuivre le développement de nos interventions dans chacun de nos domaines d'action. Aucun d'entre nous ne veut laisser en chemin un de nos partenaires institutionnels ou associatifs. Au contraire, nous défendons l'accompagnement de nos partenaires face à leurs difficultés financières et à leurs besoins aussi de développement. Aucun d'entre nous ne veut réduire le niveau de soutien qu'apporte la communauté à nos communes. Et au contraire, nous faisons de plus en plus appel à l'ingénierie et au financement communautaire. Donc, en guise de réponse, de conclusion, pour moi en tout cas, ensemble et collectivement, nous devons être au rendez-vous de nos engagements et de ce qu'attendent de nous les communes, je rajoute. Merci, chers collègues. Je vous propose d'ouvrir à ce stade le débat. Je vois Alain Hérillard qui a levé la main, Peyo Etchelekou qui a levé la main et Manuel Jury qui a levé la main. Ça fait déjà 3 prises de parole. On commence par Monsieur Hérillard. Merci. Landakari Diamla, Dianondalea Kegunon, cher président, chers collègues, bonjour. J'écoutais avec attention les travaux présentés par le vice-président en charge des finances. Et je démarrerai mon propos pour dire que les éléments financiers qui sont clairs et transparents, qui nous sont présentés, soulignent d'abord la qualité du travail fourni par les services et les élus qui aujourd'hui portent la présentation de ce débat d'orientation générale. Et derrière les masses financières, je tiens également à dire qu'il y a des actions, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, qui sont considérables, réalisées par l'agglomération. Mes interrogations ne se situent absolument pas à ce niveau, puisque ces travaux et notre démarche nous aident à réfléchir et à proposer une autre approche. C'est ce que je vais tenter de faire dans mes propos.
Dans le cadre de ces orientations budgétaires, je souhaite faire 2 types de remarques. La première sur le caractère inexorable de l'augmentation des charges de fonctionnement et donc du caractère inexorable de l'augmentation régulière de la fiscalité. La seconde, sur la nécessité de prioriser nos politiques en mettant nos élus de l'exécutif et des commissions, non pas en position de constat, mais en situation d'arbitrage et de choix. C'est, me semble-t-il, notre rôle. Sans reprendre nos débats de 2021, nous avions décidé, je le rappelle, d'augmenter les taxes de façon forte pour Dixit ne pas y revenir, afin de soutenir l'ensemble de nos investissements. Première remarque, ce n'est pas le budget d'investissement et encore moins sa réalisation qui déséquilibre l'édifice, me semble-t-il. À titre d'exemple, pour 2023, nous avions prévu 76 millions d'investissements propres. Nous en réalisons 52 millions, soit 70% du taux de réalisation. Ça a été rappelé par Cotier. En progression par rapport à l'an passé, je tiens à le souligner. Mais c'est 24 millions de moins que prévu. Ainsi, avec des projections qui étaient prudentes en recettes et en dépenses, c'est également, et ça a été rappelé, 15 millions de plus d'épargne. Donc au final, en conséquence, nous n'empruntons pas les 45 millions qui étaient annoncés, mais simplement 10 millions. Tant mieux. Mais avec comme conséquence une durée de désendettement qui ne s'élève qu'à 4,2 années au lieu des 8,3 que nous avions prévus lors de notre débat. En conclusion, sur la question des investissements, me semble-t-il, mais je peux me tromper, le potentiel d'emprunt est toujours là et largement disponible pour nos investissements en 2024 et certainement 2025 et 2026. Deuxième remarque, je me permets d'attirer l'attention de l'Assemblée, comme je le fais régulièrement, pas de gaieté de cœur, sur l'augmentation trop forte de nos charges de fonctionnement. Si nous en avions les moyens, avec les ressources actuelles, sans augmentation brusque de la fiscalité, nous pourrions peut-être nous permettre d'assumer tout le fonctionnement, même si je reste persuadé que ce n'est pas souhaitable sans priorisation ni arbitrage. À titre d'exemple, en 2 ans seulement, de budget primitif à budget primitif, je reprends simplement les chiffres qui nous ont été donnés, sur lesquels que nous avons pu appréhender en exécutif. Les charges à caractère général, nous passons de 20 millions à 26 millions, plus 28% en 2 ans. Les charges personnelles, nous passons de 59 millions à 70 millions, plus 19%. Les charges de gestion courante, nous passons de 45 millions à 55 millions, soit 23%. Les réalisations ne sont pas à ce niveau-là, mais je compare de BP à BP, tel que cela nous a été présenté. Beaucoup de ces charges évoluent de façon exponentielle. Là encore, les explications qui nous ont été fournies, je prends quelques exemples. Avec le SDIS, qu'il faut considérer comme une charge communale. Le conservatoire, qui fait l'objet notamment d'un rattrapage salarial et de réorganisation, avec des contributions très significatives. Les contributions qui soutiennent les communes et les partenaires. Les charges salariales qui sont impactées très fortement par les indices qui augmentent de façon significative, les 5 points, dès le 1er janvier 2024. Oui, tout ceci est exact et s'entend. Et se trouve en outre impacté aujourd'hui de plein fouet par l'inflation et les revalorisations de rémunération. Mais nous allons passer de 197 millions à 221 millions, soit plus 12% pour les charges de fonctionnement entre 2023 et 2024. Nous ne maîtriserons pas l'inflation, mais nous devons savoir faire et maîtriser nos choix. Au vu de ces éléments et des projections présentées en exécutif pour 2024 et qui ont été rappelées ici avec quelques ajustements, je vous propose une autre trajectoire que celle retenue. Je pense que les simulations réalisées pour préparer cette intervention, qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les taux en 2024 pour les raisons suivantes. Je fais un scénario. Vous prévoyez un 80% d'augmentation des recettes pour les 3 années suivantes, alors que nous avons réalisé plus 5% sur les 2 dernières années. Je propose de retenir un scénario médian à 3%. Vous prévoyez 5% d'augmentation des dépenses, alors qu'elles ont progressé de 2,40% les 2 dernières années. Je vous propose de retenir 4% et nous mettre en situation de maîtrise. Et surtout, il ne faut pas retenir 100%, mais vous l'avez dit, puisque les simulations ont été revues dans le cadre des orientations budgétaires, mais moi je suis resté sur nos tableaux présentés en exécutif. Il ne faut pas retenir 100% des investissements,
mais 70% du taux de réalisation conforme à 2023. Sur ces bases, sauf erreur de ma part, sans augmentation de taxes, le capital restant dû ne sera pas de 276 millions, mais de 202 millions en 2026, soit une durée de désendettement de 8 à 9 ans, en dessous du seuil d'alerte, et non pas de 14 années, comme annoncé dans votre projection initiale, pour expliquer cette hausse de fiscalité. Et en 2024, nous sommes très très loin, à la fin de l'année 2024, de l'effet Couperet. Je rappelle également, et ça n'a pas été dit, mais c'est la situation pour nos concitoyens et nos entreprises, que nos concitoyens subissent encore l'inflation et que l'augmentation des bases de 7% l'an passé et de 4% cette année sont toujours au rendez-vous. Je pense sincèrement qu'une autre voie est possible. Je vous demande simplement, puisque vous avez dit que nous ne sommes pas sur des documents définitifs, je vous demande de bien vouloir l'expertiser. Enfin, et peut-être pour sortir des chiffres qui sont nécessaires au raisonnement, le plus important n'est peut-être pas là. Je reprends les mots, mot pour mot, mes propos de l'an passé. Ces projections projettent en elles les germes des difficultés futures qui ne pourront se résoudre qu'à coup de fiscalité et d'emprunt, qui chacun a sa limite. Je note également que notre réunion du 28 novembre 2023, en exécutif, la projection actualisée 2024-2026 ne nous a signalé aucune alerte. Tout était cadré et conforme aux prévisions. 5 semaines plus tard, nous étions dans le dur. Il faut que nous regardions collectivement les limites et contours de nos compétences. Sans revenir sur l'évolution des 3 masses financières annoncées tout à l'heure, je retiens à titre d'exemple 2 points qui illustrent le propos, sachant qu'ils peuvent fâcher, mais qu'ils permettent peut-être de se poser des questions pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons adopté récemment un dispositif d'aide aux communes passant de 10 millions à 20 millions, sans discussion en exécutif. Un plan piscine de même niveau financier et des fonds de concours de 7,5 millions, avec cette fois-ci discussion et débat nécessaires. 2 exemples différents sur le fond et la forme, mais un seul constat, personne ne s'y est opposé, chaque maire y voyant un intérêt pour sa commune et l'effet levier incontestable pour son investissement. Les dispositifs sont donc adoptés. Mais les questions que nous devrions nous poser en amont ne sont-elles pas les suivantes? Avons-nous les ressources suffisantes pour tout faire, sans renfort d'ajustements importants et réguliers de fiscalité supplémentaire chaque 2-3 ans? Les contributions aux communes doivent-elles être orientées vers des investissements communaux ou intercommunaux? Les domaines de compétences communautaires tels que les mobilités, la transition écologique ou les politiques de l'eau ou celles du logement ne sont-elles pas plus prioritaires que ces contributions? Ne faut-il pas trier et prioriser un fonctionnement pour l'ensemble des besoins et des demandes qui affluent, vous l'avez rappelé, afin de ne pas se retrouver avec des coûts qui n'appelleront demain que des coûts supplémentaires? La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Les services ont les qualités et la compétence pour mettre les élus que nous sommes en situation de choix et d'arbitrage. Les débats entraîneront un peu d'incertitude, ne feront pas que des heureux, mais nous aurons, me semble-t-il, rempli notre mission. C'est juste le sens de mon intervention, ce à quoi je crois, dans l'intérêt général de notre maison commune, Gure Etxea. Mile esker entzunik, merci pour votre écoute. Merci, Monsieur Riard. Monsieur Tchéléco a demandé la parole ensuite, et ensuite Manuel Jury. Biltzarkide agurgarriak, lehendakari jauna, lehendakari jaun-andreak, egunon deneri. Bihitz lehenik euskaraz, adierazteko gure aintzin konduen orientabideai lotua den eztabaida juntan, oraindikan eztabaida fasean girela, eta kontsideratzen dugula gure talde politikoaren heinean, gauzak oraindikan irekiak eta aldatzeko moduan direla. Horregaitik dizkizuegu azalduko lehenik, gure analisia elementu batzu, zer testu inguru kezkagarrian erortzen zaizkigun zerga igotze nahikariak, baita ere, horien saiesteko martxan ezar genezazkeen proposamen bat. Comme je le disais en euskara, nous entrons maintenant dans la phase du débat sur les orientations budgétaires. Comme son nom l'indique, il ne s'agit donc pas de valider à ce stade des décisions déjà entérinées,
mais bien d'analyser la situation, de la mettre en perspective d'un contexte économique bien singulier et de formuler d'éventuelles propositions. C'est dans cet esprit que nous avons structuré notre intervention au nom du groupe Elgarrekin Herri Alensat. Je tiens également à remercier, en même titre qu'Alain Hiriard, la qualité du travail effectué et le caractère bien confortable de l'avoir reçu 15 jours avant, ce qui nous a permis d'approfondir notre étude de ce rapport d'orientation budgétaire. À l'instar de l'exercice de préparation budgétaire qui avait prévalu la multiplication des taux par 8 en 2021, c'est un tableau assez noir de l'évolution des charges de fonctionnement et de nos dépenses d'investissement qui nous a été présenté ici. En effet, si la prévision se réalisait, la dette de la CAPB s'établirait à plus de 215 millions en 2026 pour son budget principal. Il nous faudrait près de 9 années pour la rembourser, une durée qui doublerait entre 2023 et 2026. Cet endettement croissant nous mènerait à court terme proche du seuil de vigilance de 10 ans, une dette qui aurait donc augmenté de 35% entre 2023 et 2026. La cause première de la dégradation de notre capacité de désendettement repose sur une augmentation continue et semble-t-il non maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement. Elles ont augmenté de 22% depuis 2020, après une augmentation déjà conséquente depuis notre création en 2017. Sur ce seul mandat, c'est de plus de 50 millions de charges de fonctionnement additionnelles qui viendraient grever notre budget. Si certaines contraintes externes, je pense notamment aux évolutions d'indices de salaire, sont purement subies, la trajectoire de nos charges de fonctionnement exprime, malgré tout, le sentiment de certains manques de contrôle et de priorisation. Ainsi, sans prise de compétences nouvelles, l'agglomération a augmenté ses effectifs permanents et non permanents de plus de 110 agents en 2023. Une augmentation de 10%. En parallèle, nous continuons à avoir largement recours à l'externalisation de certaines missions auprès de bureaux d'études, aussi compétents soient-ils. Ainsi, le chapitre 011 qui comptabilise ces dépenses évolue-t-il de 19 millions en 2021 à près de 26 millions en 2024. Nous nous interrogeons, la taille de notre institution XXL et la compétence incontestable de nos agents ne nous permettraient-elles pas d'internaliser certaines tâches ? La conséquence de cette course folle est la détérioration de notre capacité d'épargne. Or, c'est le ratio clé pour refléter notre capacité à réaliser des projets de long terme, à investir sur le territoire et à assurer les équilibres financiers essentiels, en particulier notre capacité d'endettement. À titre d'hypothèse, on a fait aussi quelques exercices en ce sens-là, si nous contenions l'augmentation des dépenses de fonctionnement à 75% de celles qui sont présentées par le rapport d'orientation budgétaire, et en prenant en compte l'impact sur les recettes réelles de fonctionnement, notre épargne continuerait de croître et notre ratio de désendettement continuerait à s'inscrire dans une dynamique acceptable. Il nous semble donc que des marges de manœuvre existent. Il nous semble que nous pouvons préserver la santé financière de notre institution et notre capacité à investir pour proposer aux habitants du Pays Basque des services de meilleure qualité sans avoir recours à une augmentation de la fiscalité. Nous insistons sur ce point pour 2 raisons. D'une part, parce que, comme plusieurs de mes collègues ont eu l'occasion de le signaler en conseil exécutif ou en commission finances, le travail d'analyse, de priorisation et in fine d'arbitrage politique sur les évolutions de dépenses de fonctionnement n'a pas encore été réalisé. Et c'est là que notre rôle d'élu prend tout son sens. D'autre part, parce que l'utilisation du levier fiscal ne doit pas être analysée uniquement à l'aune des besoins intrinsèques de l'institution que nous gérons collectivement. La politique fiscale ne peut faire fi du contexte économique global dans lequel évoluent les opérateurs économiques, qu'il s'agisse des ménages, mais aussi et surtout des entreprises sur lesquelles repose 70% environ de notre fiscalité directe. À titre d'illustration, le tribunal de commerce de Bayonne, dans sa communication publique récemment diffusée, nous indiquait que les situations de défaillance avaient augmenté de 60% en 2023, que les liquidations judiciaires étaient en hausse de 81%,
Et pour les avoir interrogés récemment, la situation continue de se dégrader puisque les défaillances d'entreprises augmentent de 30% si on compare janvier 2024 en janvier 2023. Augmenter l'ensemble des taux de 5% avec l'effet combiné de la future augmentation des bases d'imposition et l'augmentation des bases de 2023 signifie accroître de 17% nos prélèvements fiscaux sur 2 années seulement, soit plus du double de l'inflation prévisionnelle. C'est considérable. D'où notre proposition. Constituer et réunir très rapidement une commission composée notamment des membres de la commission Finances et du Conseil exécutif afin d'analyser en détail, ligne à ligne, les évolutions des dépenses de fonctionnement ainsi que le plan pluriannuel d'investissement pour proposer des arbitrages permettant de réduire significativement l'augmentation des dépenses prévues. Ce n'est qu'à l'issue de cet exercice qu'il nous semblerait envisageable de recourir à une éventuelle hausse de la fiscalité si le travail de priorisation ne s'avère pas suffisant dans la contraction des dépenses. Dans le contexte économique actuel, seules des mesures de dépenses de nature exceptionnelle sur des sujets majeurs et prioritaires, comme la situation de l'agriculture que nous avons évoquée précédemment, par exemple, pourraient justifier une hausse des taux de fiscalité. Enfin, nous formulons également la proposition de mettre en place, dans les prochains mois, un véritable système d'évaluation et de mesure de la performance des services que nous rendons, afin de pouvoir objectiver des besoins éventuels d'augmentation de charges. Nous manquons d'indicateurs nous permettant de mesurer la qualité et l'efficacité de notre fonctionnement. Ileshker. Merci, M. Tchelkou. Alors, c'est Manuel Zuri qui a la dernière intervention. Oui. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, bon, moins de chiffres pour ce qui me concerne, hein, puisque je ne suis pas le représentant d'un groupe, mais de moi-même seulement. Donc, je fais ça dans ma cuisine tout seul en arrivée. Et donc, quelques mots seulement sur mon sentiment au moment de ces orientations. Et donc, pas de chiffres. Je suis intervenu globalement chaque année sur ce sujet depuis la création de l'AGLO, donc je ne surprendrai personne. Et le scénario qui nous est affiché aujourd'hui, je le dis tout de go, hein, ce qui a été présenté par Coutier, pour moi, c'est voilà, un scénario où on va augmenter la fiscalité pour financer à court terme un modèle, le nôtre, qui est planté, qui est enlisé. Malgré la fiscalité annoncée, on a un effet ciseau qui va perdurer. C'est une évidence quand on regarde les chiffres qui ont été parfaitement montrés. Donc la fiscalité pour la deuxième fois, dans un contexte où la revalorisation des bases, je viens de le dire, a elle aussi produit des effets importants. 7% de base l'année dernière, 4% encore cette année, 5% de fiscalité cette année, la fiscalité d'il y a 2 ans, donc ça fait beaucoup. Et malgré tout ça, on a un ratio de désendettement qui se dégrade malgré donc ces nouvelles rentrées financières. Il se dégrade, et c'est d'ailleurs écrit dans le rapport, puisque je cite, forte dynamique des dépenses de fonctionnement. C'est écrit comme ça, on a une forte dynamique des dépenses de fonctionnement. Et un peu plus loin, je lis « contenir autant que possible les dépenses de fonctionnement ». Donc on voit que c'est quand même aussi un souci des rédacteurs, même si le choix des mots augure mal d'un changement radical de pratique. En fait, donc, la fiscalité, c'est mon analyse, elle vient seulement boucher les trous creusés par l'explosion des charges de fonctionnement, en particulier des budgets alloués à certaines compétences, et plus particulièrement les compétences facultatives, ainsi aussi que d'augmenter de manière extrêmement significative, ça a été dit, certains budgets de nos partenaires. Et ce modèle, il faut bien l'admettre, cette mécanique financière-là, elle ne fonctionne pas. Et elle met le doigt sur l'incohérence que je relève entre le périmètre de nos compétences et les capacités budgétaires de l'AGLO. Donc si on se satisfait de cela, tout à l'heure j'ai entendu que ça a été dit de la même façon que je vais le dire à l'instant, il faudra augmenter la fiscalité chaque année ou tous les 2 ans. On ne pourra pas tenir, c'est une évidence. D'ailleurs, là, les faits le montrent, l'histoire, même si elle est récente, notre histoire, le montre, et les prévisions pour cette année viennent l'acter définitivement.
Alors, ça pourrait ne pas nous émouvoir de devoir bouger la fiscalité. Mais quand même, il faut de temps en temps regarder un peu ce qui se passe autour de nous. On a eu cette année, ça a été évoqué aussi en début de séance, l'obligation d'augmenter le prix de l'eau. Vous vous rappelez quel débat ça a fait, et y compris, et ça a été dit tout à l'heure avec les agriculteurs, il a fallu trouver parfois des mesures pour éviter que les augmentations impactent tout le monde de la même façon, parce que certains n'auraient pas pu y faire face. Mais en même temps que nous, on augmentait l'eau, d'autres augmentaient l'électricité, et les prix en général augmentaient. Alors avant de venir ici aujourd'hui, moi j'ai fait ma petite enquête de terrain qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est la mienne, mais j'ai discuté, à Bidart on a quelques grandes surfaces, j'ai été voir les patrons, les deux patrons. Il y en a un qui avait un projet d'investissement, et bien, comme par hasard le projet d'investissement il va être réduit de moitié, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'investir avec ce qui se passe. Et dans la grande distribution, ils disent, aujourd'hui on vend les produits distributeurs, mais tous les produits, on va dire premium, j'aime pas du tout ce mot-là, mais enfin, bon, pour que chacun comprenne, tous les produits premium ne se vendent plus, parce que les gens, ils ont un pouvoir d'achat qui tente à se réduire. J'ai d'ailleurs posé la question ici, l'autre jour, à un représentant d'une coopérative agricole qui m'a dit rigoureusement la même chose. Quand on parle avec les agriculteurs, on a eu le débat sur la transition écologique tout à l'heure, la chute du bio, la filière du bio est en grand danger. L'arrêt il n'y a plus de clients parce que les produits sont trop chers. Quand on discute avec des experts comptables ou avec des entreprises, on s'aperçoit, et les experts comptables le disent, on en connaît tous, et je vous engage à faire le travail, que pour beaucoup d'entreprises en ce moment, les trésoreries sont en berne. Quand on discute avec le monde du BTP, on vit quand même un contexte extrêmement difficile, et tous ceux ici qui parlent de logement savent de quoi je veux parler. La commande publique s'arrête dans le BTP. Donc dans ce contexte, moi j'ai écouté au vœu de l'agglomération cette phrase qui a été répétée comme un mantra, qui à part l'agglo peut faire ci ou qui à part l'agglo peut faire ça. Et moi j'ai envie de dire, dans le rapport il est écrit que l'agglo va donner une attention marquée aux demandes de soutien des partenaires de la communauté. Et donc moi, ma question, c'est qui, à part l'agglo, peut se permettre, donc, au regard de cet objectif, d'augmenter ses contributions à certains partenaires ou ses charges de fonctionnement sur certains chapitres de budget de 30 ou de 40% par les temps qui courent. Est-ce que nous, ici on est des élus municipaux, y a-t-il un maire ici qui va voter des augmentations de telle nature dans son budget communal? Y a-t-il un maire qui, dans la période que nous vivons, s'autorise ça chez lui? Si oui, il faut qu'il se signale, il faut qu'il nous dise comment il fait. Parce que moi, j'ai l'impression que ça, ce qu'on peut tolérer ici, on ne le tolère pas forcément chez soi, parce qu'ici, tout paraît plus facile. Alors la question, l'autre question que je me pose, c'est qu'en pensent ou qu'en penseraient ceux qui nous ont envoyés ici, c'est-à-dire les habitants, qui doivent penser naïvement que regrouper, parce que c'est ce qu'on leur a vendu, que regrouper les maires et donc les communes ferait mieux et moins cher. Voilà, donc j'ai beaucoup de questions. C'est le débat, c'est le moment de se les poser. Je ne voulais pas passer à côté. Je voudrais aussi dire ce qui a été précisé par un des précédents orateurs, et tant mieux, c'est quand on regarde les documents qui nous ont été transmis, on n'a aucun souci pour financer nos investissements. Et sans hausse d'impôts. Le débat, il est donc ailleurs. Il est dans nos difficultés qui sont récurrentes, car incurables, sans inflexion significative de notre périmètre de compétences, qui est vraiment devenu, mais c'était couru d'avance, notre talon d'Achille. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes... Oui ? Vous avez la parole. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, donc, dernière prise de parole pour l'instant. Allez-y, madame. Merci. Je vais m'exprimer aussi au nom du groupe Elgarrekineri Alensat. Alors, quand on a un groupe, on prévoit en principe une intervention. Oui, mais elle complète. Non, mais madame, dans toutes les instances, normalement, quand on intervient au nom d'un groupe, il y a une personne qui représente le groupe, pas deux. Alors, vous allez prendre la parole, mais s'il vous plaît, assez rapidement quand même. Ça marche.
L'année dernière, Xavier Lacoste avait pris la parole lors de ce même débat d'orientation budgétaire pour exprimer les doutes quant à la capacité de l'agglomération à répondre aux enjeux de taille qui traversent le territoire. Nous exprimons cette année les mêmes craintes. L'année dernière, nous constations d'abord la hausse des dépenses de fonctionnement de l'agglomération. Cette hausse s'est poursuivie et même aggravée. Dans la prospective présentée, elles dépasseront dès cette année les 220 millions d'euros. Cette hausse de nos dépenses de fonctionnement doit être contenue. Si elle ne l'est pas, alors mécaniquement, les investissements diminueront. À moins de recourir à l'endettement et l'augmentation de la fiscalité, c'est d'ailleurs la proposition que vous nous faites. Et je ne comprends pas que la communauté d'agglomération taxe davantage, et encore une fois, nos citoyens et nos entreprises quand elle ne contient pas ses propres dépenses. L'année dernière, nous avions déjà exprimé les difficultés et les inquiétudes de nos agriculteurs et de nos entreprises. Les faits et les chiffres sont là. Les filières agricoles basques ont exprimé à raison leur mécontentement de manière particulièrement visible ces dernières semaines. Nos entreprises connaissent un nombre croissant de situations difficiles, voire intenables. Ce sont ces entreprises que vous proposez de taxer davantage en augmentant de 5% leur contribution fiscale, en plus des hausses décidées par l'État. Ici encore, nous exprimons notre incompréhension. Nous proposons au contraire de libérer les forces vives de notre Pays basque, notamment et prioritairement celles de l'intérieur. D'abord en mobilisant nos réserves foncières à vocation économique, car nous en avons. Il faut arbitrer en ce sens nos dépenses d'investissement. Notre feuille de route à travers le projet de territoire et le plan pluriannuel d'investissement doit tenir compte de ce rééquilibrage territorial. Les difficultés de logement se diffusent rapidement depuis la côte. Une côte qu'il est toujours difficile de rejoindre pour les habitants de l'intérieur, en témoigne la congestion quotidienne des axes de transport automobile. Ce problème des mobilités au Pays basque s'aggrave d'année en année. Les déplacements sont de plus en plus longs et de plus en plus coûteux. La part de l'automobile dans ces déplacements augmente quand il nous faudrait au contraire développer les mobilités actives. L'automobile représente en 2023 78% des déplacements intérieurs ou à destination du pôle bayonnais. C'est simplement colossal. Pour pallier à ces difficultés, il nous faut envisager des déplacements plus courts, plus vertueux et indépendants de l'agglomération littorale. Cela passera par le développement de l'offre de formation pour les jeunes de l'intérieur. Cela passera également par le développement de circuits courts pour l'alimentation. L'agglomération est compétente dans ces domaines et elle doit mobiliser le levier de la commande publique pour satisfaire les attentes de nos habitants. Le développement du Pays basque intérieur est une grande partie de la solution à ces problèmes de logement, de mobilité, de dynamisme économique et démographique que je viens d'évoquer. Le rapport d'orientation budgétaire qui nous a été communiqué ne prend pas assez en compte ces constats et les propositions que nous formulons depuis plusieurs années pourtant. Je vous remercie. Merci Madame Dutarré. Alors donc Cotier-Sénaro commence à répondre. Bien, c'est peut-être un peu compliqué de répondre dans le détail à toutes les questions, parce que dans une question, des fois, il y a 15 questions. Je note que la sémantique venant de notre cher collègue Alain et de notre cher collègue Payot, c'est la même, c'est-à-dire que, heureusement, on félicite le travail de nos services, des documents qui nous sont présentés, mais, alors, abordons les quelques mais sur lesquels on peut répondre. Bien sûr, augmentation forte de nos frais généraux, faute de fonctionnement, vous l'avez dit, les uns et les autres, essentiellement des frais de personnel. Bien sûr, je vous rappelle quand même que nous avons signé un pacte financier, fiscal, qui nous oblige aussi pour la période de 2020-2026. Nous avions des programmes, nous avons fait des séminaires du côté Saint-Palais et ailleurs. On s'était mis d'accord quand même sur des politiques publiques, sur comment nous allions les développer, comment nous les allions financer. Et en gros, si j'entends bien vos questionnements, on se pose la question au milieu du gué pour savoir quel est le changement de braquet et quel est le changement de financement, le frein sur la fiscalité. Moi, je suis très gêné de raisonner comme ça, parce que je pense que si on se met au travail pour répondre à cette question-là, la fin du mandat sera terminée, qu'on n'aura rien fait. Et on n'aura surtout pas géré l'actuel et les demandes qui sont dans nos tuyaux, qui sont énormes.
Moi, j'attire votre attention sur ça. On ne rigole pas avec ça. C'est quand même trop sérieux. C'est trop laborieux. Ça demande des énergies. On a recruté du personnel pour ça. Ça a été dit. D'ailleurs, notre collègue, la première vice-présidente, vous l'a expliqué. Où était le personnel, ce qu'il faisait. Bien sûr, ça représente une hausse importante de nos frais de fonctionnement, mais nous l'assumons parce que dans ce contrat que nous avons signé pour la période 2020-2026, évidemment, il y avait des résultats au bout. Et les résultats, c'est la politique d'investissement que nous menons, que nous allons mener et que nous sommes en train de réussir. Alors, la réussite de cette politique d'investissement et de ces politiques publiques en faveur de toutes nos communes, la question, pouvons-nous l'assumer sans aucune fiscalité? Moi, je sais, bien sûr, Manu l'a dit tout à l'heure, il y a eu des réévaluations, et c'est vrai, faites par l'État, de base fiscale qui imposent nos contribuables, même si on met zéro fiscalité. Mais faut-il rappeler aussi, Manu, que ça fait 30 ans que l'État n'a pas revalorisé les valeurs locatives de toutes nos communes. Parce que si elle avait fait aux valeurs locatives de ce que vaut le logement aujourd'hui, mais il nous manquerait de l'argent dans nos caisses, dans toutes nos caisses, dans celles de nos communes d'abord. Donc, voilà. Sur la fiscalité, puisqu'on est sur le sujet, et je réponds un peu à tout le monde, quand on parle de pourcentage, c'est une chose, mais voyons, essayons de savoir ce que ça coûte aux uns et aux autres en euros. En euros, donc si on fait notre augmentation de 5%, donc on l'a bien dit sur le foncier bâti, le non bâti, la CFE et la taxe d'habitation des résidences secondaires. D'ailleurs, ce sujet, je vous rappelle qu'on est en train de faire des pointages et beaucoup de résidences secondaires ont été transformées en résidences principales, ce qui sont de fausses résidences principales, bien sûr. Voilà, donc les communes, nous allons perdre Nous étions très courageux et je faisais partie de ceux qui ont fiscalisé à 60% les résidences secondaires. Mais voilà, ils ont l'air de nous dire, vous nous emmerdez, on passe en résidence principale, nous sommes exonérés de taxes sur les résidences principales. Et en plus, comme vous êtes zone carencée, vous viendrez construire 20% ou 25% de plus sur des fausses résidences principales. Je ferme la parenthèse et je continue. Si on fait cette simulation, on a demandé à nos services financiers, à notre atelier fiscal, de travailler. Donc, sur un local d'habitation, par exemple, la taxe foncière bâtie augmenterait de 1,6 € par an. Pour les 3/4 des logements d'habitation, entre 0 et 3 € par an. Sur les locaux industriels, bien sûr, le montant est plus élevé, ça ferait en moyenne 48 € par an. Sur le foncier non bâti, c'est non significatif, c'est 0,33 € par an à peu près pour l'ensemble. Sur la CFE, certes, qui concerne les entreprises, les cotisations minimum seraient de l'ordre de 7 € par an. Pour celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 €, elles s'élèveraient à 83 € par an. Sur le pôle industriel, le monde industriel, bien sûr, les sommes seraient plus conséquentes, de l'ordre de 747 € par an. Et en fait, pour la masse des autres, en gros, 109 € par an. Donc, derrière ces pourcentages, il y a des euros. L'agglo souhaite-t-elle matraquer l'entreprise? Pas du tout. Pas du tout. On défend l'entreprise, on l'accompagne, on les accompagne toutes, mais il faut aussi savoir raison garder et ici équilibrer le compte. Alors je ne sais pas comment vous faites dans vos communes. Moi, cette année, je n'augmenterai pas les impôts, mais évidemment, j'augmente très nettement l'emprunt. C'est un choix. J'ai des investissements qui vont durer plus de 50 ans. Et je ne peux pas les financer sur une fiscalité à court terme. Donc d'autres la financeront, d'autres générations, via effectivement le remboursement des emprunts. Alors utiliser le levier fiscal, pour moi ce n'est pas une insulte. Bien sûr, nous sommes garants des finances publiques pour nos contribuables, pour défendre le panier et le coût de la vie, je dirais, et de nos contribuables, bien sûr, pour défendre l'entreprise, mais également pour défendre
la communauté d'agglo sur laquelle nous nous sommes engagés, encore une fois, je le rappelle. Bon, sur l'utilisation fiscale, sur l'augmentation forte de nos dépenses de fonctionnement, oui, alors on revient toujours, on dit le personnel travaille bien, les documents sont bons, mais il y a trop de personnel, il y aurait trop de personnel, trop de dépenses de fonctionnement. Bien sûr, on compte toujours, et dans les communes c'est pareil, on va chercher les comptes, les chapitres 011 et 012. Alors on regarde les 011 et 012 parce qu'on a des frais de personnel des fois plus élevés dans des entreprises ou des collectivités, et puis des recours à des cabinets dans d'autres. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est on a recours à des cabinets, c'est que les compétences, on les a peut-être pas globalement dans nos communes pour tout, donc on prend du monde, ou des fois, la compétence est là, mais le plan de charge est tel qu'il nous faut du personnel complémentaire et donc des services complémentaires qui doivent nous aider, et donc des bureaux d'études. Alors, si on reprend le compte 11, par exemple, les charges à caractère général, estimation de budget public, de budget primitif à budget primitif, plus 6%, soit de l'ordre de 1,4 million d'euros. Ce chapitre regroupe une multitude de types de dépenses dont le détail vous a été fourni. À noter que sur 24 millions d'euros, 4,66% d'euros concernent les études et recherches, ce qui est important, hein, mais 1 122, donc c'est-à-dire 1 120 000 euros, et 14% concernent les honoraires, c'est-à-dire 3,4 millions d'euros. Dans les dépenses de personnel, toujours estimation BP-ABP, donc c'est un montant qui est en progression de 6,3%, soit à peu près 4,6 millions d'euros. Il y a dedans 500 000 euros qui sont provisionnés pour des nouveaux recrutements sollicités en 2024 parce qu'on nous demande de nouveaux recrutements aussi. Il faudra dire à un moment donné si on s'arrête au milieu du gué, si on arrête des promesses qu'on vous a faites ou pas. Donc il s'agit donc en 2024, donc nombre inférieur aux années passées, par exemple le chargé de mission études et schéma directeur d'assainissement, le chargé de mission dispositif habitat par privé, les contrats de projet PPA Bidarguetari, contrats de projet de l'eau et d'entreprise. Voilà. On a 2 100 000 euros donc, dans ces 4,6 millions qui sont des mesures externes, revalorisation du point d'indice, 5 points de traitement indiciaire à tous les agents, hausse indemnitaire du CET, glissement vieillesse technicité, hausse cotisation sociale. Vous avez 900 000 euros qui sont liés au dialogue social, avec la CAPB bien sûr, entre la CPB et les organisations syndicales, et aux mesures pour le pouvoir d'achat, notamment 1 100 000 euros d'effets divers en année pleine de recrutement depuis 2023. Alors, le problème des recrutements, vous l'avez pointé encore, mais je crois que, encore une fois, notre vice-présidente, notre première vice-présidente en charge du personnel, notamment, vous l'expliquez. Donc, on a une augmentation de 95 emplois, bien sûr. C'est à la page 62 de votre rapport. Donc, 44 pour le cycle de l'eau et 15 pour la collecte. Alors, voilà, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Une hausse des taux envisagés, donc je le dis, moi, ne vient pas percuter et ne nous semble pas insupportable pour les populations et on ne cherche pas en tout cas à sinistrer les entreprises, quoi, hein. Il n'y a pas de contexte aujourd'hui de sinistre entreprise, bien sûr, il y a des entreprises qui ne vont pas bien, on le sait, et des petites entreprises, mais on ne fait pas, voilà, si on fait un focus dessus, globalement, les chiffres qui nous sont communiqués, les tableaux qui nous sont communiqués n'évoquent pas de difficultés majeures dans nos entreprises non plus. Après, l'exercice des politiques publiques communautaires, par leur prise en compte de critères sociaux, de critères économiques ou de solidarité, permettent de soutenir aussi les mêmes populations qui aujourd'hui sont en difficulté, et notamment les agriculteurs, les entreprises qui en ont le plus besoin. Quoi dire d'autre? Voilà, qu'est-ce que j'avais noté comme questionnement encore? Je pourrais, toute la fiscalité, les valeurs locatives, pacte territorial. Donc, oui, Alain, tu nous invites à une demande d'expertise, à une rencontre. Je pense que déjà, on pourra évoquer ça dans un conseil exécutif. Déjà, qu'est-ce que tu entends par ça, que tu nous expliques? Mais je ne vois pas remettre une machine de guerre, encore une fois, au milieu du gué, au milieu du mandat, pour bloquer tout le système et oublier de s'occuper des promesses que nous avons faites, et des promesses auxquelles tous les territoires, et notamment les communes, tiennent. Merci, Monsieur Sénaro. Je crois que j'avais une demande de prise de parole de Antoine Curucciari et aussi d'Arnaud Fontaine.
Mila esker lehendakari jauna. Une prise de parole comme un témoignage depuis la direction culture et la direction Euskara. Donc une compétence facultative. Il en a été question 2 fois en début de débat. Et notamment par rapport au conservatoire, puisqu'on a parlé d'une augmentation importante concernant la contribution de la CAPB au conservatoire. C'est vrai, on peut pas le nier. Je rappelle une chose, c'est que le conservatoire, avant d'appartenir à la CAPB, était entre les mains de 7 communes, les 5 de l'Agba, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Et donc c'est ce que l'Agba, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye ont apporté au pot commun culturel lorsqu'on a pris la compétence culture. Et donc c'est important de le rappeler. C'est un premier point. C'est un conservatoire à rayonnement régional. C'est un label, ou plutôt une... comment on va dire ça un label donné par l'État, qu'on est le seul à avoir ici en Pyrénées-Atlantiques, et donc qui nous oblige à atteindre un certain niveau et à avoir certaines compétences. Certaines choses d'ailleurs que l'État nous a demandé de rattraper et qu'on est en train de rattraper en ce moment. Première chose. Deuxième chose, notre projet culturel, février 2023, nous l'avons voté ici à l'unanimité. À l'intérieur, on parle du conservatoire et des ambitions qui sont liées au conservatoire, notamment des ambitions de développement et de développement territorial du conservatoire. On n'y est pas encore, on y travaille, mais on en parle. Ce projet culturel, c'est ce qu'on est en train de dérouler dans la direction culture, et c'est ce sur quoi on est en train d'avancer. Et donc cette augmentation-là n'y est pas étrangère. Donc ce qu'on a voté ensemble, nous, on le déroule ensuite assez logiquement. Il y a ensuite les demandes qui nous viennent des différents territoires. Des pôles donc les pôles territoriaux viennent nous voir à la direction culture et on nous parle du conservatoire. On nous parle du conservatoire à Nivadour, on nous parle du conservatoire sur Erobi, on nous parle du conservatoire à Baïgori-Garassi, on nous parle du conservatoire Sud-Labour. Donc il y a une envie et un besoin de conservatoire qui n'est pas négligeable. Autre point qui est important, effectivement, une hausse des impôts a des répercussions sur bien entendu, les personnes qui sont touchées par ces hausses d'impôts. Je rappelle que si on augmente la contribution au conservatoire, à l'intérieur de cette augmentation de contribution, il y a tout un rattrapage qu'on est en train d'effectuer qui est long, mais c'est un rattrapage. Ça veut dire que c'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a des années, qui n'a pas été fait. Et on a aujourd'hui un corps enseignant, je veux vraiment le souligner, un corps enseignant au conservatoire. On a 100 personnels, 120 en tout, mais 100 enseignants au conservatoire qui sont dans la précarité, d'ores et déjà. Et donc la contribution augmentée du conservatoire, elle vient améliorer cette situation que vivent les enseignants. Je vous donne un exemple, un bac plus 3 aujourd'hui, un assistant, un ATA, un assistant d'enseignement artistique, gagne net, à la fin, 1558 €. C'est ce qui concerne la majeure partie des enseignants du conservatoire, enseignants qui ont une formation bien particulière. Donc nous, on joue sur le levier indemnité de suivi, c'est en gros, voilà, c'est sur le levier indemnitaire pour pouvoir les aider. Donc de 1558, entre le budget 2023 et le budget 2024, il y a eu une augmentation qui a eu lieu en cours d'année, qui nous a permis d'améliorer le régime indemnitaire des enseignants. On passe de 1558 à 1658. Enfin, imaginez quand même. Donc ces gens-là, le fait d'augmenter les impôts, on vient à leur aide. Et c'est des gens qui sont les enseignants de nos enfants. Aujourd'hui, sur les territoires qui sont occupés, et demain, là où le conservatoire ira. Il y a eu aussi des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire lorsque l'État, le ministre de l'Éducation nationale, décide l'augmentation du point d'indice, on est obligé en cours d'année de le faire voter, puisqu'on est une régie autonome, de le faire voter en conseil permanent. Et tout ça se rajoute. Dernière chose, mais je pourrais développer, mais dans les objectifs qu'on s'est fixés, il y a
la structuration d'un pôle musique et danse traditionnel. On est en train de le structurer. On est en train de construire une classe à horaire aménagé pour nos enfants à Hendaye. Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est pas prioritaire? Effectivement, il faut qu'on se pose la question, mais on est en train de le faire. On répond à ce qu'on s'est écrit, à ce qu'on a voté unanimement dans ce schéma-là. Et pour terminer, les injonctions qui viennent de l'État. Il y a un SNOP, schéma national d'orientation pédagogique, qui nous est tombé à la fin de l'année, auquel le conservatoire doit répondre. Ce sont des réponses qui doivent être apportées, qui demandent financement. Et il y a aussi ce qui a été voté le 2 février dernier au conseil départemental, qui s'appelle le schéma départemental des enseignements artistiques. Dans ce schéma départemental des enseignements artistiques, voté au conseil départemental, le conservatoire est fléché comme pôle ressource. Ça veut dire, ce qu'on demande au conservatoire, c'est de devenir la ressource, c'est-à-dire la référence, l'aide pour toutes les associations de musique du territoire. Un appui sur la gestion des ressources humaines, très importante, ce que les écoles de musique en très grande fragilité aujourd'hui nous demandent. Donc toutes ces choses-là nous amènent effectivement à une augmentation significative, mais il ne me semble pas qu'on soit dans l'incontrôlé du tout. On est véritablement dans la réponse à ce que nous-mêmes on se fixe comme objectif, à ce qui nous vient de l'État et du département. Et donc, il me paraît vraiment indispensable de pouvoir répondre à tout ça. J'ajoute, en petite parenthèse, que dans le budget culture tel qu'il se présente à ces orientations budgétaires, il y a cette aide qui est attendue depuis un moment aux associations d'enseignement musical du territoire. Et il y a aussi, et je ne sais pas si on veut remettre ça en cause, il y a une aide qui est importante qui devrait être donnée à l'Euskara à travers notre contribution à l'Office public de la langue basque. Tout ça, est-ce considéré comme prioritaire ou pas? Voilà, je vous mets le pack, l'ensemble. C'est depuis ma petite direction facultative, mais ça méritait, je pense, explication. Les voici qui sont données. Merci. C'est M. Fontaine. Arnaud Fontaine. Merci Président. Mes chers collègues, c'est peut-être pas innocent que j'intervienne à la suite d'Antion, puisque les deux nous exerçons notre domaine de compétences justement sur des compétences facultatives. Donc il n'y a pas de secret par rapport à ça. Donc 3-4 questions qui me viennent à l'esprit. Alors je rentrerai pas dans le débat comme Antion, je resterai sur une question beaucoup plus générale, un peu plus politique en fait, et pas sur les détails des dépenses, parce qu'en fait les détails des dépenses, je peux vous assurer qu'on ressent tout pouvoir faire quelques économies à droite, à gauche et gratter quelques euros très certainement, mais globalement, on n'a pas un chéquier avec un chèque en blanc et quartier libre. Généralement, c'est assez cadré quand même. Donc, si les dépenses existent, elles sont généralement justifiées et il y a quelque chose, un service qui est en face. Au-delà de ça, je suis un petit peu étonné entre guillemets, de le fait que finalement ça fasse débat, mis à part que ça s'appelle le débat d'orientation budgétaire, parce qu'au niveau du conseil exécutif, j'ai pas trouvé que ça avait beaucoup débattu. Alors c'est vrai que j'étais pas au second conseil exécutif, puisque je représentais la communauté d'agglomération au départ de Madame Blanzaco pour des questions de santé, mais j'avais pas trouvé que ça avait beaucoup débattu, donc je pensais que finalement ça posait pas grande question. Bon, j'avais mis une petite pièce sur l'intervention de Manu quand même, parce que les compétences optionnelles et facultatives, c'est quelque chose qu'il nomme régulièrement, et il a tout à fait le droit de le faire. Mis à part ça, les interventions sont justes, elles amènent réflexion, et elles ont tout à fait leur légitimité, puisque la question s'appelle le débat d'orientation budgétaire. Je crois que Cottier, il a résumé un petit peu la chose. On est au milieu du gué. On a voté plein de politiques publiques, on a voté plein de choses. Et aujourd'hui, politiquement, sur le débat politique, sur le fond politique, on se réinterroge. Mais on ne peut pas réinterroger aujourd'hui ce qu'on a voté hier. Alors, effectivement, on le mette au débat en se disant pour les 2 ans qui viennent, il va falloir qu'on se pose des questions pour que sur le prochain coup, effectivement, on ne soit pas de nouveau à courir après la fiscalité. Ça, je peux l'entendre. Mais remettre en cause presque le budget qu'on va proposer là aujourd'hui, alors qu'on a fait des votes quasiment à l'unanimité, 98,9% peut-être des délibérations, ici sont votées à l'unanimité. Ça me questionne un petit peu plus. Alors, deux choses qui me viennent à l'esprit. Sur les compétences facultatives ou optionnelles.
Moi, je crois qu'on ne peut pas les remettre en cause. On ne peut pas les remettre en cause parce qu'en fait, elles tiennent compte de l'histoire de chaque pôle. On a construit la communauté d'agglomération comme ça, c'est à ce prix-là qu'on l'a construit. On ne pouvait pas faire fi de ce qui s'était passé sur nos 10 périmètres. Il y avait vraiment une histoire, il y a des spécificités de territoire. Et à un moment donné, quand un territoire il a mené la dépense, il a mené aussi la recette qu'elle est avec. Donc on ne peut pas le rebalancer aux communes et garder aussi la recette que les communes avaient déjà déléguée à leur communauté des communes. Donc les compétences facultatives, il faut les garder. La question qui se pose, effectivement, c'est comment on les maintient et comment on les développe. Et c'est pour ça qu'on met des éléments de cadrage. Le pacte fiscal et financier, même s'il est passé très justement, il avait un petit peu aussi cette vertu. Le fait qu'on ne pouvait pas demander tout et n'importe quoi, qu'il fallait aussi responsabiliser les territoires là-dedans. Donc je pense que ça, c'est une manière de cadrer un petit peu les choses. Il y a d'autres façons de cadrer les choses. Le plan piscine, c'est une façon de cadrer les choses. Et aujourd'hui, on est sur le schéma des équipements sportifs, ça sera aussi une manière de cadrer les choses. C'est ça qu'il faut qu'on travaille. On ne remet pas en cause tout, mais comment on cadre pour ne pas dériver et pour ne pas déborder. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est que quand même, la communauté d'agglo, elle a la possibilité d'aller chercher des ressources sur différents secteurs, et il y a notamment le secteur de l'économie. Alors ça m'interpelle, parce que ce débat, on l'a eu au dernier conseil exécutif. À un moment donné, l'économie, le développement de l'économie, il vient heurter d'autres compétences et d'autres grandes politiques publiques, notamment sur la protection de l'environnement et notre projection qu'on a sur un monde meilleur. Mais on a intérêt à développer l'économie. Et comment il faut qu'on le développe? Il faut qu'on fasse attention de ne pas mettre non plus trop de freins à cette économie, parce que c'est une richesse, et cette richesse nous évitera d'aller recourir aussi à l'impôt. Moi, ce que je soulève ici comme question aussi, c'est qu'on a des territoires qui ont envie de développer de l'économie, qui ont le potentiel, le pouvoir de développer de l'économie, contrairement à d'autres. Et bien peut-être qu'à la rédaction de nos PLUI, peut-être qu'il faudra se dire que finalement l'économie servant au bénéfice de tous, il faut peut-être les sortir, tout ou partie, du périmètre du pôle qui est concerné, parce que ça concerne tout le monde, l'emploi et la richesse de l'économie. C'est des pistes de réflexion qu'on doit avoir dans les mois, dans les années qui viennent, pour l'orientation de notre communauté d'agglomération, pour le prochain coup. Parce que le coup maintenant, là, il est parti. Il est parti. Si M. Fontaine, Jean-François Irigoyen a demandé la parole. Merci, Président. Bon, j'interviendrai juste en tant que président du syndicat des mobilités. Comme vous le savez, la compétence autorité organisatrice de la mobilité a été transférée de la CAPB et des 3 communes membres au syndicat. Aujourd'hui, le principal financement se fait par les recettes tarifaires, le versement en mobilité, des subventions sur projet et la contribution d'équilibre des membres. L'augmentation du versement mobilité conjuguée à une politique commerciale dynamique et à une recherche active de financement sur projet a permis jusqu'à maintenant de limiter l'appel de la contribution des membres. Ces dernières s'étaient élevées en 2023 à 9,8 millions d'euros pour un budget consolidé à 102 millions d'euros. Cela représente moins de 10% du budget du syndicat contre 32% en moyenne nationale. Vous le savez, le syndicat de la mobilité va renouveler cette année l'ensemble de ses contrats de service du réseau Chic-Chac. Dans un contexte inflationniste, les candidats ont tous repassé leur offre à la hausse par rapport aux contrats en cours. Après des négociations très serrées avec les membres du jury, on a réussi à faire baisser considérablement les prix, mais le montant global de ces nouveaux contrats se situe à 2,9 millions d'euros au-dessus de notre prospective financière pour les 2 années à venir. Ce surplus financier permet de couvrir l'inflation tout en continuant d'améliorer l'offre Chic-Chac sur les territoires, comme nous le faisons à votre demande depuis 2017. Au développement du réseau Chic-Chac s'ajoute le ferroviaire et la mise en place du réseau express basco-hollandais. Dès cette année, nous mettons en place un tarif intégré Chic-Chac TER avec une compensation tarifaire intégralement prise en charge par le syndicat des mobilités. Nous participons également à l'augmentation de l'offre sur la ligne Dax-Bayonne-Hendaye, comme nous l'avons fait pour la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port. L'impact de ces mesures est de 1,2 million d'euros en fonctionnement par an.
Enfin, la transition écologique et énergétique nécessite une électrification complète de nos parcs de véhicules et de nos dépôts d'ici 2035. Elle nous amène aussi à renforcer le soutien aux communes pour réaliser des aménagements cyclables et des aires de covoiturage. Ce sont donc au total 3 millions d'euros par an d'investissements supplémentaires qui sont nécessaires dès 2024. Donc mes chers collègues, vous demandez tous de poursuivre l'effort réalisé depuis 2017 par mon prédécesseur Claude Olive sur la politique de mobilité et je souhaite que nous soyons tous au rendez-vous. Pour y faire face, le syndicat des mobilités a aujourd'hui besoin d'une contribution supplémentaire de 3,6 millions d'euros de ses membres, donc 2,5 de la CAPB. Je tiens à remercier le président Etchegaray et Cotier Sénaro qui ont su avoir une oreille attentive à ce besoin, sachant que, on l'a dit, on le redit, les mobilités sont importantes pour notre territoire et pour l'ensemble du Pays Basque. Voilà ce que je tenais à dire. Merci. Merci, monsieur Rigoyen. Alors, un Irigoyen en cache un autre, avec un H cette fois, Roland Irigoyen. Merci, Monsieur le Président. Oui, concernant les embauches, je me sens, au niveau de notre politique publique de l'habitat, je me sens concerné, puisque au 1er janvier, nous allons embaucher 7 personnes pour la maison de l'habitat. Alors, je rappelle que cette politique publique de l'habitat, cette maison de l'habitat faisait partie d'une des actions prioritaire du programme local de l'habitat, mais pas que, puisque c'était une action qui était prévue également dans le PCAET. Je rappellerai que sur ces sous-actions, il y avait étudié les conditions techniques et financières de la maison de l'habitat. Au sein de la maison de l'habitat, développer des outils d'accompagnement de type service d'accompagnement pour la rénovation énergétique et assurer le fonctionnement de la maison de l'habitat. Alors, une étude de préfiguration avait été réalisée en 2019 et 2020 qui avait conclu à la nécessité de 7 ETP au regard des besoins des habitants du territoire. 32% de la consommation énergétique du Pays Basque et des gaz à effet de serre provient du secteur résidentiel. Environ 62 000 personnes vivent en situation de précarité énergétique en 2023. 21% des logements sont des passoires énergétiques et 70% des ménages sont éligibles au logement social. Je rappelle également qu'en date du 13 mai 2023, au niveau des ressources humaines, nous avions validé l'embauche de ces 7 personnes dans le cadre de la modification du tableau des emplois et des effectifs. Alors, cette maison de l'habitat, c'est une unique espace conseil France Rénov' sur le Pays Basque. La volonté d'un guichet unique d'information globale en matière de rénovation de logement, enregistrement du numéro unique de la démarche de logement social pour la construction, le conseil sur l'instruction des permis de construire, l'information sur les dispositifs, encadrement des loyers, transformation d'usage, un partenariat avec l'ADIL, le CAUE, la Chambre des notaires, l'association des locataires, l'ABF et les maisons France Service. Un conseil global pour tous, avec 2 maisons de l'habitat qui vont se situer, une sur Bayonne, une sur Saint-Palais, et des relais sur toutes les maisons France Service du Pays Basque. Donc, jusqu'à présent, c'était Solia qui nous sous-traitait cette compétence concernant l'animation sur le parc privé. Aujourd'hui, donc, en termes de budget, nous sommes sur la création sur un budget de 443 570 €, avec au niveau des frais ressources humaines 310 000 € et les frais d'installation pour 133 570 €, avec une subvention de la région pour 280 340 €, donc pour un reste à charge pour la CAPB pour 2024 de 163 230 €. Mais pour le budget 2025, les frais d'installation auront été faits, donc pour les frais ETP, nous aurons 310 000 en 2025, des subventions pour 280 000 €, un reste à charge de 29 660 € pour la CAPB. Je rappelle que en 2023 et 2022, le coût de la PTRE était à 292 000 € et avec un reste à charge de 70 430 €. Donc,
Ces embauches également font suite donc à cette création de la maison de l'habitat que tout le monde avait validée à l'époque, qui est quelque chose de très très important pour nos concitoyens parce qu'ils auront une vraie réponse sur la rénovation de leurs biens personnels pour réaliser la mission du PCAET. Mais je pense que peut-être que Martine dira quelques mots sur ça. Je rappelle également que nous avons présenté donc en conseil exécutif la mise en place d'un règlement d'intervention pour la rénovation globale performante pour les maisons individuelles à hauteur de 1 200 000 €. C'est pour inciter les ménages à des travaux de rénovation équivalent à BBC, permettre le développement de filières de savoir-faire sur le territoire et garantir la qualité des rénovations sur le territoire, avec un dispositif particulier puisque nous allons aider l'ensemble des ménages, mais un dispositif pour tous les ménages dégressif suivant les revenus de 9 000 à 27 400 € par projet, un reste à charge de 0 pour les plus modestes et de 50% maximum pour les autres catégories. Et je profite d'avoir le micro pour compléter en disant que, vous l'avez vu dans les médias, que grâce à notre président, grâce aux bailleurs sociaux et grâce aux services de l'agglomération, nous avons été retenus territoire engagé pour le logement avec 66 candidats et 22 qui ont été retenus, dont le Pays Basque. Et c'est vrai que le nouveau ministre Kasbarian, que nous avons reçu avec Madame Le Maire, nous avons reçu le 15 septembre, où nous avons expliqué toute la problématique du logement au Pays Basque. Le fait que M. Etchegaray le connaisse aussi a fait peut-être aussi pencher la balance pour le Pays Basque. Merci. Je pas ministre, mais... Merci, M. Rigoyard. Je vois une demande de prise de parole. Oui. Oui, bonjour. Bon, je n'avais pas spécialement prévu. Je fais partie du groupe Bill Gaiten, mais je n'avais pas forcément prévu Troisième de prendre la prise de parole. Bon, j'avais pas... Là, il va juste... falloir que vous mettiez d'accord dans le groupe. Hein. Oui, bon, c'est une intervention. C'est moi qui prends la parole, si vous voulez. Je fais partie du groupe, mais il n'y a pas de prise de parole de prévu. J'interviens un peu dans la suite quand même de ce qui a été dit. Et je crois qu'on est à peu près d'accord pour travailler sur l'ensemble des politiques globales, compétences obligatoires facultatives de l'agglomération. La présence aujourd'hui de la plupart des conseillers communautaires le montre. Donc là, j'entends un petit peu les arguments politique par politique qui sont déroulés. Et il ne s'agit pas de venir, je pense, tronquer une politique ou autre. Et effectivement, on a parlé donc de politique culturelle, de mobilité, de logement, et on pourrait bien sûr parler de transition écologique et agriculture et autres sujets. Moi, je voulais revenir un peu au sujet du coup global de l'orientation budgétaire pour l'année 2024 et avec les projections 2025-2026. Donc, il s'agit, là, le sujet s'agit notamment du levier fiscal qui est proposé pour dès l'année 2024 à appliquer. Il ne me semble pas que le coût est parti, ou alors je n'ai pas compris bien la procédure du débat et du vote qui aura lieu en mars. Moi, voilà, dans les chiffres, quand je rentre dans les chiffres, je vous avoue que ce n'est pas encore naturel et évident pour moi, mais quand on regarde donc les ratios de désendettement qui apparaissent dans les prospectives, notamment sur l'année 2024, où d'ailleurs, alors il y a une ligne, une reprise de provision qui fait apparaître quand même une amélioration des recettes pour valeur 3 800 000, et on aperçoit donc dessous, si je comprends bien, donc le supplément de recettes qui correspondrait à l'augmentation de fiscalité pour également 3 millions, grosso modo 800 000 €. Et avec donc un taux de désendettement, ratio de désendettement de 6,7 ans. Je vois aussi une colonne projection CA, donc on a une colonne orientation budgétaire et une colonne projection CA, avec dans la colonne projection CA ce ratio de désendettement qui passe de 6,7 à 5,3 années, donc qui baisse. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est globalement on a un ratio a priori correct avec donc le levier fiscal. Je pense qu'il serait finalement correct aussi sans le levier fiscal.
et sans avoir fait quelque part un travail, comme on a dit, d'expertise ou d'analyse, point par point, peut-être sur des projets prioritaires ou pas, et peut-être avec des politiques qui nous y amèneront forcément, avec peut-être des PCAET ou des ZAN que nous évoquons, qui vont peut-être nous faire revoir certains projets, même si on sait aussi que sur les fins de mandat, le nombre de projets abonde aussi. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à regarder plus précisément, et c'est ça que l'on demande, en pensant notamment sur 2024 que l'on pense que le levier fiscal est évitable, et avec la volonté de voir que l'année prochaine, on n'en aura peut-être pas besoin non plus sur les années suivantes. Donc on parle bien de travailler ensemble sur cela, sur des arbitrages et des priorisations. Et je reprendrai pour cela les trois actions, les trois axes qui sont évoqués. On parle d'un Pays basque résilient et donc sobre. On parle d'un Pays basque vivant et habité, donc on veut que nos habitants aillent acheter bio et sortent dans les restaurants plutôt que se retrouvent coincés avec encore une augmentation fiscale, se retrouvent coincés dans leurs habitations avec leur smartphone. Et on parle bien de réinventer nos modèles de développement. Donc je crois qu'il est venu le temps de se réinventer un petit peu. Je vous remercie. Voilà. Est-ce que Bill Guyton a certain d'avoir tout fait? Parce que tout ça a été parfaitement préparé. Vous avez lu quelque chose qui était préparé. Alors dites pas que vous n'aviez pas prévu d'intervenir. Voilà. Alors, il y aura peut-être un règlement intérieur que je proposerai à l'Assemblée. Oui, il y a peut-être un règlement intérieur que je proposerai à l'Assemblée pour que les groupes s'expriment par une seule voix. Parce que... Alors, M. Hériard, c'est moi qui interviens maintenant. Vous prenez la parole si vous voulez après. Alors, je voudrais dire quelques petites choses sur ce que je viens d'entendre. On consomme de la communauté d'agglomération tous les jours. Et voilà que lorsque les orientations budgétaires arrivent, on a un regard de commissaire aux comptes. Alors, je n'ai rien contre les commissaires aux comptes. Nous avons ici le souci, bien évidemment, de présenter des comptes justes, des comptes sincères, et d'avoir des orientations budgétaires sérieuses. Il faut quand même rétablir les choses. Et même si cela a déjà été dit, je le dis très rapidement. C'est la question des ressources humaines. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu choqué par la tonalité générale. On embauche trop, sous-entendu, il y a des gens qui font rien. On nous dit que cette année, c'est pas faux, cela a été indiqué, 95 personnes ont été embauchées, sauf qu'on n'écoute pas lorsque René Carrick vient dire que, et c'est dommage que M. Mani Alzuri ne soit pas là, parce que ça relève de sa délégation, eau, assainissement, 45 personnes embauchées dans ce service. Si c'était inutile, il faut qu'on me l'explique. Sur ces 95, 15 personnes sur les déchets, quand on voit le travail exceptionnel qui est fait en matière de gestion des déchets. On ne le dit pas assez. Faisons de la politique, si vous voulez. Moi, je suis fier de la manière dont les déchets sont gérés. Il y a un tri avec des résultats exceptionnels. C'est en milliers de tonnes que l'on chiffre effectivement le saut qualitatif que nous avons fait. Jean-Yves Bussiron serait mieux placé pour moi pour le dire, mais je ne fais que l'évoquer. 15 personnes pour les déchets. Compétence obligatoire. Tout comme l'eau et l'assainissement. Compétence obligatoire. Y a-t-il un élu ici qui considère qu'il ne fallait pas embaucher ces personnes-là? Et s'il fallait vous dire ligne par ligne où se trouvent ces personnes, je demande au service de le préparer. Et de vous dire où ces personnes sont placées et ce qu'elles font. Mais quand vous voyez, et là je veux parler de la transition, et je l'évoquerai également tout à l'heure, toutes nos politiques sont habitées par la transition écologique et énergétique. Et ce qui nous amène, c'est la question des déchets, c'est aussi la question de la gestion de l'eau et de l'assainissement, à avoir des dépenses supplémentaires pour s'inscrire
comme vous l'avez dit dans la dernière intervention il y a quelques instants, dans les perspectives du PCAET. On a voté le PCAET. Ça a un coût. Ça a un coût. Il ne fallait pas le voter. Arnaud Fontaine l'a rappelé tout à l'heure. Alors, faisons très attention à ces sujets lorsqu'on attaque la masse salariale, d'autant que on se compare. Et quand on se compare, j'ai demandé de me donner un chiffre, 23,7%, c'est les charges consolidées de personnel, chez nous. Et j'ai demandé, parce que bon, de temps en temps, je finis par avoir des complexes, à force qu'on me dise, mais c'est dispendieux. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? À des intercos comparables. Et encore, il y a peu d'intercos comparables avec autant de compétences, celles que nous avons prises. Je reviendrai sur les compétences et celles qu'il faudrait éventuellement abandonner. On prendra une décision politique sérieuse, ensemble, le moment venu. C'est 30 à 50%. 30 à 50%, là où nous sommes à 23%. Je parle des charges consolidées de personnel. Et nous avons trop de personnel. Alors, oui, c'est vrai que les charges personnelles ont augmenté pour des raisons exogènes. Mais ça a été indiqué par notre vice-président en charge des finances. Il y a des mesures externes. Vous les connaissez tous, parce que dans vos communes aussi, il vous a fallu vous mettre au point. Heureusement d'ailleurs que quelquefois, les mesures viennent de l'extérieur. Car il fallait bien rattraper la situation financière dans laquelle se trouve un certain nombre de nos agents. Et donc, nous avons appliqué des dispositions, sans état d'âme d'ailleurs. Mais nous avons aussi, dans notre agglomération, un dialogue social avec le personnel. Et ce dialogue social a également un coût. Faut-il le regretter? Lorsque justement on s'intéresse à ce qu'est la carrière d'un agent. Et pourquoi? Mais parce que, vous le savez sans doute, toutes les collectivités ont de plus en plus de mal à conserver leur personnel. Alors si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et que dans les concours qu'on organise parfois, on manque de personnes qui viennent se présenter pour voir un poste à la communauté d'agglomération comme ailleurs. Alors, ce sont nos ressources. Et qui dit nos ressources, ça veut dire que sans ça, on ne saura pas faire. J'ai commencé par le personnel, mais parce que ça irradie tout ce qui va suivre, que je vais dire assez rapidement, parce que je ne veux pas être long. Je sais que personne ne remet en cause notre politique du logement. Mais ça a un coût. Est-ce que vous savez qu'on a voté 100 millions d'euros pour recapitaliser Habitat Sud-Atlantique? Le département a fait la même chose, 7,5 millions d'euros, pour pouvoir recapitaliser l'Office 64 de l'habitat. Pourquoi? Mais parce que sans ça, ils étaient en faillite. Personne considère ici qu'il ne faut pas être présent sur la politique de logement. Ça a un coût. Et vous voulez qu'on parle de transition énergétique aussi? Eh bien, on va en parler tout de suite. Il faut aujourd'hui s'inscrire dans cette transition énergétique. Et on sait que les bâtiments dans lesquels nos concitoyens doivent vivre doivent être rénovés énergétiquement. Et si on ne le fait pas, bien évidemment, on court les foudres de la loi, je ne rappelle pas lesquelles, sauf que nous, on s'est enquis de donner aux collectivités territoriales, à nos communes, les moyens de pouvoir disposer d'une ingénierie qu'elles n'auraient jamais pu mettre en place. Ni la ville de Bayonne, je peux vous le dire. Donc personne n'aurait pu faire ce que nous sommes en train de faire à la communauté d'agglomération. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas s'intéresser à cette rénovation énergétique de nos logements et créer la maison de l'habitat dont parlait tout à l'heure Roland Irigoyen. Alors tout ça a un coût, je le reconnais, ça s'additionne. On a créé cette maison de l'habitat avec une dizaine d'agents à Bayonne et à Saint-Palais pour donner à nos concitoyens propriétaires de ces logements les informations et l'ingénierie qui est nécessaire pour la recherche des subventions, qui sont d'ailleurs relativement importantes, parce que l'État est assez présent sur ce registre, chacun le sait, c'est de l'argent pour permettre à nos concitoyens de faire des économies d'énergie. Et évidemment, avoir moins de gaz à effet de serre qui s'envolent dans le ciel et contribuant ainsi à la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre planète. Dans l'économie,
compétence obligatoire, comme le logement, croyez-vous qu'on soit là aussi sans faire des investissements qui nous paraissent importants pour les entreprises? On est très présent dans ce domaine. On est très présent. Il y a des subventions qui sont versées pour l'immobilier d'entreprise. Personne ne conteste ici, jamais, quand on les vote, les indemnités qui sont versées ou les subventions qui sont versées pour l'immobilier d'entreprise. On le fait d'ailleurs avec le département qui est au même niveau que nous. Et on permet à des entreprises de se maintenir. On a ici le taux de chômage le plus faible de la région Nouvelle-Aquitaine. Laquelle région Nouvelle-Aquitaine a un taux de chômage bien plus bas que la moyenne nationale. Alors, il ne faudrait pas continuer à soutenir le monde de l'entreprise avec les appels à projets qu'on lance, les appels à manifestation d'intérêt qu'on lance, les 8 millions d'euros qu'on prévoit pour aménager les zones d'activité. Ce n'est pas les millions qui manquent dans nos perspectives budgétaires. 8 millions. Après, il faut qu'on trouve des pôles qui acceptent de mettre à disposition des terrains. Et si on ne les a pas, n'empêche pas la préemption de ces terrains ou l'expropriation des propriétaires de ces terrains. C'est un autre aspect des choses, me direz-vous. Mais les 8 millions, ils sont là. Ils sont là et ils sont prévus pour venir en aide, effectivement, au monde de l'économie. Alors, sur la mobilité, haute compétence obligatoire. Moi, je parle des compétences obligatoires. Croyez-vous que c'est pour la côte qu'il fallait prévoir ces moyens financiers supplémentaires, côte qui déjà disposait d'un transport en commun moins efficient que ce qu'il est aujourd'hui, mais qui avait pris un certain nombre de décisions avant même la création de la communauté d'agglomération, n'est-ce pas, monsieur Olive? C'était en 2014. Si aujourd'hui, il y a à constater une augmentation sensible, une des contributions principales que l'on verse, on le fait en direction du syndicat des mobilités, pas que. Je reviendrai sur le conservatoire, je terminerai par la culture, toujours la mal-aimée dans les discussions politiques et budgétaires. Mobilité. Heureusement que la communauté d'agglomération vient financer le syndicat des mobilités, à défaut de quoi tous les services qui ont pu être créés ou améliorés à l'intérieur du Pays Basque n'auraient pas pu exister. Heureusement que les résultats sont là. Heureusement que les résultats sont là. On a une augmentation exponentielle de la fréquentation de nos transports en commun. Je vous rappelle qu'on a pris aussi les transports scolaires et que tout ceci fonctionne. Mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Pourtant, ça fonctionne très très bien. Et les usagers en sont parfaitement conscients. Comme si cela était de la génération spontanée. Eh bien, ce n'est pas de la génération spontanée. Ce sont des décisions politiques. Alors, ce n'est pas un commissaire aux comptes qui vous expliquera cela. C'est de la politique. Voilà. Et le débat des orientations budgétaires, c'est avant tout, est-ce qu'on garde le cap politique? Ou alors, on nous explique ce qu'on enlève. Moi, je suis prêt. On dit qu'il faut avoir un débat. Et on se débat. Dans le cadre qui vous plaira. Peu importe le cadre que l'on fixera, on sera chacun devant nos responsabilités à dire s'il faut arrêter éventuellement notre intervention. La culture, justement, n'est pas une compétence obligatoire. Le dispositif Berpistou, en faveur duquel on a versé un certain nombre de subventions pour venir au secours à la fois des acteurs de la culture, mais aussi pour soutenir des initiatives locales et qui aujourd'hui nous permettent, chacun dans nos villages ou dans nos villes, de pouvoir disposer d'une programmation artistique et culturelle particulièrement riche. Mais bon, je crois que c'est venu tout seul. Communauté d'agglomération. C'est le jour où on n'aura pas tout ça qu'on se rendra compte de la chance que nous avons d'avoir tout ça. Mais on a le sentiment que c'est arrivé dans la corbeille tout seul. Conservatoire. Le conservatoire existait avant la création de la communauté d'agglomération.
Si le conservatoire a besoin de plus d'argent qu'avant, c'est que nous intervenons à l'intérieur du Pays basque, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas du temps de l'ancienne communauté d'agglomération Côte Basque Adour. Sauf que le conservatoire allait déjà jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, et que nous avions déjà, bien évidemment, un certain nombre de communes de la côte qui, effectivement, étaient intéressées par cet enseignement musical et artistique qui est donné à nos enfants. Faut-il créer une distorsion entre la côte où les enfants auraient le droit d'accès à cette culture et l'intérieur où on aurait continué, comme c'était le cas avant, avec des situations les plus diverses, avec d'ailleurs quelquefois des coûts de fonctionnement de certaines associations en matière musicale qui étaient tels que les parents d'élèves ne pouvaient plus suivre. Aujourd'hui, on a un dispositif qui, évidemment, coûte à la communauté d'agglomération, mais qui permet de créer un véritable accès de tous à la culture. Est-ce important ou pas? Évidemment, cette question, on peut encore la poser. Alors, tout à l'heure, j'entendais, on peut peut-être revenir sur un certain nombre de choses, sur peut-être l'ingénierie qui est apportée aux communes, notamment. On peut aussi. Alors, là aussi, on se souviendra de ce qu'on doit à la communauté d'agglomération. Les coups de téléphone qu'on peut passer, et c'est bien comme ça, et je suis pour, évidemment, à la communauté d'agglomération, aux services financiers, au service de l'urbanisme, au service de la culture, pour savoir quelle attitude avoir dans telle ou telle situation, et si on a un projet, comment on peut mettre en œuvre ce projet. C'est tous les jours. On a eu la chance, il n'y a pas bien longtemps, de pouvoir gérer 11 millions d'euros de crédits européens. C'est venu tout seul. La crédibilité de la communauté d'agglomération. On ne serait pas ce que nous sommes, on n'aurait jamais été autorisé à gérer 11 millions d'euros qui profitent aux communes. Alors, on aurait pu laisser chaque commune aller se débrouiller, j'allais employer un autre mot. Quand vous voyez le niveau d'expertise qu'il faut pour pouvoir répondre à des crédits européens, je vais vous dire, aucune commune, et je dis aucune commune du Pays basque, les moyens de pouvoir disposer de cette ingénierie. Nous avons des personnes chez nous qui sont spécialisées dans ça. C'est un métier que connaît bien la région, parce que la région gère beaucoup de fonds européens et bien évidemment a un service, Sandrine Derville serait plus capable de moi de le dire, mais certainement extrêmement important pour pouvoir gérer ça. Au service de nos communes, qui peuvent avoir des projets qui peuvent être éligibles à des crédits européens. Est-ce que c'est important? Je pose la question. Alors, oui, on a des contributions qui, quelquefois, nous interrogent. Et moi, je fais partie de ceux qui, lorsque je vois arriver la demande de contribution, parce que c'est une contribution, ce n'est pas une subvention. Contribution veut dire qu'on est obligé de payer, parce qu'on a adhéré à un syndicat. 11 millions d'euros, presque 11 millions d'euros pour le SDIS, donc les pompiers. Alors, moi je me suis posé la question de savoir, bon, d'abord on a pris cette compétence en 2020, on aurait pu ne pas la prendre. Si vous voulez faire des économies, 11 millions d'euros. J'ai trouvé. En fait, je n'ai pas trouvé, parce que vous ne serez jamais d'accord pour revenir là-dessus. Est-ce que l'augmentation de la contribution du SDIS, qui est de 17% entre 2020 et 2024, alors ne me demandez pas trop pourquoi, enfin je devine un peu, je suis assez étonné, comme vous sans doute, certains sont peut-être au SDIS, je le fus, vice-président lorsque j'étais conseiller général dans les années 90, il y a un bon moment, et c'est vrai que les charges augmentent. C'est d'ailleurs ce que m'a dit le président du conseil départemental il y a à peine quelques jours, parce que bien sûr, il connaît la même augmentation.
3,4 millions d'euros, c'est le surplus que l'on prend en charge à la communauté d'agglomération sur 4 ans. Ça aurait pu être pris en charge par les communes. Voulez-vous qu'on en parle? Je connais la réponse. Alors, moi je me dis que la vérité, elle est dans le chiffre qui a été donné tout à l'heure par Cottier et Sénaro. Mais tout ça, pourquoi? Il a donné d'un chiffre que j'ai également sous les yeux, mais que je ne veux pas vous redonner, de 1, quelque chose euros par mois, par an, pardon. Alors évidemment, vous me direz où ça concerne la taxe foncière. Ben, c'est les ménages. Vous me direz où il y a après aussi la CFE. Et j'ai entendu des cris d'orfraie tout à l'heure, de la part de certains qui viennent nous dire « Oh là là, les entreprises, bon, c'est catastrophique. » J'étais, moi aussi, M. Etchelekou, à l'audience de rentrée, comme depuis que j'étais avocat, donc 35 ans, voire 38 ans, à l'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce, où chaque fois, on vient nous donner les chiffres de ceux qui ont fait faillite, les liquidations, les redressements, etc. Et vous nous faites une présentation apocalyptique de ce qu'est la situation du monde de l'entreprise au Pays Basque. Faux. D'ailleurs, si le taux de chômage dont je parlais tout à l'heure, inférieur à 6% au Pays Basque, est une réalité, c'est que aussi nous avons des établissements au Pays Basque qui vont plutôt bien. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes ça et là, M. Etchelekou, je suis bien d'accord, et vous êtes parfaitement placé pour le savoir. Mais regardons les chiffres au global. Et là, il faut bien reconnaître que ce soit sur le plan de la région Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, comme particulièrement sur le Pays Basque, nous avons des chiffres qui sont positifs. Alors nous avons des faillites et bien sûr qu'on en a. On a aussi des créations. Voilà. Et il y a plus de créations qu'il y a de radiations. Description qu'il y a de radiation au registre du commerce. Bon, la situation n'est pas catastrophique au point de considérer que la contribution qui serait demandée au monde de l'entreprise ferait que ce monde-là pourrait souffrir au point de déposer le bilan par notre fait. Le chiffre que vous avez donné de ce que ça coûterait, monsieur Sénaro, bon, je ne veux pas devenir aussi commissaire aux comptes, mais vient en déduction des bénéfices de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas pour les foyers qui n'ont pas cet avantage-là. Maintenant, avantage relatif, me dira-t-on, mais enfin, malgré tout, déductibilité fiscale, évidemment, des charges. Alors, j'ai terminé. Au bout du bout, je me dis quand même, on arrêterait là cette aventure ? Mais si c'était désormais des commissaires aux comptes qui décidaient des politiques publiques, d'abord, moi, je ne serais pas à la place où je suis. J'ai envie de faire de la politique, alors réaliste, évidemment, raisonnable, évidemment. Mais il faut bien savoir si ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est utile ou pas. J'ai donné des exemples comme ça sur un registre un peu pointilliste sur telle ou telle politique publique. Il y en a bien d'autres. Mais la question est de savoir si on veut prendre ce virage ou pas. Alors, moi je vous le dis, évidemment, si je dis ceci, c'est que je suis d'accord avec la présentation qu'a fait Cottier et Sénaro et la conclusion et la nécessité qu'il y a d'augmenter la fiscalité à cette hauteur. Je vous remercie. Alain Hériard voulait dire quelque chose et il a la parole. Et après, on va, alors non pas passer au vote proprement dit, mais juste donner acte. Voilà, Monsieur Hériard. Mileshker, je ne vais pas revenir sur le débat d'orientation budgétaire et vous avez la conclusion en tant que président. Le débat a eu lieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les élus que nous sommes ont le droit, en particulier dans les orientations budgétaires, puisque c'est un moment fort
du débat d'une collectivité, que ce soit dans nos communes ou en communauté d'agglomération, d'émettre des propositions. Parce que c'est comme ça que ça aurait dû être entendu, me semble-t-il, puisque je suis resté sur les schémas et c'était une trajectoire qui n'est pas très éloignée finalement de la trajectoire, mais qui, me semble-t-il, n'amène pas la même conclusion. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat, il y aura ensuite le vote du budget. Et j'ai demandé à ce qu'elle soit expertisée. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans un débat, ceux qui parlent pensent pouvoir être entendus et ils sont dans le rôle de le faire, en particulier dans cette Assemblée. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que je m'exprime, Jean-René. Et bien sûr, ceux qui s'expriment, comme moi, doivent ensuite entendre ce que les vice-présidents ou le président défend. Ça fait partie du rôle, des missions d'élus. Et il ne faut pas se braquer si des interrogations sont faites, qui, me semble-t-il, sont légitimes parce qu'elles amènent également débat et réponse de la part de ceux qui ont mené ces questions-là. J'arrête là-dessus simplement pour vous dire que moi, quand je me retourne, je vois des collègues, je ne vois pas de groupe politique. Je regarde devant, je vois des visages connus, des amis, je ne vois pas de groupe politique. Quand je m'exprime en exécutif, je ne vais pas chercher un groupe politique. J'essaie de réfléchir par moi-même, en fonction des éléments qui sont donnés, de me positionner. Arnaud, tu n'étais pas là la dernière fois, mais j'étais intervenu dans le même sens et j'ai voulu redire en assemblée communautaire le sens de mes réflexions qui finissent d'ailleurs, si vous y avez prêté bonne attention, sur beaucoup d'interrogations qui nous interpellent tous. Et oui, je vais vous dire que ces interrogations qui sont les miennes et qui ne sont pas des principes que l'on oppose les uns aux autres, eh bien moi je les ai partagés avec un certain nombre d'élus qui viennent d'horizons très différents. Et sur ces questions budgétaires, parce que je les suis de près, parce que je crois en l'agglomération et que je voudrais qu'elle, comme vous, comme toi Jean-René, on veut qu'elle avance. Et il faut savoir entendre les remarques que l'on fait. C'est important pour faire progresser le débat parce que je suis persuadé qu'au final, ces interrogations, ces projections un peu différentes peuvent nous aider à mieux bâtir notre communauté d'agglomération. Je m'arrête là-dessus. Milesker, débattez à Isanda, mais na segitu berdu mintzatzen. Milesker, merci. Alors, on est donc à la fin du débat. Donc, il suffit uniquement que par un vote à main levée, alors qu'on se reprenne bien, ce n'est pas le contenu, c'est le fait même que le débat a eu lieu. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que, vu le temps qui s'est écoulé, que le débat a eu lieu. Il n'est pas factice, et tant mieux d'ailleurs. Alors, je mets qui s'abstient sur le fait que le débat a eu lieu, qui vote contre. Donc, je vous remercie. Je constate que vous êtes d'accord pour dire que ce débat s'est déroulé. Je vous remercie. Nous étions au rapport 9, évidemment, on arrive au rapport 10. C'est souvent la conséquence c'est souvent lié à ce qui précède. Alors, c'est le rapport 10 qui va être présenté par Gauthier Sénaro, s'il vous plaît. Bien, il s'agit d'une avance de trésorerie au budget annexe de l'eau potable. Compte tenu des décalages régulièrement constatés entre les flux de dépenses et l'encaissement des recettes de facturation sur le budget annexe de l'eau potable, il est proposé au Conseil communautaire de confirmer le principe d'une avance de trésorerie et d'en relever le plafond à 2 millions d'euros. Merci. Sur ce rapport que je mets à main levée, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. La délibération est adoptée. Le rapport qui suit, c'est Batit et Laborde. 11. Donc, c'est un avenant portant prorogation du délai d'exécution de 2 projets situés en zone montagne. Le Conseil communautaire a approuvé l'attribution de 2 subventions dans le cadre de sa stratégie montagne basque 2014-2022 à l'association Avenir pour son projet recyclerie local à achat
d'un véhicule utilitaire pour les collectes préservantes et création d'une annexe indépendante. Et le deuxième projet, à la commune de Camou-Sihig, pour le projet réhabilitation de l'ancienne école du village en salle multi-activités. Il est proposé de prolonger le délai de validité de ces deux aides par avenant afin de permettre la complète réalisation des investissements prévus. Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre, délibération adoptée. Je présente le rapport suivant sur l'attribution des fonds de concours. C'est le rapport 12, rapport habituel que nous avons sur donc les fonds de concours aux communes membres. Vous avez sous les yeux ou devant les yeux sur le tableau la liste que vous avez reçue de toutes les communes qui émargent à ce fonds de concours. Je vous laisse juste en prendre connaissance et je vous propose de mettre aux voix, comme chaque fois. Y a-t-il des abstentions ou votes contre l'attribution de ces fonds de concours? Il n'y en a pas, la délibération est adoptée. Arnaud Fontaine, rapport numéro 13. Merci Président. Donc effectivement, c'est une délibération sur l'attribution d'un fonds de concours à la commune d'Anglet, conformément au plan piscine, pour la construction du nouveau centre aquatique Elogar. Bel investissement et nécessaire pour la commune d'Anglet. Donc pour la construction d'un nouveau centre aquatique à Elogar, la commune d'Anglet a sollicité 3 fonds de concours d'un montant global de 3 648 141 € pour un coût total de 18 900 000 € hors taxes. Le programme des travaux est axé sur une construction neuve comprenant un bassin de 25 mètres avec 6 lignes d'eau, un bassin d'apprentissage avec 4 lignes d'eau et une pataugeoire de 40 mètres carrés couverts, ainsi qu'un bassin nordique de nage de 25 mètres avec 4 lignes d'eau. Le conseil communautaire est invité à approuver l'attribution à la commune d'Anglet. Un fonds de concours au titre du plan piscine Pays Basque d'un montant de 2 500 000 €, d'un fonds de concours au titre du forfait communal d'un montant de 30 000 € et d'un fonds de concours au titre de l'enveloppe du pôle d'un montant de 1 118 141 €. Voilà, ces sommes s'additionnent, mais c'est chaque fois dans le cadre de règlement d'intervention que nous avons voté. Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre? Il y a Claude Olive qui... Oui, je vais quand même remercier mes collègues par rapport à ce plan piscine qui va nous aider, vous l'avez compris, à apporter un nouvel équipement qui va permettre à une ville de 41 000 habitants de pouvoir, ce qui est d'ailleurs l'esprit même de ce projet, apprendre à nos enfants à nager. Quand on habite au bord de l'océan, je pense que c'est quelque chose qu'on doit essentiel. Alors, je vous invite à aller à Elogar. Les travaux ont commencé bon train. Vous allez vous apercevoir l'emprise du nouveau équipement. Et je le dis parce que j'ai lu des choses ce matin dans la presse. C'est bien un nouvel équipement parce que la piscine actuelle va être démolie. Le bassin sera conservé pour faire de la récupération d'eau pluviale sur l'ensemble du site Elogar. Mais c'est bien une nouvelle piscine et pas un agrandissement. Je vous remercie. Merci. Donc, le vote, pas d'abstention ni de vote contre. J'avais bien noté. La délibération est adoptée. Arnaud Fontaine, vous avez présenté ce rapport 13. Nous en sommes au rapport 14 avec Bruno Carrère. Merci Président. Donc un autre débat, puisque c'est le débat annuel sur la politique de l'urbanisme. Voilà, nous situons là dans le cadre des dispositions du Code général des collectivités territoriales qui stipule que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce sa compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient au moins une fois par an un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. Ainsi, le bilan de l'exercice 2023 de la compétence dédiée à la planification territoriale, des domaines connexes à la compétence PLU et du service commun de l'instruction des autorisations d'urbanisme est proposé comme base au débat du jour, établissant le bilan annuel de la politique communautaire en matière d'urbanisme. Les données présentées dans le rapport correspondant à la politique allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre de cette même année, des éléments complémentaires de contexte ont été ajoutés afin d'inscrire le débat dans la continuité de la création de la CAPB. Voilà, donc en termes d'introduction de ce débat, peut-être des précisions sur les éléments qui sont donnés dans le délibéré et dans le rapport et des compléments. Donc, sur la planification, on a déjà rappelé que le pacte de gouvernance nous avait engagé à poursuivre les élaborations et les révisions des documents municipaux. Donc à ce jour, il nous reste 4 documents de ce type
qui sont en cours de révision d'élaboration, donc Saint-Jean-Pied-de-Port, Guiche, Espelette et Biriatou, avec prévision d'approuver les deux derniers, donc Espelette et Biriatou, dès cette année. Donc vous le savez, hein, donc l'essentiel des travaux dans la planification se situe au niveau des PLUI, puisque à terme nous serons couverts par 5 PLUI conformément à la dérogation préfectorale qui nous avait été accordée. Donc on travaille donc sur ces 5 PLUI et sur le PLUI Côte-Basque-Adour qui lui avait été initié en 2015. Voilà, donc évidemment le travail, ce gros travail de fond qui est mené sur ces 5 PLUI était pour nous l'occasion de mettre en place une nouvelle vision de l'aménagement. Donc c'est un sujet qui avait été rappelé à l'occasion des vœux dernièrement. Alors on connaît le contexte, alors à la fois réglementaire, législatif, avec la loi climat résilience et le fameux ZAN dont on parle beaucoup, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un colloque en décembre à Bayonne, où ça a été vraiment l'occasion d'avoir des échanges et des moments participatifs qui ont permis peut-être de trouver quelques solutions concrètes sur des sujets bien précis. Donc ça, c'est le premier élément spécifique, hein, ce contexte législatif et aussi l'attente citoyenne qui est de nos administrés qui sont très très conscients de la situation, alors à la fois en termes de logement, de qualité de l'eau, de mobilité et bien sûr de changement climatique. Et d'ailleurs, ça a été mentionné dans le rapport de développement durable. Voilà, donc ces PLUI qui permettront de mettre en place notre projet de territoire sont inscrits, je l'ai dit, dans un contexte un peu particulier. Hein. Le changement climatique, le fait que notre territoire aussi soit très attractif et que nous avons, alors ça a été rappelé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, un ensemble de politiques qui sont assez ambitieuses. Alors, sans vouloir paraphraser personne, on est aussi ici dans le en même temps qui a été utilisé par quelqu'un d'autre. Alors ici, quelques listes un petit peu de façon non exhaustive. Alors on veut avoir une politique de logement ambitieuse, on veut protéger nos espaces agricoles, on veut déployer des équipements pour la population, on veut développer l'enseignement supérieur, gérer la ressource en eau, favoriser des activités économiques, apporter des services de mobilité, de gestion des déchets, et tout ça dans un contexte d'urgence climatique qu'on rappellera peut-être jamais assez. Voilà, donc évidemment, ça nous oblige à un travail collaboratif très étroit, donc à la fois vertical entre communes et agglo, et transversal, avec l'ensemble des différentes compétences que j'ai mentionnées, et aussi des acteurs extérieurs, les fameux PPA, le SCOT, l'État, etc., etc. Donc, juste une petite vision sur les échéances qui nous attendent pour cette année. Donc, rappelez que le PADD du PLUI de Soule a été débattu l'an dernier, que nous allons débattre cette année ceux de Sud-Basse-Navarre, d'Amicoussé, de Côte-Basque-Adour, que ces 3 mêmes PLUI que je viens de citer seront en principe arrêtés cette fin d'année, ainsi que celui de Soule, et d'ailleurs concomitamment avec l'arrêt de notre projet de SCOT. Et en ce qui concerne les PLUI La Bourdaine, donc on en est à la phase de diagnostic qui devrait être terminée cette année. Voilà, donc bien sûr, ce gros travail au niveau des PLUI n'exclut pas un ensemble de modifications. D'ailleurs, il y en aura encore certaines qui vont être soumises au vote tout à l'heure, donc sur l'ensemble des documents communaux. Et voilà, donc sur les PLUI, pour terminer, je mentionnerai quand même de façon un petit peu plus spécifique 2 études qui sont en cours, qui viendront compléter nos documents d'urbanisme. Donc à la fois l'étude paysage, où nous en sommes actuellement à la phase de définition des obligations de qualité paysagère, et l'inventaire patrimoine. Voilà, donc des études qui avancent de façon prévisionnelle au planning. Je terminerai juste sur deux petits chapitres. Le RLPI, donc là aussi on s'est engagé dans une démarche très ambitieuse avec l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale à l'échelle des 158 communes, voilà, qui à terme couvrira les 4 RLP communaux qui sont en vigueur et le RLPI Côte Basque qui a été approuvé dans cette même instance en 2022. Voilà, donc évidemment l'objectif c'est toujours de concourir à notre projet de territoire, de lutter contre les excès de la publicité sur la voie publique, avec un point qui est, alors je ne sais pas si on peut dire crispant, mais enfin en tout cas qui fait l'objet de beaucoup d'attention, c'est les publicités lumineuses ou numériques.
Voilà, et on voit que dans les orientations qui ont été mises en place lors de notre dernier COPIL, c'est un sujet qui sera traité avec beaucoup d'attention. Voilà, donc, et je termine avec la compétence patrimoine, puisqu'on a aussi des actions qui se mènent sur la protection patrimoniale de nos communes, avec les actions récentes. C'est le classement de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port au titre des SPR depuis septembre 2023. La Bastide-Clérance qui, de son côté, a démarré depuis septembre 2022 la définition de son plan de mise en valeur de son patrimoine. Bidart s'est également engagé dans la définition d'un périmètre délimité des abords pour mieux définir les protections autour des bâtiments classés. Et ensuite, on a Bayonne et Bidache qui ont engagé des révisions à la fois pour prendre en compte la production de logements sociaux et d'énergie photovoltaïque. Donc voilà sur les 3 chapitres qui concernent la compétence urbanisme. Voilà, derrière ce rapport, un chantier énorme. Donc je le dis, Bruno Carrère qui a fait un boulot phénoménal avec bien sûr nos services, avec la directrice en tête, Katia Emmerand, qui est peut-être encore là. Voilà, je la vois. Et enfin bon, c'est des travaux d'Hercule, ça. Hein. À l'échelle de 158 communes, voire 166 si on veut parler du SCOT, une réflexion urbanistique à cette échelle, nulle part en France. Je vous dis bien, nulle part en France. C'est-à-dire avoir une approche d'aménagement à l'échelle pertinente. Alors bon, ce rapport a été vite lu présenté par notre collègue Bruno Carrère, mais c'est... voilà. D'ailleurs, une bonne partie des études, là, ces bureaux d'études qui coûtent si cher, c'est pour faire avancer ça aussi. L'agence d'urbanisme, on paye aussi une contribution à l'agence d'urbanisme pour venir en aide. Et bien sûr, tous ces travaux-là, on est dans une période déterminante, 2024. Beaucoup de choses vont avancer. 2025 vont se conclure et on va arriver à la fin du mandat que nous aurons des documents de planification à l'échelle de tout le Pays Basque, voire du bassin de vie avec les Landes. Et ça, bon, évidemment, c'est un travail phénoménal. S'il n'y a pas de demande de questions, vous êtes d'accord pour considérer que le débat a eu lieu et je prends acte. Ah, vous voulez dire quelque chose? Bien sûr. Vous avez la parole. Jaun Andereak egunon, lehendakari jauna egunon, mil esker hitza emaitiagatik. Donc, chers collègues présidents, bonjour et puis merci de me laisser la parole. J'interviens aujourd'hui donc au nom de Bill Gayten et je profite de ce débat annuel sur la politique de l'urbanisme pour apporter un positionnement donc, dans le cadre de l'élaboration de ces PLUI. Alors, je te rejoins, Bruno. La question, c'est de comment dessiner notre Pays Basque nord de demain. Tu l'as synthétisé assez bien. L'enjeu, il est colossal. Les attentes de nos concitoyens sont nombreuses. Logement, attractivité, mobilité, emploi, alimentation, l'euskara, l'environnement. Tous ces paramètres doivent être pris en compte pour penser à un projet d'aménagement pour Iparralde. Nous le devons à la fois aux habitants d'Iparralde et puis bien sûr aux générations futures, surtout. Alors aujourd'hui, nous sommes chacun d'entre nous à présent engagés, chacun dans nos PLUI respectifs, un peu la tête dans le guidon. Les 5 PLUI qui couvrent la totalité du Pays Basque ont tous été prescrits. Certains depuis déjà longtemps, les PLUI de l'intérieur sont déjà à l'heure du zonage, alors que les PLUI labourdins n'en sont qu'à leur balbutiement. Alors, au même moment, parallèlement, on a le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui est lui aussi en cours d'élaboration, qui n'est pas arrivé à maturité. Il doit pourtant tracer les orientations générales en matière d'aménagement du territoire. Les PLUI n'étant en fait que des feuilles de route opérationnelles de ce SCOT. Alors, il y a un petit décalage, qui fait que, qui pourrait, le risque, c'est que les PLUI de l'intérieur sont très avancés et s'élaborent peut-être sans aucune perspective ou sans peu de perspective de ce qui va être décliné au niveau labourdan. Il n'est pourtant pas imaginable
que chaque PLUI avance en silo, sans s'inscrire, comme d'ailleurs l'indique le rapport, dans une politique globale de l'aménagement du territoire. Donc notre inquiétude, c'est cette question de l'articulation de chacun des PLUI avec une vision stratégique plus globale du territoire. Nous connaissons d'ores et déjà, et vous les partagez avec moi, chers collègues, les écueils qui sont déjà visibles sur notre territoire. D'ailleurs, l'histoire, elle s'est faite un peu au fil de l'eau. On a une métropolisation galopante, une hyper-attractivité qui aurait même parfois tendance à dicter nos politiques publiques. Ailleurs en Soule, une déprise démographique. Et puis un rétro-littoral qui devient davantage voué au résidentiel pour les travailleurs du littoral. Alors les conséquences, elles ont été rappelées aujourd'hui, elles sont désastreuses en termes de mobilité, d'encombrement de nos infrastructures routières, et dans une perspective de transition écologique et de développement durable qui nous est chère et qui prévaut, notre seule politique de transport, bien que très volontariste, ne pourra pas à elle seule apporter la solution. Donc ce constat que je viens de faire, nous le partageons avec une grande majorité, je pense, au sein de cette Assemblée, et de façon plus élargie, une partie de nos concitoyens l'évoque et l'expérimente au quotidien. Tu l'as rappelé, Bruno, bien sûr, il y a le cadre législatif de la loi ZAN, de l'effort foncier qui nous est amené par la SRADET, mais cette problématique de l'équilibre territorial, je ne parlais même pas de déséquilibre, de l'équilibre territorial, nous pensons qu'il doit être un point de départ de notre politique globale de l'aménagement du Pays basque pour les 20 années à venir. C'est aujourd'hui le travail que mènent les élus des SCOT qui, au fil d'ateliers très répétés, je sais que les élus du SCOT travaillent de façon acharnée pour poser les prémices d'une politique qui propose précisément une inflexion de la trajectoire actuelle. Et le groupe Bill Gaiten adhère pleinement aux orientations prises actuellement par les élus de SCOT et appelle de ses voeux à ce que d'ores et déjà ces orientations imprègnent réellement nos PLUI en cours d'élaboration. Alors quand bien même notre présidente du SCOT, qui est vraiment pétri qui a beaucoup de convictions avec ses techniciens, apporte le message de pôle en pôle, nous devons, je le pense, je vous remercie. Eh bien, merci, parce que c'est un rapport qui méritait une intervention, et en voilà une à laquelle vous allez répondre, Monsieur Carrère. Oui, donc Nicole a employé le mot d'inquiétude, alors je vais essayer de lever cette inquiétude. C'est alors si je fais court, c'est sur le décalage entre l'élaboration du SCOT et celle de nos PLU, donc de nos PLUI. Donc rappelez quand même qu'il n'y a pas que le SCOT qui est concerné, on a aussi d'autres documents cadres qui entrent dans l'élaboration des PLUI, le plan des mobilités, le PLH, etc. Et on avait ici dit que c'était une grande opportunité pour nous d'avoir un phasage qui était cohérent dans l'élaboration de tous nos documents qui mènent effectivement à la rédaction des documents d'urbanisme. Donc je voudrais juste rappeler sur des façons un petit peu concrètes qu'évidemment ces liens entre SCOT et PLUI ont été pris en compte. Alors déjà au niveau du SCOT avec des représentations qui ont bien été prises en compte au niveau des vice-présidences de chacun des PLUI. Lors des comités de pilotage de nos PLUI, à l'inverse, il a bien été pris la précaution de faire en sorte que les représentants du SCOT soient intégrés au COPIL. On avait mené des réflexions publiques alors à l'intérieur du Pays basque sur qu'est-ce que c'est un SCOT, qu'est-ce que c'est un PLUI. Enfin, quand je dis des réunions publiques, c'était des réunions ouvertes à l'ensemble des conseillers municipaux et avec aussi le sujet du PNR. Et effectivement, alors il y a des travaux beaucoup plus de fond et de dentelle qui sont menés alors actuellement entre services et élus sur les modalités de consommation foncière, parce que peut-être que certains se sont aperçus qu'entre les travaux menés par le SCOT et ceux qui sont en cours au niveau des PLU, il y avait des décalages dans les modalités de comptage de la consommation foncière. Donc il y a un travail qui est en cours de synchronisation, et y compris aussi avec les services de l'État d'ailleurs. Voilà, et donc on va, justement, c'est peut-être un peu d'anticipation, à très court terme, organiser des rencontres sur PLUI, SCOT et politique publique que nous menons. Voilà, donc j'espère avoir au moins partiellement levé ton inquiétude.
Merci, M. Carrère. Donc, on l'a dit, il n'y a pas de vote, simplement constater que le débat a eu lieu. Alors, on a une série de rapports, là, je pense, sur lesquels on pourrait, M. Carrère, aller vite. D'abord, le rapport 15, c'est l'adoption de la modification simplifiée pour le PLU d'Aetz. Oui, Président. Donc, la communauté d'agglomération a engagé une procédure de modification simplifiée du PLU de la commune d'Aetz. Donc, effectivement, afin d'apporter quelques ajustements au règlement écrit. Donc, ce PLU qui a été approuvé en 2019, donc c'est sa première modification. Il y a 4 modifications qui ont été apportées au dossier de modification simplifiée pour tenir compte des avis rendus dans le cadre des consultations. Le Conseil communautaire est aujourd'hui invité à tirer le bilan de cette mise à disposition du public et d'adopter la modification simplifiée numéro 1 du PLU de la commune d'Aetz. Merci. Sur ce rapport, pas d'abstention ni de vote contre, adopté. Bruno Carrère, encore rapport 16, cette fois adoption de déclaration de projet pour le PLU de Bayonne. Oui, Président. Donc, par délibération du 4 février 2023, le Conseil communautaire a approuvé le lancement d'une déclaration de projet important mise en compatibilité du PLU de la commune de Bayonne dans le cadre de la réalisation du pôle d'oncologie du Pays Basque. Ce projet a été soumis à concertation préalable du 15 mars au 15 avril 2023, puis à l'examen conjoint des personnes publiques associées, donnant lieu à une évaluation environnementale. Ce projet a également été soumis pour avis à la MRAE. Les avis exprimés en ce cadre ainsi que les éléments de réponse qui y ont été apportés sont détaillés dans le rapport. L'enquête publique qui s'est déroulée du 10 novembre au 11 décembre 2023 a suscité peu d'intérêt du public. Donc il y a eu une visite et 3 observations dans le registre. Monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet assorti d'une observation et d'une recommandation. Et donc le Conseil communautaire est invité à adopter cette déclaration de projet en portant approbation dans la mise en compatibilité du PLU de la commune de Bayonne. Sur ce rapport numéro 16 que je mets aux voix, y a-t-il des abstentions? Une intervention de Philippe Armedi. Bai, mile esker lehendakari jauna, egunon deneri. Désolé de ralentir un petit peu, mais je souhaite intervenir au nom du groupe Bill Gaiten sur ce sujet-là. Et je vous rassure, il n'y aura qu'une seule intervention, la mienne, sur ce sujet-là au nom du groupe. Tout d'abord, et je crois que ce propos introductif que je veux faire prend encore plus d'importance au vu de ce que j'ai pu entendre tout à l'heure sur le débat d'orientation budgétaire. Nous souhaitons préciser de façon très claire que notre intervention sur ce sujet n'a pas pour but de remettre en cause le bien fondé et l'intérêt général de ce projet qu'est le pôle d'oncologie, qui vise, comme vous le savez toutes et tous, à compléter l'offre de soins destinée aux patients atteints de cancer dans cette région. Ceci étant dit, permettez-nous de vous faire part de quelques interrogations, voire inquiétudes. Tout d'abord, nous partageons l'avis de l'État qui s'est exprimé effectivement dans cette concertation, qui nous invite, je cite, à mieux argumenter l'enjeu de développement territorial et notamment la question de structuration et du rééquilibrage des équipements et activités de santé à l'échelle de la CAPB. Même si, dans notre cas, nous dirions que cette observation vient un peu tard, puisqu'il aurait fallu déjà, je pense, mener cette réflexion dès le début de ce projet de pôle d'oncologie, puisque, si nous avons bien compris, il y a déjà un bâtiment qui a été réalisé, et il s'agit ici aujourd'hui de réaliser un deuxième bâtiment qui viendrait compléter l'offre déjà offerte par ce premier bâtiment. Mais je pense que cette réflexion de l'État doit, je pense à l'avenir aussi, guider nos débats sur les futurs équipements publics structurants. On parle ici de santé, mais bien dans d'autres domaines, des équipements publics structurants devront être réalisés. On parlait des investissements tout à l'heure. Et je pense qu'on devra mener cette réflexion pour avoir toujours le souci du rééquilibrage sur l'ensemble de notre territoire
des 158 communes. Ensuite, nous avons noté que la MRAE, alors, qui est la mission régionale de l'autorité environnementale, que cette mission a formulé plusieurs réserves, et notamment celle de poursuivre la démarche d'évitement de la continuité écologique identifiée sur ce site. On parle ici, vous l'avez compris, du principe ERC, à savoir éviter, réduire, compenser. Essayons d'éviter, si possible, des enjeux ou des atteintes aux enjeux environnementaux. Si on ne peut pas éviter, réduisons-les au maximum. Et si on ne peut pas non plus les réduire, compensons. Alors, pour répondre à ces réserves, si nous avons bien lu tous les documents qui sont joints sur cette délibération, et notamment le tableau qui reprend toutes les réponses qui sont apportées donc, aux différents avis qui ont été émis. Je n'ai parlé là que de l'État et de la MRAE, mais il y en a eu d'autres. Il est indiqué, surtout sur les réserves émises sur les enjeux environnementaux, que c'est le PLUI Côte Basque-Adour qui réglera ou qui répondra à ces problématiques. Alors, c'est cela qui suscite chez nous quelques inquiétudes. En effet, est-ce que ce PLUI Côte Basque-Adour sera approuvé avant la réalisation de ce projet? Rien n'est moins sûr quand on voit qu'a priori aujourd'hui les discussions ont repris sur ce PLUI, alors même que le PLUI Labor Ouest a également été prescrit. Mais en tout cas, mais peut-être que aurez-vous des réponses précises sur ce sujet-là dans quelques minutes. Aujourd'hui, on ne sait pas trop quand est-ce que ce fameux PLUI Côte Basque-Adour va enfin accoucher. Alors, si tel n'était pas le cas, c'est-à-dire si ce PLUI n'est pas voté, on va dire, dans un délai approuvé, dans un délai raisonnable, quid donc de ces réserves émises par la mission régionale de l'autorité environnementale notamment, et quid donc de la prise en compte de celle-ci? Est-ce que le projet va attendre l'adoption de ce PLUI? Nous ne le souhaitons pas, parce que, je le répète, s'il y avait encore des doutes dans les esprits de certains, ce projet est nécessaire. Il est indispensable. Mais aujourd'hui, si on nous dit effectivement que certaines compatibilités réglementaires sont ou dépendent de l'approbation de ce PLUI, eh bien, c'est cela qui nous inquiète un petit peu. Alors, ainsi, compte tenu de ces incertitudes que nous avons aujourd'hui sur cette articulation entre l'entrée en vigueur de ce PLUI Côte Basque-Adour et la réalisation de ce projet nécessaire, nous souhaitions, si vous le permettez, nous abstenir sur cette délibération. Voilà ce que je voulais exprimer au nom donc du groupe Bilgaiten. Merci de votre écoute. Milesker Entzunagatik. Aucun problème pour enregistrer cette abstention. Alain Lacassagne est ici, c'est l'adjoint à l'urbanisme de Bayonne, ça va me permettre d'économiser ma voix. Si nécessaire, je compléterai, mais je suis sûr que tout sera dit par Alain Lacassagne. Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments de réponse. Peut-être, Monsieur le Président, vous pourrez aussi compléter. Et je signale que Sylvie Deruty aussi aurait pu amener des éléments, mais elle participe à la visite du ministre de la Santé qui est à Bayonne aujourd'hui, à l'hôpital notamment. Alors, par rapport à des observations qui ont été données, et par rapport à l'avis de l'État, et par rapport à l'enjeu territorial, par rapport à l'échelle du Pays Basque, il faut savoir que ce sont des éléments de réflexion que nous avons menés à l'échelle de notre PLUI agglomération AGBA,
notamment par rapport à l'économie. Et rappelons que Sylvie Durruti est aussi en charge de l'économie à l'échelle de l'ACBA et que nous avons eu des réflexions aussi par rapport l'enjeu et l'étude sur le cadran nord-est. Donc ce sont des projets que nous portons depuis bien longtemps. Il y a effectivement aussi le centre d'oncologie qui a été installé là où il est actuellement. Donc aujourd'hui, il s'agit de compléter cet équipement, et notamment par rapport à sa localisation. Nous avions expliqué précédemment sa localisation. L'hôpital, il est à Bayonne. Et on a aussi besoin d'avoir une proximité avec l'hôpital de Bayonne. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études qui sont nécessaires. Donc ça, c'est un premier point. Et en même temps, l'articulation se fait, on pense aussi au rayonnement par rapport au Sud-Landes. Là, on est très bien situé, près de l'autoroute. On a le transport en commun, la ligne 1 du Trambus qui passe à ses pieds, et on a les Landes qui sont à proximité. Et cette localisation permet effectivement pas d'irriguer que le Pays Basque, mais aussi le sud des Landes, pour éviter que des personnes soient obligées de partir soit à Toulouse, soit à Bordeaux. Concernant l'avis de la MRAE, écoutez, nous, par rapport à la réflexion du PLUI, on espère bien, et notre collègue que je vois en face pour intervenir, nous devons et nous travaillons là activement, on essaie de finaliser, mais vous savez qu'il y a aussi le ZAN qui est venu, entre guillemets, percuter toutes nos réflexions. Donc là, on continue à travailler, et effectivement, il y a aussi les réflexions du SCOT qui sont là par rapport à la répartition dans le territoire et comment on va pouvoir organiser notre territoire à l'échelle du Pays Basque. Mais au niveau de la réflexion du PLUI, nous avons déjà intégré dans le cadran, je vous le répète, du cadran nord-est, cette réflexion-là pour amener cet équipement à cet endroit-là. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et juste, l'objectif, c'est que le PLUI, il faut qu'on y arrive, serait pour fin 2024. Alors, Monsieur Carrère, vous qui êtes l'artificier sur ce sujet. L'artificier, bon, je ne savais pas. Non, simplement, juste préciser que le projet dont on parle, c'est un terrain qui est déjà situé en zone 2AU et qui mesure 2660 mètres carrés. Hein, donc c'est pour situer un petit peu l'enjeu. Alors effectivement, la MRAE a souligné quelques éléments forcément environnementaux. Et d'ailleurs, elle souligne que le PLUI de Bayonne date de 2007. Et donc ce qui rend évidemment de plus en plus indispensable la révision d'un document et donc l'élaboration du PLUI Côte Basque-Adour. Donc qui effectivement a eu Philippe le rappelait, plusieurs événements récents, et donc les travaux ont repris de façon très active, et les planifications font qu'on devrait arriver à arrêter le PLUI Côte Basque-Adour cette année 2024 pour une approbation l'an prochain en 2025. Et ce que dit la MRAE, c'est des éléments bien sûr sur le terrain, mais aussi sur la continuité écologique et sur les terrains environnants. Et dans la réponse qui a été faite aux remarques de la MRAE, puisque ce sont des recommandations, ce n'est pas bloquant sur l'élaboration de la MECDU. Donc il y a des éléments qui sont issus des travaux de la révision du PLUI Côte Basque-Adour, de l'élaboration du PLUI Côte Basque-Adour, qui ont été intégrés pour apporter les garanties à la MRAE. La MRAE, qui effectivement est une émanation de l'État, qui n'a pas donné un avis défavorable, qui a donné un avis favorable, pas assorti de réserve, mais de préconisations, et ce n'est même pas des recommandations. Alors, dans la gradation juridique, vous le savez, chers confrères, il y a une sacrée différence entre une réserve et une recommandation, et entre une recommandation et une préconisation. C'est un peu abscon pour certaines personnes, parce que ça paraît absurde, mais il y a une grande différence, qui veut donc dire que l'avis est clairement favorable. Ces explications étant données, Jean-Marc Abadi, oui, et quand même, il faut bien qu'un Bayonnais s'exprime sur le sujet. Donc je voudrais rajouter
deux éléments par rapport à ce que vient l'intervention de Philippe Aramendi. Nous en avons parlé effectivement au conseil municipal de Bayonne en septembre 2021 pour la première opération. Et nous en avons reparlé la semaine dernière lors d'une séance du conseil municipal pour ce deuxième volet. Ces deux rajouts complémentaires concernent à la fois le fait qu'à aucun moment, en tant qu'élu bayonnais, et l'enquête publique ne le mentionnait pas, nous nous sommes posé la question sur les raisons pour lesquelles les 15 ou 16 autres sites repérés n'avaient pas été choisis. On n'a eu aucun argumentaire à ce sujet. Le deuxième élément, pour faire bref, c'est l'emplacement de ce lieu dans une zone naturelle sensible, donc nous, avec des talouègues fragiles. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté favorablement à cette délibération. Et donc je rejoindrai les élus de Big Island dans l'abstention. Très bien. Il y a une intervention de M. Esteban et Colette Capdevielle. Il faut bien que les Bayonnais s'expriment. Allez. Oui, absolument. C'est un intérêt communautaire. Merci à Philippe Aramendi pour son intervention. Évidemment, je m'abstiendrai également sur cette question-là. Il ne s'agit pas de contredire la nécessité de la lutte contre le cancer. Entendons-nous bien, il faut que le territoire se dote d'éléments. Alors, le débat sur l'aménagement du territoire et les sites, et le site qui a été choisi, ce débat il est passé déjà, puisqu'on a déjà un pôle en construction ou quasiment achevé, et donc un rajout d'un espace qui semble nécessaire pour renforcer ce pôle d'oncologie privée, je le rappelle, éloigné de l'hôpital notamment, mais bon, ça... les taxis pourront fonctionner entre l'un et l'autre. Concernant, moi je voudrais évoquer la question de l'artificialisation et justement préconisation ou recommandation, je ne fais pas la distinction, excusez-moi, je ne suis pas juriste de ce niveau-là, de la mission environnementale MRAE, qui notamment évoque la question d'une compensation. Il faudrait peut-être y songer effectivement. Le déplacement du pôle d'oncologie notamment libère un espace qui se trouve derrière la communauté agglomération, au 14 à l'Épolmy, espace privé certes, mais nous disposons d'outils d'urbanisme pour bloquer toute promotion immobilière qui pourrait être prévue dans un hyper-centre qui fait l'objet d'une attention particulière des promoteurs immobiliers, en particulier d'un promoteur immobilier local. Donc cette question de la compensation, elle n'est pas dans le dossier. Et puis, concernant effectivement l'inadéquation entre des projets et puis un PLUI Côte Basque-Tour qui traîne, un SCOT qui rendra ses conclusions en 2025. Je voudrais quand même rappeler que notre projet sur Bayonne, CECE 4, un projet de l'AGLO, a reçu un avis défavorable du commissaire enquêteur. C'est très très rare. Un commissaire enquêteur du département qui connaît parfaitement bien, dans un spécialiste, on va dire, des questions foncières, notamment agricoles, voilà, qui est conseiller à la Cour d'appel de Pau, par ailleurs, et qui salue, entre autres, le travail de la mairie de Bayonne concernant le logement, très justement, sur un certain nombre de points, mais qui, sur ce plan-là, sur le CECE 4, émet un avis défavorable, justement, pourquoi, une année près, 2 années près, se précipiter. Sachez que le CECE 4 arrive alors que le CECE 3 n'est pas encore construit. On est encore dans une autre problématique d'aménagement. Ce n'est pas l'objet de la délibération. Essayons de vous en tenir à l'objet de la délibération. Voilà, mais je tenais quand même à le dire, puisque c'est un objet qui intéresse l'aglo. Mineshker. Merci. C'est Colette Capdevielle qui a donné la parole. Et ensuite, Dioshiba et Raymondegui aussi. Et après, on vote. Oui, merci, monsieur le maire. Chers collègues, pour ce qui me concerne, comme je l'ai fait en conseil municipal à Bayonne à 2 reprises, je voterai pour cette délibération. Il est évident qu'on regrette tous qu'un pôle d'oncologie en Pays Basque ne soit pas public et ne soit pas intégré dans l'hôpital public. Mais le choix de l'époque, on en pense qu'on en veut aujourd'hui, mais
nous contraint aujourd'hui, en maintenant un hôpital public, en l'agrandissant, en le laissant en centre-ville, a effectivement fait que l'offre privée s'est développée. Et c'est un projet privé, ce qu'il faut regretter. Moi, je me satisfais qu'il soit au Pays Basque et qu'il soit à Bayonne. Je me satisfais aussi qu'il soit dans un quartier politique de la ville. Ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est des quartiers dans lesquels on met habituellement tout ce qu'on ne veut pas ailleurs, et notamment certains types d'équipements. Or, un équipement de cette qualité et de ce niveau, c'est important aussi dans des quartiers populaires qui n'ont pas l'habitude de recevoir ce type d'équipement. Et je voulais dire aussi que ce qui est important dans ce projet, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle les soins de support et que vont pouvoir être à côté des soins de radiothérapie, tous les soins d'accompagnement qui sont indispensables pour les malades. Et donc l'agrandissement va pouvoir permettre à la Ligue contre le cancer, tout un ensemble d'associations, mais aussi à des praticiens parallèles comme des diététiciens, puis des soins d'esthétique, etc., de pouvoir accompagner les malades. Et quand on sait à quel point c'est important dans le cadre de ce type de soins, voilà, je voulais indiquer pourquoi mon groupe au Conseil municipal à Bayonne avait dès 2021 voté pour ce projet. Je tenais aussi à l'expliquer aujourd'hui ici. Je m'en souviens bien, Madame Capdevielle. Monsieur Marty, à côté, veut la parole. Vous la prenez. Merci. Juste un petit mot pour regretter aussi l'absence de l'hôpital sur ce projet-là, puisque ce dont on parle aujourd'hui sont des réunions multidisciplinaires qui ont lieu alternativement sur le site de la radiothérapie et à l'hôpital, qui provoquent des déplacements des différentes équipes, mais qui a pas d'interpénétration de l'activité de soins, chacun étant dans son domaine géographique. Et donc, l'une des questions que j'aurais aimé poser, que je vous pose, c'est: y a-t-il aujourd'hui une ébauche de travail collectif type GCS, comme on le connaît en cardiologie à l'hôpital de Bayonne? Est-ce qu'il y a un projet public-privé structuré et opérationnel, peut-être? Merci, docteur. Joshua Remondegui, vous avez la parole. Et il est ici. Merci, Monsieur le Président. Mileshker Lendakali Yaouna, je voudrais m'exprimer en tant que conseiller départemental du canton et en charge au département de la politique de la ville, et ainsi rejoindre les propos de Colette Capdevielle pour parler du secteur, parce que je m'étonne de la remise en cause de ce secteur. D'abord, c'est un secteur qui est identifié depuis des années pour le développement des activités économiques, avec le centre d'oncologie, le lycée Etchepalé qui a été installé, et maintenant le développement de cette activité oncologique dans un secteur qui est connecté à l'hôpital et aux autres outils de la santé par les transports en commun. Il y a un arrêt de trambus qui s'arrête à quelques mètres du centre d'oncologie, et pour rejoindre ce que disait Colette Capdevielle, dans un quartier prioritaire politique de la ville. Ça veut dire un quartier où on cumule un certain nombre de difficultés: le chômage de longue durée, la difficulté d'accès aux soins, aux services publics, les difficultés scolaires. Si sur la communauté Pays Basque, il y a un habitant sur deux qui ne paye pas d'impôts, sur ces quartiers, on a 19% sur Maubec Citadelle et 25% sur le deuxième quartier politique de la ville qui paye des impôts uniquement. Le retard scolaire également, on cumule. On a aussi 17% des familles monoparentales et en sixième, 4,6% de retard scolaire sur la CAPB et 19% sur ces quartiers. Bon, je vais m'arrêter là sur ces chiffres. Mais pour dire que quand on parle de rééquilibrage territorial, on a un territoire là de 2 quartiers de Bayonne qui cumulent un certain nombre de difficultés, et pour moi c'est un bel exemple de rééquilibrage territorial que d'implanter ce genre d'équipement dans ces quartiers. Merci. Et pour répondre à M. Marty, effectivement, à l'instar de ce qui s'est fait pour les cardiologues, pour le regroupement des cardiologues, c'est effectivement dans les tuyaux, s'agissant effectivement de l'oncologie.
Vous avez parfaitement raison de le dire. Lorsqu'on a inauguré la première unité du centre d'oncologie, le directeur de l'hôpital était là. Et bon, et déjà, les discussions avaient commencé là-dessus. Alors maintenant, je ne peux pas vous dire dans le détail où on en est, mais bien sûr qu'il faut essayer d'imaginer que les choses soient pensées ensemble et regroupées, comme ce fut le cas avec beaucoup d'atermoiements d'ailleurs pour la cardiologie, que ça a pris, vous le savez, un certain temps. Merci pour la qualité de ces interventions. Madame Bizotta. Je ne sais pas si on va évoluer comme pour la cardiologie, mais moi je vais me rajeunir un petit peu plus quand on a porté, quand il y a eu ce projet de réunir l'activité privée et publique de la cardiologie. Bon, le choix a été fait de le faire sur l'hôpital. À ce moment-là, le directeur, qui était celui qui est parti à Caen, je ne me rappelle plus son nom, nous l'avions, nous, syndicats, saisis très en avant. Voilà. Il y a des noms qu'on essaye d'oublier. On l'avait choisi, on l'avait contacté très rapidement parce qu'il y a une différence. Il y a une différence énorme entre les rémunérations du personnel soignant de l'hôpital. À l'époque, c'était en milieu de carrière d'au moins 30%, et le privé en dessous, contrairement aux idées reçues. Le personnel soignant, ce n'est pas les médecins. Et nous n'avons jamais pu obtenir d'avoir un travail là-dessus sur les rémunérations, ce qui fait qu'actuellement encore, les choses ont un peu évolué, mais maintenant je ne suis plus le dossier, travaillent dans les mêmes services, des gens qui font les mêmes tâches, le même travail et qui n'ont pas le même salaire. Donc si on repart encore pour cette espèce de... Voilà, c'est très bien, voilà, c'est parfait, tout le monde se met ensemble, tout le monde il est content. Il serait bien de ne pas oublier les personnels là au milieu. Bon, on n'oubliera pas que Mme Bizotta était infirmière, syndicaliste, et qu'elle parle de choses qu'elle connaît très bien. Alors, oui. Alors, Alain Lacassagne, vous voulez dire un mot rapide, s'il vous plaît, Monsieur Lacassagne. Et après, on va passer au vote électronique, parce qu'on n'a pas trop envie de compter à 7 heures. Oui. Juste deux éléments très rapidement. Je rappellerai, parce qu'on ne va pas faire le débat municipal ici, c'est qu'on a des commissions stratégie urbaine qui sont présidées par Laurence Ardouin à la ville de Bayonne. Donc il y a aussi des questions qui peuvent être posées à ce moment-là. Juste pour dire que par rapport il va y avoir une synergie par rapport à l'hôpital. Et c'est dommage que Sylvie Durruti ne soit pas là. Elle aurait pu amener des éléments complémentaires. Donc il va y avoir une synergie avec des professionnels à la fois du privé et de l'hôpital. Donc c'est quand même une synergie qui est très importante. Et je vous rappelle quand même que tous les hôpitaux en France aujourd'hui sont déficitaires. Donc ils vont manquer de moyens pour développer certains domaines. L'hôpital de Bayonne est déficitaire de 10 millions d'euros. Vous pourrez vous annoncer, Sylvie Durruti. Mais tous les hôpitaux aussi en France sont déficitaires depuis le Covid. Donc pour vous rassurer sur la synergie. Et juste un avis, je sais que ce n'est pas l'objet, l'avis contre défavorable pour le CQ4 est porté uniquement sur le fait de dire qu'il n'y a pas d'urgence sur le logement aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. S'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire, il peut s'exprimer. Avec le document à l'appui, mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour, Monsieur Lacassagne. Ne vous laissez pas... je propose qu'on fasse le premier vote électronique de la soirée, puisque je vois qu'il y a un débat sur le sujet. Et c'est très bien. Vous n'oubliez pas qu'on a des... Allez, ça va permettre de chauffer la machine. Allez, le scrutin est ouvert? Ah non, il n'est pas ouvert. On vous a pris à dépourvu. Hein. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos et la délibération est adoptée. 155 voix pour, 1 contre, 40 abstentions. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie. On poursuit avec le rapport numéro 17 qui
qui va rapporté par Bruno Carrère aussi. Merci, Président. Vous m'aviez demandé d'être rapide. Et là, il s'agit de la même commune, du même type d'activité et du même type de modification d'urbanisme. Donc, on verra si les consignes sont respectées. Donc, par délibération du 30 septembre 2023, le Conseil communautaire a engagé une procédure de déclaration de protégé avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne pour le projet d'extension de la clinique Hamad. Cette procédure a donné lieu à une concertation préalable qui s'est achevée le 4 janvier 2024. Donc, pour être un petit peu précis, il y a eu 5 contributions, 2 avis positifs et 3 négatifs. Donc, le Conseil communautaire aujourd'hui est invité à arrêter le bilan de la concertation préalable tel qu'annexé au rapport, tirer un bilan positif de cette concertation préalable qui permet de poursuivre la procédure d'évolution de ce PLU et autoriser Monsieur le Président à transmettre le dossier de déclaration de projet aux personnes publiques associées pour examen conjoint, puis à le soumettre à l'enquête publique. Merci. Je propose de mettre... oui, alors Alain Duzer demande à intervenir. Monsieur Duzer. Oui, désolé. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Chers et chers collègues. Tout d'abord, Monsieur le Président, vous auriez pu user de votre pouvoir et demander à Monsieur le maire de Bayonne que ce dossier soit présenté en amont aux élus bayonnais dans un souci de cohérence, voire de respect démocratique. C'est prévu, mais après. Au-delà du projet d'aménagement, j'ai plutôt l'impression que ce changement de haine en zone UE, sert à valider les parkings déjà existants et créés en zone N, et donc une imperméabilisation déjà conséquente. La comparaison via Google Maps, vous pouvez le taper sur vos tablettes, du projet et de la situation actuelle conforte ce regard. Le projet porte surtout sur des constructions en hauteur, alors pourquoi un périmètre aussi conséquent, 1 hectare, je vous le rappelle. Vous laissez sacrifier des arbres quasi centenaires en échange de pommiers, même s'ils contribuent à un parcours de soins. Des arbres centenaires que quelques-uns ici ont vu pousser, donc ils sont plus âgés que nous. Pour ceux qui Vous n'êtes pas si âgés. Pour ceux qui sont du quartier, nous sommes 3 au moins du quartier et d'un âge certain déjà. Donc imaginez l'âge des arbres. Par cette concertation en pleine fête de fin d'année, c'est comme faire une concertation en pleine fête de Bayonne, c'est un petit peu dommage. Ces choses-là méritent d'ailleurs d'être décalées en général d'1 mois, si l'on veut naturellement concerter. Un dernier point un peu surprenant. Les habitants, situés en quelques mètres en contrebas, quartier Saint-Bernard, se voient expliquer qu'on ne peut pas aménager et construire des logements sous couvert de la Loisanne, effectivement, et là, paradoxe, 1 hectare qui sont déclassés. Mais en même temps, donc, sur ce quartier Saint-Bernard, la fermeture de l'école Marie Curie devient inéluctable pour vous. Ce ne sont pas des affaires bayonno-bayonnaises, je vous interromps déjà, puisque ces décisions sont du ressort de la CAPB. Et malgré ces quelques points que j'ai soulevés, mon groupe, nous abstiendrons, pardon. Merci. Voilà. Du centre d'oncologie à la clinique psychiatrique. Il n'y avait qu'un pas. Alain Lacassagne, vous allez faire ce pas-là et répondre à M. Duzer. Je vais répondre très rapidement en rappelant que ce projet était présenté toujours en commission stratégie urbaine. Voilà simplement ce que je peux dire. Concernant ce projet, il s'agit d'accompagner un porteur de projet qui existe, la clinique d'Hamad, qui fait un très bon travail. Et il s'agit d'accompagner surtout les patients et les professionnels. Donc c'est leur donner de nouveaux moyens pour pouvoir travailler mieux. Il n'y a pas d'arbres qui seront sacrifiés. S'il y a une zone N qui est affectée, il y a également une compensation qui est prévue dans le projet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bien, je propose de passer au vote électronique, parce que c'est la tête. Hein. Donc, est-ce qu'on est prêt? On est prêt, donc le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Et donc, la délibération est adoptée, 174 pour, 4 contre et 11 abstentions. Je vous remercie. Nous passons maintenant au rapport 18, toujours avec Bruno Carrère. Donc, le rapport 18 concerne toujours une MECDU, mais à Biarritz. Par délibération du 20 mars 2021, le Conseil communautaire a engagé une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz en vue de réaliser des logements majoritairement sociaux dans le secteur Aguilera. Cette procédure a donné lieu à concertation préalable puis a été soumise pour avis à l'autorité environnementale et aux personnes publiques associées. Une enquête publique s'est par la suite déroulée du 6 octobre au 10 novembre 2022, au terme de laquelle le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable au projet, assorti de recommandations et d'une préconisation. Ces différents avis et les réponses qui ont été apportées sont détaillés dans le rapport. Le Conseil communautaire est aujourd'hui invité à lever les réserves et donner suite à l'ensemble des recommandations demandées, invitations et préconisations formulées par la MRAE, par les PPA et par Monsieur le commissaire enquêteur selon les modalités posées dans le rapport, approuver les amendements apportés en conséquence au projet de déclaration de projet MECDU, adopter la déclaration de projet important mise en compatibilité du PLU de la commune de Biarritz en vue de réaliser des logements majoritairement sociaux dans le secteur Aguilera. Merci. Sur ce rapport, j'ai une demande d'intervention de M. Carrère. Tout à fait au fond. Voilà, vous avez le micro. Merci, Monsieur le Président. Nous avons appris avec un sensible plaisir que notre municipalité, cédant à une heureuse inspiration, s'était rendue acquéreur de la propriété Aguilera que tous connaissent. Aguilera serait adjugé à la ville pour la somme de 200 000 francs. Bien que de prime abord, cette somme paraisse énorme et que le sacrifice semble au-dessus des disponibilités budgétaires, il n'en demeure pas moins établi qu'il est du devoir de nos conseillers de ne pas laisser échapper cette merveilleuse occasion qui passe à portée de leurs mains. Aguilera, dont tout le monde connaît les dispositions, est un magnifique domaine d'une étendue de 7 hectares dans une situation superbe et qui permettra d'y donner des fêtes nombreuses et inédites. La magnifique pelouse, qui a déjà vu se dérouler des matchs de football, des concours hippiques, pourra peut-être subir encore des transformations qui la feront se prêter de mieux en mieux à d'autres manifestations sportives. Il ne faudrait pas cependant qu'au milieu du concert des félicitations qui lui est adressé, notre Conseil oublie d'autres questions dont l'importance est encore plus vitale pour notre station. Les projets d'embellissement doivent marcher de pair avec les projets d'hygiène et de salubrité publique, et si Biarritz accuse dans son dernier recensement une énorme augmentation dans le chiffre de la population, qui de 13 000 habitants est monté à 16 000, cette considération crée à notre conseil municipal une obligation morale de sauvegarder la santé publique par des mesures d'hygiène intelligemment comprises. Chers collègues, vous l'avez compris, le texte que je viens de vous lire ne date pas vraiment d'hier. Cet extrait du journal L'Indépendant Biarrot du 5 avril 1906 nous rappelle que la vocation sportive du site d'Aguilera est ancienne et qu'elle est le fruit d'une volonté politique. Il y avait une dimension sociale affirmée dans cette ambition de développer les pratiques sportives et de les rendre accessibles à tous. L'avenir du site était déjà envisagé. Au fil de son histoire et poursuivant toujours l'intérêt collectif, Aguilera a évolué et s'est modernisé pour accueillir des disciplines sportives toujours plus nombreuses et variées. Cette histoire, riche et ancienne, explique qu'Aguilera revêt pour de nombreux Biarros une forte valeur patrimoniale. Cet attachement, nous l'avons retrouvé dans les craintes légitimes exprimées par le public pendant les phases de concertation et d'enquête publique. L'archive nous rappelle aussi que la ville devait faire face à d'autres enjeux comme aujourd'hui. Les questions d'hygiène et de salubrité étaient alors d'actualité et la modernisation de l'assainissement un progrès nécessaire. On parlait d'ailleurs déjà d'assainissement et de réseaux séparatifs. Aujourd'hui, évidemment, la question de l'accès au logement est prioritaire. Pour répondre à ce défi, la production de logements neufs est le levier d'action principal et chaque commune doit y participer, nous en sommes tous conscients.
L'inscription de nos communes dans le dispositif territoire engagé pour le logement, ça a été dit tout à l'heure, annoncé cette semaine par le Premier ministre, va dans ce sens. Mais à force de répéter qu'Aguilera était la dernière réserve foncière disponible de la ville, on a oublié que le site n'était pas une simple friche urbaine à requalifier ou une page blanche. Le site exige une opération de renouvellement urbain par définition très complexe. Il faut tenir compte non seulement des équipements existants, du contexte bâti, mais aussi des usages, des pratiques et du vécu. C'est un autre enseignement de la concertation. Je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait que le projet doit trouver un équilibre entre la création de logements, dont on ne remettra pas en question l'intérêt général absolu, et le maintien, voire le développement de la vocation sportive du site. Alors j'en viens au projet présenté aujourd'hui. D'emblée, je pense que la méthode n'était pas adaptée. La délibération du 20 mars 2021 engageant la procédure ne faisait pas référence au sport dans les objectifs poursuivis. On retrouve la création de logements, bien sûr, l'insertion paysagère et environnementale, l'articulation avec les transports urbains, mais pas le sport. Pas comme objectif à part entière, ce qui est quand même très problématique. Autre difficulté, la fixation dès le lancement de la procédure d'un minimum de logements réalisés de 300. Ce chiffre n'a jamais été expliqué et vraisemblablement il n'est pas adapté au site. Le fait qu'il soit inscrit dans la délibération d'engagement lui a donné une valeur prescriptive dont il est difficile de sortir aujourd'hui et ce qui limite fortement les options d'aménagement. On voit bien que l'on essaie de caser ces 300 logements coûte que coûte dans un site beaucoup plus contraint qu'on ne l'avait pensé. Une autre démarche aurait pu être de déterminer d'abord la capacité d'accueil du site et d'en déduire ensuite un potentiel de logement réalisable. Un taux plus important de logements sociaux, c'était d'ailleurs une préconisation, ou une réserve même des services de l'État, à plus de 70%, et la conjugaison avec une offre abordable pour le reste des logements, le marché libre, n'aurait pas contredit l'objectif en la matière. Concernant la dimension sportive, je constate qu'elle fait enfin son apparition dans le dossier définitif, mais me semble-t-il de façon insuffisante. Le projet annonce un plan conséquent de rénovation des équipements sportifs, certes, mais sans donner ni programmation dans le temps, ni principe de financement, donc finalement sans engagement. Le stationnement a beaucoup fait réagir. L'offre de stationnement public, une fois le projet réalisé, serait d'environ 250 à 300 places. Un système de navettes relié au parking Irati viendrait en renfort lors des matchs ou événements sportifs. Sans avoir d'avis d'experts ou tranché sur la question, je m'interroge quand même sur l'efficacité du système proposé, dans la mesure où il faut prendre en compte désormais l'utilisation du parking par les nombreux usagers et le personnel de la clinique Aguilera, ainsi que par les besoins générés par les futurs services et commerces qui pourraient se développer sur le site. Le recours aux navettes lors des matchs est intéressant, mais ne peut être que complémentaire. On peut donc craindre une aggravation du stationnement anarchique à l'avenir. J'en viens au choix d'aménagement et très précisément l'implantation des îlots d'habitation. L'îlot de la rue Sino del Duca, donc entre l'Escouelrail et le terrain Coubertin, c'est peut-être celui qui pose le moins de problèmes, si ce n'est la question de la rotation du terrain Coubertin, comme dans un Tetris géant, à 2 millions d'euros quand même. On n'a pas de précision sur les dimensions et la viabilité du terrain après l'opération. Plus grave, la démolition de la tribune séculaire du Menderne et son remplacement par un immeuble d'habitation. Alors là-dessus, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Il faut abandonner cette idée précisément. En raison de la trop grande proximité avec le terrain, sur lequel il va forcément empiéter, mais aussi des problèmes de voisinage que cela va poser, et je pense d'abord aux futurs résidents. C'est le point le plus dur, le point qui a fait le plus réagir le public. Il n'est pas nécessaire, me semble-t-il, d'avoir rougi ses genoux dans son enfance sur cette pelouse pour comprendre qu'on soit heurté par ce scénario tout de même. J'en reviens à l'histoire, au patrimoine commun et aux symboles. Donc on rénove, on restaure, mais on ne démolit pas, à mon avis. Enfin, j'évoquerai le grand absent du projet,
le stade de Léon Lariboe et d'une façon générale le rugby. Un comble quand on travaille sur l'avenir d'Aguilera. Non seulement rien n'est annoncé pour la modernisation du stade, mais toute extension future sera fortement compromise, voire rendue impossible par le plan d'aménagement proposé. Ce qui réduit également la possibilité de voir un jour à Aguilera le centre de formation promis depuis longtemps. En conclusion, et pour résumer ma position sur le dossier, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous citer. On peut poursuivre un même objectif, mais ne pas être d'accord sur la méthode. C'est exactement cela. On peut partager la même ambition sur le logement, mais espérer un projet différent, plus équilibré, qui s'adapte plus qu'il ne s'impose. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Les débats municipaux s'exportent. Bien, à la communauté de l'agglomération. Il y a Esteban qui a demandé la parole, et puis M. Baruch. C'est à côté, donc c'est bien. Oui, merci, Monsieur le Président. Je citerai aussi le maire de Bayonne en conseil municipal. Il faut que les communes, les autres communes prennent leur part de logements sociaux. Il est évident que la commune de Biarritz accuse un retard important qui n'est pas le fait uniquement de la majorité actuelle, mais qui remonte à un certain nombre de majorités précédentes. On pourrait remonter à Guy Petit, à Bernard Marie, même Didier Borotra, qui n'a pas réalisé grand-chose sur le logement social. En attendant, moi j'ai un questionnement sur la délibération. On nous dit que c'est majoritairement social, donc ça passe de 56% à 60%. Pourquoi pas 70% de logements sociaux? Pourquoi pas 100% de logements sociaux? Ce qui permettrait peut-être à la ville de Biarritz de sortir des clous et de prendre sa part de logements sociaux au niveau de l'agglo. La délibération, en ce qui concerne justement ces chiffres, n'est pas très très claire. Il a fallu faire un calcul. On nous dit sur les 60% de logements sociaux, il y a 30% PLAI, 40% PLUS. Alors PLAI, c'est logement très aidé, PLUS, on va dire famille plus moyenne, et puis achat, donc privatisation en BRS pour 30%. Autrement dit, il reste 40% pour les promoteurs immobiliers. C'est quand même une de part belle dans ce beau quartier d'Aguilera où le mètre carré voilà, plafonne entre 11 000, 12 000, 13 000 euros le mètre carré. Moi, je regrette qu'on laisse encore cette part belle aux promoteurs immobiliers. On parle de Bouygues, on parle d'Aldaï, bon, voilà, des promoteurs habituels qui se partagent nos projets. En tout cas, je constate que finalement, pour ce qui est du logement social locatif, nous en sommes à 40%, parce que, évidemment, le BRS, bien qu'il soit qualifié de logement locatif, de logement social, n'est pas du logement locatif. Et nous savons que dans notre agglomération, les besoins sont en logement locatif social. En conséquence, moi, je m'opposerai à cette délibération. Monsieur Baruch. Merci, Monsieur le Président. Donc oui, on ne va pas exporter le débat qui a déjà eu lieu en conseil municipal, mais peut-être remettre en perspective. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on connaît ces difficultés à Biarritz? C'est que Biarritz est déjà une ville très urbanisée, très contrainte. On a l'océan, on a des lacs, on a des avions qui nous passent au-dessus, qui nous empêchent de construire. Et donc, ce n'est pas évident de faire du logement à Biarritz. Donc ça, c'est une première réalité. Ensuite, c'est vrai qu'on est parti un peu, j'allais dire, dans le délire de faire du logement sur un plateau sportif. Mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que depuis le temps qu'on en parle, le curseur a bougé de 200 à 500 logements. Et aujourd'hui, encore, on ne sait pas exactement combien on peut en faire. Et comme disait Sébastien Carrère, ça aurait été bien de faire d'abord une étude pour savoir combien on peut en faire avant de lancer ce projet. J'ai cherché une métaphore un petit peu pour imager. Et en fait, si vous voulez faire du logement sur ce plateau, ce serait un petit peu comme vouloir faire rentrer une planche de surf dans une boîte à chaussures. Et c'est un petit peu ça la difficulté. Donc nous, c'est vrai que pendant la campagne municipale, tous les candidats avaient proposé du logement. Moi, j'avais proposé d'en faire en marge des terrains, mais en aucun cas de détruire ces terrains parce qu'on a différents sports
Et notamment, comme sport, Monsieur le Président, on a le rugby. Je vous rappelle que vous nous avez fait voter en conseil communautaire l'intérêt communautaire de l'aviron bayonnais. Eh bien, figurez-vous qu'il y a aussi un intérêt communautaire et un palmarès d'ailleurs au Biarritz Olympique, et que, en tant que Biarro, moi j'espère qu'on ne verra pas disparaître à terme cette équipe. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. On n'a pas de garantie que les terrains sur lesquels les joueurs jouent et s'entraînent seront préservés. Donc c'est vrai que si demain on nous présentait une délibération d'un projet immobilier à Jean Daugé, peut-être que vous auriez les mêmes inquiétudes que moi. Voilà, donc on aurait besoin de ces garanties-là, que d'un côté, le sportif soit préservé, que le rugby professionnel à Biarritz soit préservé, et également donc, que les Biarros puissent se loger, ça c'est vraiment important. 60% de logements sociaux, on peut se dire que c'est beaucoup, mais ça laisse 40% en accès libre, avec les tarifs qu'on connaît, les difficultés qui empêchent les locaux, même les classes moyennes supérieures aujourd'hui, de se loger dans Biarritz. Donc, quitte à faire un projet d'intérêt communautaire, autant le faire dans l'intérêt de nos habitants avant tout. Donc, je maintiendrai, moi je n'ai pas été rassuré à ce stade sur tous ces points d'interrogation, donc je maintiendrai mon abstention que j'ai formulée en conseil municipal. Bien. Je pense que Madame le maire, vous êtes concernée. Un petit peu. Merci, Monsieur le Président. Sans refaire un débat Biarro, bien évidemment. Je pense qu'il est important pour vous tous, chers collègues communautaires, peut-être Sébastien Carrère a rappelé l'historique. Vous avez simplement oublié, chers collègues, de dire que le maire de l'époque avait fait augmenter les impôts de 2,5% pour acheter ce beau terrain dans lequel on allait faire des fêtes. Et à l'époque, effectivement, la population avait déjà beaucoup augmenté. On est passé de 13 000 à 26 000 en pratiquement un siècle. Et c'était bien de rappeler que ces terrains, contrairement à la légende urbaine, n'ont pas été offerts à la ville de Biarritz, mais que le maire les a achetés en augmentant les impôts. Je ne vais bien évidemment pas rassurer les amateurs de rugby et surtout pas arriver, je le pense, à déminer toutes les fake news qui peuvent traîner à longueur de presse, d'articles de journaux. Il est bien évident que le fantasme de voir des logements à la place du stade est grotesque. Il n'y aura pas de logement à la place du stade Léon Lariboe. Je rappelle également que le stade est propriété via un bail amphithéotique d'une société privée qui est la SASP, qui est propriété à l'heure actuelle du groupe Gavcal, et que la ville, à ce stade, ne peut absolument pas toucher ni à son stade, ni à sa pelouse. Elle n'en a pas le droit. Elle le loue donc via ce bail amphithéotique contre un loyer annuel de 2 500 € jusqu'en 2033, c'est dire si la ville fait un effort. En tout cas, elle n'a pas le droit de faire des travaux. Ces travaux ne pourront être faits, ces rénovations ne pourront être faites que lorsqu'il y aura un accord avec la SASP, et ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. La ville soutient son rugby de façon extrêmement ambitieuse. C'est encore un contrat d'image de plus de 600 000 € TTC qui a été décidé et voté cette année, plus les centaines de milliers d'euros que la ville verse à son club amateur et à son centre de formation. On est presque à 1,4 million d'euros que la ville de Biarritz verse au rugby professionnel et amateur. C'est dire l'importance que nous accordons au rugby, qu'il soit amateur et professionnel. Pour revenir sur les logements, il faut savoir que ce terrain a une vocation sportive, elle le restera. Aujourd'hui, il est très fréquent à travers le monde, la France, l'Europe, qu'on trouve des projets mixtes dans lesquels le sport, le logement et d'autres usages puissent se mélanger. Et c'est d'ailleurs ce que nous invite à faire le gouvernement. C'est ce que nous invite également à faire la transition écologique, à économiser le foncier et donc à construire la ville sur la ville. C'est ce qu'on entend en tout cas à l'heure actuelle. C'est ce qu'a fait d'ailleurs la ville de Biarritz depuis très longtemps. C'est une ville qui est haute, qui a surélevé ses bâtiments. Et aujourd'hui, partir d'une étude qui pourrait nous dire on peut faire 100, 200, 600 logements, tout dépend de l'échelle. Et l'échelle, elle est en train de bouger puisque le gouvernement actuel nous invite à monter et à faire des logements de plus en plus élevés. Donc de toute façon, ce travail que nous aurions pu faire aurait été aujourd'hui obsolète puisqu'on nous invite à monter. Il y a sur ce plateau sportif un certain nombre d'infrastructures
en dehors du rugby. Et la ville de Biarritz s'est engagée à rénover certaines infrastructures, en particulier une association ancienne qui s'appelle l'USB, qui est devenue complètement obsolète, qui est un lieu très important de lien social. Et la ville va débourser 4 millions d'euros pour permettre à cette association, qui a plusieurs centaines de membres, d'avoir des locaux modernes, adaptés à la transition énergétique et qui permettent aux membres de venir faire quantité de sport dans des locaux parfaitement rénovés. C'est 4 millions d'euros que la ville va mettre. Mon prédécesseur a déjà dépensé plus de 4 millions d'euros sur la rénovation de certains terrains d'entraînement, dont un est spécifiquement dédié à la SASP Rugby, qui est le fameux Coubertin qu'on va retourner. Donc vous voyez que déjà 4 plus 4, on est déjà à 8 millions d'euros sans avoir fait le moindre aménagement. Donc nous n'allons pas faire 100% de logement social pour 2 raisons principales. La première, c'est que depuis les années 70, au-delà de 50 ou 60 ou 100 logements, on préconise de ne pas faire 100% de social pour qu'il y ait cette fameuse mixité sociale. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous ne souhaitons pas faire du 100% social. Et la deuxième raison, c'est que la vente des terrains doit permettre également de revenir à ce lien social qu'est le sport au travers d'infrastructures rénovées, que ce soit l'USB, que ce soit les terrains de sport. Et nous n'allons pas détruire le patrimoine, en l'occurrence la tribune Bendern. Nous allons mettre au-dessus d'une tribune rénovée des logements appropriés pour des seniors précaires, puisqu'à l'heure actuelle, une des grosses problématiques de la ville de Biarritz, ce sont toutes ces personnes âgées qui sont locataires et qui sont mises à la porte de leur logement lorsque le propriétaire décède et que les propriétaires héritiers ne peuvent pas payer les droits de succession. Donc nous allons avoir un ambitieux projet pour loger cette population-là en particulier, et nous ne pensons pas qu'à l'image d'autres villes, mettre une population, en particulier des personnes âgées qui vont pouvoir être logées dans des conditions décentes, au-dessus d'infrastructures dans lesquelles des jeunes vont s'entraîner à des heures qui ne les dérangeront pas, soit un problème. Donc voilà les contours de ce quartier. Et effectivement, la ville de Biarritz prend sa part dans le logement social. Je vous rappelle que plus de la moitié du territoire n'est pas constructible, entre les zones naturelles et entre la courbe de l'aéroport, que nous portons dans notre dette 10 millions d'euros de foncier, qui est porté par le PFL, mais qui est également porté par la dette de la ville, et que nous venons de prendre une pénalité supplémentaire de 900 000 euros, alors que nous menons une politique volontariste, mais que tous nos projets aujourd'hui sont bloqués par des recours. Et nous avons également un geste extrêmement volontariste. Je suis personnellement allée voir l'ancien ministre, M. Vergriette, pour pouvoir faire partie du projet pour lequel nous avons été sélectionnés. Et j'attends beaucoup de l'État et du législateur dans une capacité à assouplir ces recours dans des villes tendues comme certaines de nos villes, que nous ayons, nous les maires, la possibilité de faire accélérer, enfin en tout cas c'est pas nous qui allons les faire l'accélérer, c'est le législateur, mais que ces recours soient le plus court possible pour que ces dizaines, ces centaines de personnes puissent trouver un logement. Voilà, donc c'était le message que je voulais vous faire passer, mes chers collègues, malgré les remarques fort pertinentes que vous avez pu mentionner. Ce projet est vital pour la ville de Biarritz et nous avons plus de 3000 personnes en attente de logement social. Merci. Merci, Madame le maire, puisque c'est plutôt à ce titre que vous êtes exprimé. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je vous propose alors de procéder au vote électronique de cette délibération. Le scrutin est clos et la délibération est adoptée à 137 voix pour, 11 contre, 47 abstentions. Je vous remercie. Bruno Carrère poursuit avec le rapport 19.
Donc on s'éloigne un petit peu de la côte, on va à Hasparren, et là il s'agit de prendre une délibération qui nous permet de décider de ne pas réaliser d'évaluation environnementale. Donc sur la modification numéro 1 du PLUI de la commune d'Hasparren, donc par décision du 16 février 2024, l'autorité environnementale a rendu un avis concluant sur l'absence de nécessité de soumettre le dossier à évaluation environnementale. Le conseil communautaire est en conséquence invité à confirmer la décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de modification simplifiée numéro 1 du PLUI du pays de Hasparren, ce projet n'étant pas susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement et la santé humaine. Merci. Sur ce rapport, je propose qu'on le fasse à main levée. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? La délibération est adoptée. Monsieur Bruno Carré, vous poursuivez le rapport 20. Rapport 20, donc c'était exactement le même type de délibéré sur la modification numéro 1 du PLU de Cambo-les-Bains. Donc le conseil communautaire est en conséquence invité à confirmer la décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de modification simplifiée numéro 1 de la commune de Cambo-les-Bains, ce projet n'étant pas susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement et la santé humaine. Merci. Je propose de mettre ce dossier à main levée. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? La délibération est adoptée. Claude Olive devait présenter ce rapport, je le fais pour lui. C'est le rapport 21 où il s'agit de réinstaurer un périmètre de champ d'application du DPU, droit de préemption urbain, sur la commune de Biarritz. Le conseil communautaire est invité à réinstaurer ce droit de préemption sur l'ensemble des zones U et AU délimitées par le PLU de la commune de Biarritz à la suite de la mise en compatibilité du document d'urbanisme tel qu'identifié sur le plan annexé au rapport. C'est la suite de ce qui précède, évidemment. Je propose quand même qu'on le fasse à main levée. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Monsieur Carrère, rapport 22. Donc les deux derniers sujets sur la compétence patrimoine que j'ai mentionné lors du débat. Donc afin de prendre en compte, alors le point 22, pardon, afin de prendre en compte certains enjeux environnementaux et à la demande de la commune, le conseil communautaire est invité à approuver l'engagement de la procédure de modification numéro 1 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Bidache. Merci. Ce rapport, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Il est adopté. Bruno Carrère, rapport 23. Le site patrimonial remarquable de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port a été classé par arrêté ministériel du 6 septembre 2023. Afin d'assurer le suivi de ce site, une commission locale de SPR doit être instituée. Le conseil communautaire est invité à approuver la composition de la CLSPR de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, conformément aux propositions formulées dans le rapport, qui ont par ailleurs recueilli l'avis favorable de Monsieur le Préfet. Y a-t-il des abstentions ou votes contre ce rapport? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Daniel Soumedi, rapport 24. Mil esker, herri turistikoa izendapena atxikitzeko delibero bat badugu eta hori Senpereko herriarentzat. Donc il s'agit d'un renouvellement de la dénomination de commune touristique pour la commune de Sempe sur Nivelles. Donc conseil communautaire, nous sommes invités à autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le renouvellement de la dénomination de la commune touristique pour la commune de Sempe sur Nivelles, celle-ci remplissant les critères requis que vous avez vu sur la délibération. Merci, Monsieur Soumedi. Oui, il y a une demande de Madame Etchemendi. Vous avez la parole. C'est la fin et que tout le monde attend, mais évidemment, Saint-Pé, ne s'inquiète pas, nous allons voter pour le renouvellement de la commune touristique de Saint-Pé. Je voulais juste vous faire attirer votre attention. Dans l'arrêté préfectoral, il y a un petit tableau avec les critères d'attribution pour cette labellisation résidence touristique, et vous allez remarquer avec moi que le critère le plus important en matière de logement c'est celui qui est attribué aux résidences secondaires. Il a un critère de 5, donc plus vous avez des résidences secondaires dans votre commune, et plus vous avez de chances d'être labellisé commune touristique. C'est juste que je considère que cette politique étatique, et nous considérons évidemment à Bill Gaiten que cette politique étatique est un petit peu passéiste. Elle va un peu à l'encontre de notre politique des logements, et à l'heure où on a des collectifs de citoyens qui se mobilisent pour éviter la prolifération des résidences secondaires, nous estimons que peut-être
ça serait peut-être opportun de faire remonter là une révision de ces critères qui sont pas en faveur de notre... qui sont complètement dissonants avec la crise de l'accessibilité du logement pour la population locale et qui sont absolument dissonants aussi avec notre politique de logement et avec la stratégie de tourisme durable et j'oserais dire même de tourisme solidaire, c'est-à-dire qui respecte au minimum et qui ne fragilise pas les conditions de vie des populations autochtones. Voilà, c'était juste ça. Oui, mais c'est intéressant, c'est noté, il y a une certaine forme de perversion dans un certain nombre de réglementations. Voilà une où, effectivement, on encourage à multiplier les résidences secondaires. C'est noté, Madame Chemendi. Je mets aux voix, pas d'abstention ni de vote contre, c'est adopté. Maïder Arostegui, maintenant comme vice-présidente, elle va prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. La communauté d'agglomération Pays Basque a engagé l'actualisation des zonages des eaux pluviales des 5 communes du pôle territoire Côte Basque-Adour, Anglette, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau. Ces zonages ont été soumis à enquête publique du 13 novembre au 14 décembre 2023 et ont donné lieu à 4 observations. Le commissaire enquêteur a communiqué son procès-verbal de synthèse le 20 décembre 2023, auquel un mémoire en réponse a été adressé. À l'issue de cette procédure, le Conseil communautaire est invité à approuver le zonage des eaux pluviales des 5 communes précitées. Merci. Pas d'abstention ni de vote contre. Délibération adoptée. Vous poursuivez, Madame Arostegui. 26. Alors, toujours, la communauté d'agglomération Pays Basque a engagé en 2023 la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune des Aldudes. L'enquête publique s'est déroulée du 8 au 22 décembre 2023 et n'a donné lieu à aucune observation du public. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet. Le Conseil communautaire est en conséquence invité à approuver la révision du zonage d'assainissement des eaux usées, ainsi que la carte des zones d'assainissement collectif et non collectif de la commune des Aldudes, telle qu'annexée au rapport. Merci. Pas d'abstention ni de vote contre. Adopté. 27. La communauté d'agglomération Pays Basque a engagé en 2023 la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune d'Espelette. L'enquête publique pour le zonage d'assainissement s'est déroulée conjointement avec l'enquête publique pour le projet de PLU du 5 octobre au 10 novembre 2023 et n'a donné lieu à aucune observation du public pour la partie zonage d'assainissement. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet, assorti toutefois d'une réserve à laquelle il a été répondu. Le Conseil communautaire est en conséquence invité à approuver la révision du zonage d'assainissement des eaux usées, ainsi que la carte des zones d'assainissement collectif et non collectif de la commune d'Espelette, telle qu'annexée au rapport. Merci. Pas d'abstention ni de vote contre. Délibération adoptée. Maïtena Kuruchet, maintenant, le rapport 28. Merci, Monsieur le Président. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite la loi AGEC, du 10 février 2020, a fixé un nouvel objectif de réduction de 15% de la production des déchets d'ici 2030. Il est en conséquence nécessaire d'ajuster les objectifs et les actions de ce qu'on appelle le PLP-DMA, donc le Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, qui a été adopté par la communauté d'Aglo Pays Basque, le syndicat Bilta-Garbi et la communauté de communes Berne-des-Gaves pour la période 2024-2029. Ce programme s'articule autour de 9 thèmes que je ne vais pas redétailler ici, que vous retrouverez dans la délibération, qui sont en adéquation avec les politiques nationales, régionales et la feuille de route du syndicat Bilta-Garbi. Le Conseil communautaire est invité à adopter le programme local de prévention des déchets ménagers assimilés 2024-2029, ainsi révisé. Merci. Pas d'abstention ni vote contre. Délibération adoptée. Le dernier rapport, c'est Jean-Yves Bussiron qui le présente. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous êtes tous très heureux de m'entendre puisque je suis le dernier à passer. Alors, je vais en profiter. Bon, d'abord, quelques petites explications en dehors du sujet. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé de 15 personnes embauchées par les services déchets. Alors, ces 15 personnes, ça concerne le remplacement de services externalisés, ça concerne aussi le doublement des personnes dans les déchetteries et le remplacement des CDD par des CDI. Voilà, ça c'était une explication. Deuxième explication, vous avez vu que l'an dernier, on a mis en place l'extension des consignes de tri, on en a déjà parlé.
Maintenant, depuis le 1er janvier, on connaît les résultats. Effectivement, on a une baisse de 7000 tonnes d'ordures ménagères. Alors 7000 tonnes, ça correspond, pour vous donner une idée, à la production de la Soule, de la Basse de la Navarre et du pays de Bidache. J'espère que l'année prochaine, on pourra y rajouter Hérobi et Niverdour. Voilà. Bon, j'en viens au sujet. Comment? Ah oui, le pays d'Asparin. Oui, bon. D'accord. Bien. Alors, j'en viens au sujet. La loi AGEC fait obligation aux collectivités. Alors, loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, cher à Maïtena. La loi AGEC fait obligation aux collectivités de proposer une solution de tri des biodéchets alimentaires à leurs habitants à compter du 1er janvier 2024. Pour ce faire, la communauté d'agglomération et le syndicat Bilta-Garbi, on travaille en partenariat tous les deux bien sûr, souhaitent intensifier la pratique du compostage déjà présente, ancrée sur le territoire, en mettant gratuitement à la disposition le matériel de compostage, soit individuel, soit collectif, c'est-à-dire des composteurs de quartier ou en bas d'immeubles. Alors, des opérations de distribution et de formation de compostage seront organisées par le réseau des ambassadeurs du tri du syndicat Bilta-Garbi ou par des maîtres composteurs, puisqu'il y en a qui ont été embauchés récemment, dès le printemps prochain. Pour autant, la collecte en porte-à-porte des biodéchets n'est pas totalement exclue. Oui, pour les zones où il sera difficile d'installer des composteurs partagés, ça représente une dizaine de communes et un peu plus de 500 résidences, seront concernées. Une étude sera lancée courant 2024 pour préciser les modalités techniques et financières de la réalisation de cette collecte qui pourrait être déployée à l'automne 2025. Le Conseil communautaire est invité à approuver la stratégie en matière de collecte et de valorisation des biodéchets à compter du 1er janvier 2024 et notamment la mise à disposition gratuite des composteurs individuels ou collectifs pour l'ensemble des foyers du territoire. Merci. Merci beaucoup à M. Bussiron. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie de votre assiduité. Et on se retrouve autour d'un verre et quelque chose à manger.